but that's alright, my darling. Just an hour we will go where the four winds blow, and everyone would know the fortune favors the brave. You reap what you sow, 'cause fortune favors the brave. Whoa, oh, yeah. You reap what you sow, 'cause fortune favors the brave. J'élèverai le nom de mon roi, de la capitale française à Brazza. Fier comme un capitaine au brassard, on bute le paradis et des hasards. Je prendrai le temps pour ceux que j'aime, bien de leur dire combien je l'ai. Pour ma famille, mon Dieu, je le loue. L'évangile, c'est mon glitch chez les loups. Montrer combien je les aime, et quand ton amour ne compte pas, mon Jésus contrôle la zone. C'est la course contre la montre. Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. 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 Yo, yeah. Donnerais-je finalement tous mes biens pour le salut de tous les pauvres? Comment ferais-je comme l'apôtre pour en sauver quelques-uns? Jésus-Christ nous a sauvés, jadis nous étions si mauvais. Comment pourrais-je l'en remercier? Cela me contraint d'innover. Toujours en force et déterminé, c'est avec foi que nous prestons. Le travail n'est jamais terminé, un évangile dans mon veston. J'irai prier dans les pays d'Afrique, je témoignerai Dieu dans les Amériques. Je baptiserai jusqu'en Ouganda, j'implanterai jusqu'en Alabama. Pour remercier l'Éternel, donnerai-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. 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 Yeah. Partage de connexion coché, cherche à rendre free mon prochain. Trop de comédiens, c'est ce que mon tragédie. Satan veut gaspiller ma 4G. J'enseignerai la voie du salut, guérirai les hommes du palu. Athlète formé pour le grand marathon, au-dessus des et des camps dira-t-on. Je deviendrai faible pour que l'on voit ta force. Moi je deviendrai faible pour que l'on voit ta force. J'honorerai mon prochain, oui je le mettrai bien. J'honorerai mon prochain, oui je le mettrai bien. Combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, combien il est bon. Oh, oh. Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. Combien il est les deux témoins revivalistes jusqu'à la ville aux 7 collines. Pour l'évangile, pour le nom, nous traverserons le Rubicon. मेरे दिल में क्या है छुपा हुआ, कोई दर्द सा है उठा हुआ।
तू बिछड़ गया मेरे हमनशी, तेरा अक्स क्यों ना जुदा हुआ। वो ही आहटे मेरे साथ है, वो ही रास्ते मेरे सामने, मेरे साथ चल रहा है, वो है कदम कदम से मिला हुआ। मैं तारीकियों के सफर में हूँ या दावतों के असर में हूँ, क्या मेरी नजर का गुमान है या ये चाँद ही है बुझा हुआ। मेरे दिल में क्या है छुपा हुआ, कोई दर्द सा है उठा हुआ। We about to make it big tonight, baby. Yeah. ZPN, Miss Rodney, Lucky D, Maxwell. Yo, je suis le mal qui fait le bien qui fait mal. Le boss du Congo dans la casse Ngolongolo, au bureau Ngolongolo, au parking Ngolongolo. Chez toi, chez moi, chez elle c'est Ngolongolo. Toi et moi, Dubaï, ton ex, bye bye. Escale à Hawaï, à la plage, aïe aïe aïe. Elles sont blondes, elles sont brunes, demi-rondes, demi-lune. Fondent dans la bouche, mais pas dans les When the mains. lights are on, baby, and the darkness is gone, you can run, but there is nowhere to hide. And when the sun stops playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. I came here to party, moving at la party. I came here to party. Ce soir on fait comme Tokyo. I'll take you away to Ce soir on fait comme Tokyo. Ce soir on fait comme Tokyo. Yo, je flotte sur le beat, tu bois la tasse. Ouvre ta bouche et ma clique te masse couleur pétrole. Normal que je t'allume, je sais que tu files, vas-y assume. Je suis le bamba ancré dans le bitume. Je trace ma life avec ma plume. Quand tu me vois, tu vois l'afro, tu vois le Congo, tu vois mes When the plombs. lights are on, baby, and the darkness is gone, you can run, but there is nowhere to hide. And when the sun stops playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. I came here to party, moving at la party. I came here to party. Ce soir on fait comme Tokyo. Bring it back, yeah. Now shake it, now move it, now shake it. Now shake it, now move it, now shake it.
chien des coups. Black Nick Mac, t'entends? Oui, mon frère, le son te braque. Bouge sur ce flow direct du ghetto, son salaud. Des gosses beaux, mon son accro, un vrai fléau. When the lights are on, baby, and the darkness is gone, you can run, but there is nowhere to hide. And when the songs start playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. I came here to party, Montréal à Paris. I came here to party. Ce soir on fait comme Tokyo. I'll take you away, I'll take you away, I'll take you away. I came here to party. And when the songs start playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur et homme-orchestre qui s'appelle Pascal Dufour. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal, mon atelier C'est beau. boutique. Merci Très beau, beaucoup. Écoute, Pascal, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on se croise de temps à autre dans plusieurs événements. Puis on a comme eu un coup de foudre énergétique, je trouve. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai, en fait. J'ai hâte que tu fasses des T-shirts. Je trouve que j'aime ton art, en fait. Bien, c'est ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un de mes vernissages. Ouais. Et le concept de cette émission, c'est vraiment un échange artistique où je reçois des gens sur lesquels j'ai eu des coups de foudre énergétiques comme ça, puis qui sont aussi des artistes pour les gâter un peu à ma façon, puis aussi échanger une conversation un petit peu plus profonde. On te connaît pour ta participation avec Les Respectables. Ouais. Vous avez gagné des trophées, faites le Centre Bell. Tu signes une de mes chansons préférées, Amalgame. Ah ouais? Ah oui, vraiment, là, je l'ai chantée plein de fois. Là. Mais en ce moment, depuis quelques années, tu as une carrière solo. Je te vois, t'es là dans ma ruelle. Oh, tu flottes comme un souvenir, ma belle. J'ai remarqué qu'avec Les Respectables, le rythme était un petit peu plus effréné, c'était vite, c'était fort. Puis quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de prendre ton temps. Est-ce que je me trompe? T'es dans le mille, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus... justement, de plus vivre le moment. Là, J'étais dans un rythme de vie depuis 17 ans qui était rendu qui était plus le mien, en fait. Puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis je voyais que les chansons allaient pas pour Les Respectables, en fait. Je trouvais que ça fitait pas avec ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tout ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi moi je les chanterais pas? Puis j'avais le goût d'avoir un côté plus social aussi dans mes textes, moins la décadence. Tu sais, je veux pas dénigrer la chanson, mais tu sais, moins ce côté-là. Non, on dénigre pas, là. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça que tu essaies de dire? Ouais, ben pour moi, où est-ce que je t'ai rendu, ouais. Étranger, je ne suis qu'un étranger. J'avais le goût d'explorer un autre type d'art qui était plus personnel à moi. J'écrivais plus pour moi et non pour d'autres. En fait. Quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de chanter pour chacun de tes fans, un à un. C'est bien dit, ouais.
En fait, souvent, tu es inspiré par les gens que tu rencontres. Puis justement, tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais. Mettons un exemple, un soir, quelqu'un va te dire moi, il se passe ça dans ma vie. Puis veut pas, tu l'absorbes. Puis ils vont dire une phrase. Comme je prends l'exemple, mettons, du premier album solo, c'est « Ici, le temps nous appartient », le titre du premier album. Puis la phrase que j'étais assis avec quelqu'un, on était en train d'admirer un coucher de soleil au Costa Rica. Puis c'était un super beau moment. Puis je sais pas, avec mon espèce d'esprit un peu stressé nord-américain, j'appréciais pas le moment, tu sais, je vivais pas. Puis il y a une personne à côté, un costaricien, qui m'a tapé sur l'épaule, une costaricienne, puis qui m'a dit « Relax, here we own the time. Ici, le temps nous appartient. » Puis j'avais rien dit, là. C'est juste elle qui a senti comment j'étais, puis qui m'a dit cette phrase-là. Puis je me suis inspiré de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous dire une phrase qu'on va faire « Ah, ça pourrait être... » Tu sais, si on garde les antennes allumées, en fait, ça peut être très inspirant. Tu chantes depuis, je pense que tu chantes depuis que tu respires. Tu le dis, hein? Oui, en que fait. chanter fait partie de ton identité. Oui, puis en fait, dans les respects, aussi, ce qui s'est passé, c'est que je chantais pas comme chanteur. Puis je me suis rendu compte que ça m'a manqué, ça, en fait. Trop d'étoiles se sont éteintes pour moi. Trop d'étoiles se sont éteintes. J'ai commencé jeune à chanter. Tu sais, on me faisait chanter à l'église. Puis, tu sais, après, j'avais joué du violon. Fait que j'avais une oreille qui était pas pire, tu sais, pour quelqu'un de mon âge, ça. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. On m'a dit, c'est pas un chanteur. Puis j'y ai cru, tu sais. Trop longtemps. Mais j'ai envie de te demander si, du jour au lendemain, tu pouvais plus chanter, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je ferais d'autres choses, en fait. J'essaie de pas m'attacher à... J'essaie de pas être attaché à trop de choses profondément. Puis j'essaie de pas trop avoir de high ni de down non plus. J'essaie d'être entre l'équanimity. J'ai vraiment accroché sur les titres de tes 3 derniers albums. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Citoyen du monde, Air salin, Oui. Sur un fil. Ça sonne comme de la poésie. C'est quoi le fil conducteur de ces 3 albums? Je dirais que le fil conducteur, c'est l'évolution d'un gars qui cherche à s'améliorer, peut-être à devenir une meilleure personne. Puis en essayant de parler de ce qu'il touche profondément, avec aucun... Tu sais, pas de but en arrière de l'affaire, juste sortir de moi ce que j'ai envie de sortir, puis ce qui me touche, en fait. Toi, moi, je regarde beaucoup l'actualité. En tout cas, quand je prends le pouls de la planète, il me semble qu'il y a beaucoup de choses de tragiques qui se passent en ce moment. Le monde a besoin d'amour. Qu'est-ce Vraiment. que toi, tu trouves de tragique en ce moment? Ce que je trouve tragique, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que je trouve que le monde écoute trop les nouvelles. Je trouve que ça, c'est un problème majeur parce que c'est pas des nouvelles, probablement, c'est des mauvaises nouvelles. Ça mérite pas de s'appeler des nouvelles, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils nous présentent pas les bonnes nouvelles. On dirait que les gens s'intéressent pas aux bonnes nouvelles, bizarrement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont masochistes, tu sais, qui vivent dans la peur, qui aiment ça. Je dirais que c'est en fait, comme tu dis, il y a un vrai manque d'amour. Je trouve que c'est le point principal, puis souvent, ça a l'air un peu épi de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste le fondement et la base de tout. Je leur ai fait peur en refusant de mentir. Je leur ai fait peur en refusant de mourir. Dans le passé, on donnait beaucoup de place aux chanteurs parce que justement, c'est eux qui apportaient vraiment la bonne nouvelle au travers de leur voyage, d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils amenaient avec eux ce qu'ils avaient vu, puis ils mettaient ça sur des airs. Hein? C'était eux, la musique guérit. les journalistes. T'es un peu un journaliste à travers ta musique. De quoi tu parles quand tu écris? À qui tu t'adresses? En fait... J'y pense pas à qui je m'adresse quand j'écris une chanson, mais j'essaie juste
que les gens que mon propos peut toucher, d'aller les chercher de la façon la plus précise possible, dans le sens que j'essaie de toucher un sujet qui est souvent... qu'on peut toucher au premier degré facilement, mais j'essaie d'y mettre une poésie en arrière aussi, tu sais. J'essaie de préciser, de mettre des degrés aussi, puis qu'il y en a qui vont prendre la chanson à un tel... J'essaie de pas trop expliquer non plus mes chansons, parce que souvent, je trouve que quand tu expliques trop tes chansons, tu peux donner ton meaning à toi. Tu les confines un peu, hein? C'est ça, dans un... Tandis que il y a des gens que... Tu sais, il y a des gens qui me parlent de mes chansons des fois, puis ils sont... Ils vont mieux le décrire que moi. Puis ils vont me dire, ah, moi, j'ai vu ça dans ta chanson, puis je vais dire, ben, c'est en plein de ça que je voulais parler. Fait qu'une chanson peut être le porte-étendard de plusieurs causes. Vraiment, vraiment. Puis d'autres, ils vont la voir complètement différente, puis je leur dirai pas non. Tu sais, je vais essayer de garder ça ouvert. Je trouve que en tant qu'auteur-compositeur, je trouve ça important que les gens aient leur vision de ton art et non toi qui essaie de leur prémâcher. En parlant de porte-voix, est-ce que toi, tu as des causes qui t'interpellent plus que d'autres? Il y en a... Ben, oui. En fait, moi, on a été avec Les Respectables pendant 5 ans, porte-parole de la journée sans ma voiture. En fait, on a commencé, nous autres, on voyageait beaucoup en camion, tout ça, puis on jasait beaucoup de... Jasais pas juste de filles. On jasait Il y a d'autres choses. On parle de d'autres choses que des filles. Puis on parlait, c'était souvent naturellement d'environnement. Puis c'était pas à la mode. C'est dans le sens que, pour donner un exemple concret, la première année qu'on faisait la journée sans ma voiture à Montréal, on faisait des entrevues avec des journalistes, puis ils nous disaient, qu'est-ce que c'est ça, là, votre histoire d'environnement? Puis on se faisait traiter d'abrutis un peu. Puis finalement, les mêmes journalistes après ça, 2-3 ans après, ils faisaient c'est pas si bête que ça, hein? Vous faites bien de vous impliquer, puis d'essayer d'en parler plus. Il faut en parler plus, puis ils commençaient à voir ce qui se passait un peu. T'sais. Fait que l'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Vraiment, ça, c'est... ça fait longtemps, en fait. Ça a commencé avec mon père, en fait. C'était plus un... Parce que c'était un marin, puis, tu sais, exemple... Lui, il était vraiment pour les bateaux à voile. Puis moi, je voulais un bateau à moteur, tu sais, quand j'étais jeune. Puis je comprenais pas. Puis il m'expliquait la puissance de chaque geste que tu fais dans la vie, jusqu'où ça peut amener, en fait. Que si tu pollues, tu rends pas le service aux voisins puis à ton prochain. Tandis que si tu fais attention, que tu fais bien les gestes, chaque geste, ben tu vas faire un pas faire avancer. Ben c'est bon, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ton père qui t'a enseigné ça? Ouais. Là, aujourd'hui, t'es papa. Ouais. De quoi t'aimerais que tes enfants se rappellent? Et on éduque par la répétition, hein? Qu'est-ce que tu répètes le plus? Je dirais que mes enfants... en fait, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le plus possible, c'est d'être heureux. Puis de voir ce qui les rend heureux, puis le respect pour les autres aussi, tu sais, l'espèce de relation parce que quand t'es jeune, souvent tu réalises pas ce que tu fais, puis puis de les asseoir, puis de prendre du temps avec eux autres, en fait. Ben moi, j'avais envie de prendre ce temps-là avec toi, Pascal. Ah, je comprends. Et moi, je suis un petit peu une marchande de bonheur, comme toi. Toi, tu répands la bonne nouvelle avec ta musique, tes chansons. Puis moi, je répands la bonne nouvelle avec mon art. Et je t'ai invité pour jaser avec toi, mais aussi pour te faire sourire encore un petit peu plus. C'est top. Merci. Ah, ça fait vraiment plaisir. Wow. Pour créer ce moment magique d'échange. C'est donc ben hot. Continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien puis tu m'inspires beaucoup. Merci. Puis comme toi on aussi. dit, faut être inspiré pour être inspirant. Merci.
C'est le regard baissé que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude. On nous a assez répété, on nous répète encore de ne pas nous inquiéter, y a pas de panique à bord. Alors on reste figé, impuissant et frustré, on essaie d'oublier comme des enfants cassés tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Est-ce qu'on apprend à 20 ans? On n'apprend même pas à s'aimer. Ça sert à quoi rouler des joints si c'est pour continuer à tourner? Tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage. On évite les face à face, on s'évite et on s'efface. On se regarde plus en face, on fait plus face à rien. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Elle est de quelle vérité ou de quel mensonge cette peur du jour aux nouvelles du soir? Toujours au poste, elle nous fige et nous ronge. On l'entend chuchoter dans tous les couloirs. Est-ce que c'est nous qui sommes faits, mais pas si bien fait que ça? Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Bienvenue à Montréal Gospel TV, votre émission culturelle qui vous présente des artistes de musique gospel de tous les styles, des subjections d'albums et de films à voir. Cette semaine, le thème de l'émission, c'est la victoire. Donc, on va vous présenter toutes sortes de vidéoclips qui parlent de victoire. On reçoit également un peu plus tard notre chroniqueur JY. Mon nom est Cassandra Apollon et bienvenue sur Montréal Gospel TV. La victoire, c'est quoi? Tout simplement, c'est de gagner. Mais plus précisément, ça peut être de gagner dans un match de sport contre soi-même, contre ses propres démons. Et également, ça nous appelle à nous dépasser. Moi, je vous dis que la victoire, c'est une question d'attitude. Ça appelle le champion et la championne en nous.
Pour débuter, regardons ensemble un vidéoclip de Dan Luten tiré de son 3e album Seule ta grâce. Regardons ensemble, laissons entrer.
en gardant cette attitude de champion et championne, on vous présente une formation canadienne de City Harmony qui sont gagnants d'un Juno Award dans la catégorie Christian Rock. On regarde ensemble Manifesto. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who have trespassed against us. Lord, lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. We're singing, Amen. Prochain vidéoclip est un groupe provenant de la France formé de 6 jeunes filles Céleste Harmony en collaboration avec Dani Kiana, un chanteur originaire du Congo. Ces jeunes adolescentes nous montrent comment célébrer la victoire par des danses, des chants et la bonne humeur. Voici le vidéoclip. Qui a gagné? Allez le voir sur le site web de CNV TV. On poursuit après la pause avec d'autres vidéoclips et notre chronique cinéma. On vous avait dit, c'est nous les champions. Il a vaincu au ciel, il a vaincu sur terre, il a
tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venue accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. De retour sur Montréal Gospel TV, on vous revient avec un deuxième vidéoclip de la formation de City Harmony. Une petite nouvelle pour les fans de cette formation, c'est qu'Éric a quitté le groupe pour des raisons de santé. On lui souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc, on poursuit avec Mountain Top. The valley low, that's where we make our homes. But this I know, that's what he saved us from. 'Cause we've seen the glory of our King on the mountain top. We've been to the mountaintop, we've seen the glory of our God. He is here in the valley low, he's here. I feel it in my bones, our God. Here and now, we are the body of our God. Oh, I don't mind what happens to me now. I know for sure that we've been changed somehow, and we'll be the glory of our King in his kingdom come. We've been to the mountaintop, we've seen the glory of our God. He is here in the valley low, he's here. I feel it in my bones, our God. Here and now, we are the body of our God. We build our temples, we build our walls, but they can't hold him in. We are the temple of our God, but we can't hold him in. We've been to the mountaintop, we've seen the glory of our God. He is here in the valley low, he's here. I feel it in my bones, our God. Here and now, we are the body of our God.
C'est maintenant le moment de notre chronique cinéma de la semaine avec notre chroniqueur JY qui, en passant, anime une émission de radio sur les ondes de Radio-VM 91.3 FM tous les dimanches soirs à partir de 19h et en rediffusion à minuit. Donc, bonjour JY. Bonjour. Présente-nous cette émission de radio. Oui, c'est l'Esprit Gospel. C'est une émission dans laquelle on présente, qu'on fait découvrir plutôt plusieurs artistes gospel, que ce soit des artistes d'ici ou d'ailleurs et de différents pays à travers le monde. OK, un peu comme nous. Oui, effectivement. Mais ça ne m'a pas empêché de venir ici là, pour faire une chronique cinéma. Donc, je suis sûre que tu es approprié pour nous parler justement. Quel est le choix de ton film? Là, je viens vous parler d'un film qui a pris mon attention, Facing the Giant. C'est un film qui est sorti en 2007, qui était réalisé par les frères Kendrick. C'est quand même des frères qui sont très reconnus comme duo de réalisateurs pour plusieurs films du genre chrétien ou film inspirational. C'est le terme utilisé là-bas aux États-Unis pour le genre de film. C'est le deuxième sur une série de 4-5 films qu'ils ont sortis. Et puis, à vrai dire, ce film-là, qui s'appelle Facing the Giants, c'est l'histoire d'un entraîneur. C'est un entraîneur de football dont l'équipe qu'il entraîne n'arrive pas à gagner du tout de match depuis 6 saisons consécutives. Wow. Dans le monde du football, pas gagner de match pendant presque 6 années, c'est quand même quelque chose. Et bon, il rentre en dépression au début du film. Et c'est vraiment lorsqu'il y a un groupe de prière formé spécifiquement de pères de famille qui l'invitent à venir participer à leur groupe de prière. C'est comme des rencontres hebdomadaires à travers lesquelles ils partagent, les pères de famille partagent ce qu'ils vivent. Bon, en plus, lui, il vit une deuxième problématique dans sa vie personnelle qui est le fait que sa femme n'arrive pas à avoir d'enfants. Okay. Donc c'est un double problème avec lequel il doit faire face. Il entraîne une équipe qui n'arrive pas du tout à gagner et il se retrouve à avoir une vie de famille où concevoir des enfants, c'est très, très compliqué pour sa vie de couple. Et c'est à travers la foi qu'il développe avec sa nouvelle spiritualité, que ses nouveaux camarades avec lesquels il fait connaissance dans le groupe de prière, que ça se développe. Et évidemment, bon, pendant le film, on voit qu'il reprend confiance en lui. Et cette confiance-là qu'il reprend à travers sa foi, finalement, il la transmet à ces jeunes qu'il entraîne. Et ça a un impact presque immédiat. Bon, ça reste quand même un film qui finit ce qu'on appelle en bon terme anglophone « happy ending ». Soudainement, l'équipe recommence à gagner et jusqu'à se retrouver en finale. Mais c'est sûr que je laisse le plaisir aux téléspectateurs de eux-mêmes aller le regarder. Je ne vais pas expliquer la fin, comment ça se termine, mais quand même, c'est un film très inspirant, surtout dans le genre drame que c'est. Justement, le thème de l'émission, c'est la victoire. Donc, c'était une de mes questions. Ont-ils gagné la victoire à la fin? Mais... comme je l'ai dit, je ne vais pas vendre le punch, mais on peut deviner. Et ta critique du film? La note que je pourrais donner, 4 sur 5, parce que quand même, point de vue trame narrative, point de vue aussi le talent des comédiens. Justement, il y a un des deux frères Kendrick, que c'est lui qui joue le rôle principal du coach. On le voit à l'écran. Il est vraiment très, très bien dans ce rôle-là. Ah, ben, merci pour cette chronique. Ah, c'est un plaisir. On vous revient tantôt avec un vidéoclip de Maggie Blanchard, Libérée. Donc, après la victoire, c'est l'émotion qu'on partage, c'est on se sent libéré. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui, je suis délivrée de tous mes ennemis. Jésus m'a libérée. Il
à payer ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui, je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevée. Sanctifiée, oui, je suis sanctifiée par le sang de l'agneau qui m'a régénérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui, je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. On vous revient après la pause avec 2 vidéoclips, un de Gabriel et l'autre de Prosper et JPM. Restez des nôtres. Hey, tout le monde, on fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. De retour sur Montréal Gospel TV, on poursuit un vidéoclip avec Prosper et JPM, leur vidéoclip Without You. Et également, avant ça, on va regarder Gabriel, un artiste de chez nous, qui poursuit sur le thème de la victoire. On vous présente son vidéoclip Merci à toi. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, lorsque je t'ai choisi.
Il y a eu bien des pleurs, alors de douleur, mais ton amour m'a suffi. Bien que méprisé, toujours aimé, quoi qu'abandonner, jamais tout seul. J'ai tout surpassé, vu tomber mes montagnes, mais tout en c'était toi. Combien t'es tombé, j'ai rigolé, mais tout en c'était toi. Maintenant, j'ai la paix du cœur, l'assurance de vivre que nuit je dis merci à toi. Oh, oh, oh. Merci à toi. Oh, oh, oh. Il m'arrive encore de me demander si tout cela est bien vrai. Mes erreurs passées n'étaient qu'expériences desquelles j'ai bien appris. Qui aurait pu croire que te connaître aurait tout changé, tout transformé. J'ai tout surpassé, mais tout en c'était toi. Sonia t'es tombée, mais tout en c'était toi. Maintenant, j'ai la paix du cœur, l'assurance de vivre que nuit je tout ce que je fais, c'est merveilleux. De voir ce il y a des jours meilleurs en avant de moi, mais dans les nuages, yeah, yeah, yeah. Il y a des jours meilleurs, il y a des jours meilleurs, mais quand les nuages s'élancent. Merci à toi. No words can tell it all. My love is from the heart. Each tear I cry, why my eye? Why are we so far? I wanna be next to you. Next to you. So let's not let a day always feel and pray. Longing for more and more, so much things to say. I wanna be next to you. Next to you. Can't go on without you. I can't go on without you by my side. I can't go on without you in my life. I can't go on. I can't go on. I can't go on without you. I see you waiting with your arms stretched wide. I can't go on without you in my life. I realize I can't survive without. Now let me just confess to you, I'm about to put it on. At about 16, I thought that I could do it on my own. Never committed, cause I really thought that I was grown. Every time I was in trouble, I had to pick up the phone. Nevertheless, you always answered all my calls. Even though you knew that I was always set up for a fall. You always bailed me out, really and truly never struggled. But I was dedicated to go right back to my hustle. Look at me now, bugging, I can't take it anymore. Even if I'm making 30 G's a month, I'm really poor. I'm back now, just wanna relax now. Just wanna be next to you, this is my confess to you. No words can tell it all. My love is from the heart. Each tear I cry, why my eye? Why are we so far? No words can tell it all. My love is from the heart. Each tear I cry, why my eye? Why are we so far? I wanna be next to you. Next to you. So let's not let a day always feel and pray. Longing for more and more. So
things to say. I wanna be next to you. Can't go on without you. I can't go on without you by my side. I can't go on without you in my life. I can't go on. I can't go on. I can't go on without you. I see you waiting with your arms stretched wide. I can't go on without you in my life. I realize I can't survive without you. I really thought that I was all that. In the Range Rover tilted fitted ball cap, fully loaded with a celly plain phone tap. Let me tell you that was then and now I'm here and it's a wrap. I'ma give you everything and I'm gonna keep it real. Every day and night I'ma get on my knees and tell you how I feel. I'm so in love with you. Now on it's you and I. On the real it's me and you. Nobody gonna rob this prize. The enemy's a liar trying to get into my mind. I'ma stand on your word cause no weapon shall prosper in my life. Can't do it by myself. I'ma need you by my side. It's real talk, that's why I can't go on without you. I can't go on without you by my side. I can't go on without you in my life. I can't go on. I can't go on. I can't go on without you. I see you waiting with your arms stretched wide. I can't go on without you in my life. I realize I can't survive without you. Voici une autre collaboration de Danny Piana avec cette fois-ci une autre formation Gospel Company composée de 3 membres et tous originaires du Congo. Ils font du gospel urbain. Voici le vidéoclip Jéricho doit tomber, disponible sur le site web de CNV TV. On poursuit après la pause avec notre chronique 10 et d'autres artistes. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. De retour de la pause, on est avec notre chroniqueur JY, mais cette fois-ci pour une chronique CD, album de la semaine. Cette semaine, qui tu nous fais découvrir? Je vous fais découvrir Eliane Isaac. C'est une chanteuse canadienne qui est née, qui a grandi à Montréal, que beaucoup de gens connaissent ici dans le milieu, surtout des églises évangéliques, comme une chanteuse prophétique. C'est le terme qui est très utilisé dans le milieu évangélique. Si on revient plus dans l'environnement musical global, elle serait plus considérée comme une chanteuse contemporaine / soul music. Elle a quand même une très bonne voix, une très douce voix. On tombe vraiment dans la chanson francophone. La musique gospel, de musique contemporaine, c'est quand même un style qui n'a pas été très développé ici. Généralement, les chanteuses gospel vont plus tomber du moins dans des styles très, très rythmiques, tandis que Eliane Isaac, elle est vraiment dans le style de chanson plus en douceur, qu'on pourrait peut-être comparer avec d'autres artistes qui ne sont pas nécessairement dans le gospel, que ce soit, si on tombe dans le contemporain, on pourrait peut-être parler de Céline Dion ou de Lara Fabian, tandis que c'est peut-être des comparaisons qui s'éloignent du moins de l'environnement dans lequel elle est, mais en termes de voix, de style, on tombe vraiment dans le pur contemporain. C'est une diva. Une diva, ouais, on pourrait utiliser ce terme-là. Une diva gospel. Nice. Et il y a quand même 2 chansons en particulier qui ont retenu mon attention dans cet album-là. Il y en a une chanson qui s'appelle « Dans ta présence que j'ai remarqué dans un des spectacles, parce que j'ai quand même eu l'occasion d'aller à un de ces spectacles,
où vraiment, c'est comme si le public rentrait en transe lorsqu'elle chante cette chanson-là. Wow. Et la deuxième chanson aussi qui a retenu mon attention, et c'est vraiment en spectacle qu'on peut vraiment bien ressentir du moins la force des paroles qui se trouve à travers ses compositions. C'est la chanson intitulée « Devant ton trône », dans laquelle, bon, elle partage vraiment avec beaucoup de profondeur l'importance de la foi qu'elle a en Dieu, et puis, du moins, toutes les bonnes choses que lui a apportées sa vie spirituelle et toute la transformation que ça lui a emmené. Et bon, de toute manière, une image vaut 1000 mots. Tant qu'à être là, à vous parler de cet artiste-là, on a la chance de pouvoir vous présenter au public de l'émission le vidéoclip de cette chanson-là, « Devant ton trône », qui met en vedette nul autre que Eliane Isa. Devant ton trône, Seigneur, j'adore ton nom. Devant ton trône, Seigneur, oh oui, j'adore ton nom, car tu es merveilleux. Oh, si merveilleux. Oh, devant ton trône, Seigneur, oui, je t'adore. Devant ton trône, Seigneur, alléluia. Devant ton trône, Seigneur, j'adore ton nom. Devant ton trône, Seigneur, oh,
s'en va à la pause. On vous revient avec le mot de la fin et un autre vidéoclip de GPM. À tout de suite. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. C'est déjà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que la victoire, c'est une question d'attitude. On termine avec cette formation d'Ottawa GPM et leur vidéoclip Hands Up. Donc, célébrer la victoire, les mains en l'air. On se voit la semaine prochaine. Au revoir. Hands up in the air if you're feeling the love tonight. Hands up in the air if you're feeling the love tonight. Hands up in the air. 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 Jesus Christ, we give you one. Celebration take over tonight. Are you ready? Get ready for a celebration take over Drop it!
yeah. Elle est gracieuse comme le jour, l'intégrité lui fait la cour. Elle a le cœur rempli d'amour. Elle est si belle, elle est si jolie. Elle connaît très bien le chemin de la prière. Son intimité avec Dieu ne date pas d'hier. Aujourd'hui encore elle s'est levée de bonheur. Elle ne remet pas à demain ce qu'elle doit faire. Elle est comme un navire marchand. Elle tend la main aux pauvres et à l'indigent. Son mari est considéré par les gens. Elle donne la nourriture à tous ses enfants. Heureux celui qui trouve la femme vertueuse. Celle qui craint l'éternel, c'est la femme vertueuse. Celle qui sera louée, c'est la femme vertueuse. Dès qu'elle se lève, elle se prépare pour briller. Dès que ses yeux s'ouvrent, elle se met à prier. Sa voix est douce, prompte à nous bercer. Précieuse comme l'épouse que Jésus vient chercher. Son cri dépasse les terres et les bijoux. Elle est le trésor de ses enfants, fou de ses bisous. C'est une femme en or, la femme vertueuse.
vertueuse, celle du proverbe 31. Toujours la même depuis la Bible, même en 2031. Qu'il a dans les écrits, lave les pieds des saints. J'ai cliqué son profil sur ma seconde 21. C'est un éloge à la femme, l'église la sœur. Un épître à ces dames qui réjouissent nos cœurs. Et si je chante les louanges de celle qui m'allait, c'est avec prose et grandeur, comme lui fait Hamlet. À l'intérieur et sa beauté, le travail, sa vertu, sagesse et calme pour sa femme et son couverture. Les années passent, ta beauté ne passe pas, ton cœur te rajeunit et cette vie ne te dépasse pas. Habitude et principes paraissent désuets, déçu du monde, tu nous montres qui Jésus est et qui Jésus aime. Si ce n'est la femme de bien, la femme de valeur, la femme vertueuse. Dès qu'elle se lève, elle se prépare pour briller. Dès que ses yeux s'ouvrent, elle se met à prier. Sa voix est douce, prompte à nous bercer. Précieuse comme l'épouse que Jésus vient chercher. Son cru dépasse les pères et les bijoux. Elle est le trésor de ses enfants, fou de ses bisous. C'est une femme en or, la femme vertueuse. Ses enfants l'honorent, la femme vertueuse. La vertu, où se cache-t-elle? Sinon dans le caractère. La beauté est vaine quand l'amour coule dans les artères. Peu d'artifice comme ces femmes médiatisées. Ça t'enflamme et la toile pour pervertir tes fils dénués. Ces humeurs, femmes pacifistes, procure la paix avant que celle-ci ne descende des nuits. Et la fontaine n'est pas remontée à la source précieuse. Le trésor n'était pas dans le champ mais dans la femme pieuse. Son amour n'est pas migratoire, navré pour Jonathan. Celui de la femme lui est préférable, David a tort. Sentinelle des siens, protection radar. Quand il veut détruire un foyer, le diable s'habille en Prada. Mène les projets à terme, quand bien même Satan s'acharne. Apaise les conflits de la vie, ouais, c'est une sage femme. Trouver la femme de valeur est un honneur. Mais où sont les hommes à la recherche du bonheur? Dès qu'elle se lève, elle se prépare pour briller. Dès que ses yeux s'ouvrent, elle se met à prier. Sa voix est douce, prompte à nous bercer. Précieuse comme l'épouse que Jésus vient chercher. Son cru dépasse les pères et les bijoux. Elle est le trésor de ses enfants, fou de ses bisous. C'est une femme en or, la femme vertueuse. Ses enfants l'honorent, la femme vertueuse. मेरे दिल में क्या है छुपा हुआ, कोई दर्द सा है उठा हुआ। तू बिछड़ गया मेरे हमनशी, तेरा अक्स क्यों ना जुदा हुआ। वो ही आहटे मेरे साथ है, वो ही रास्ते मेरे सामने, मेरे साथ चल रहा
sur le monde Morija. Daesh au grand et au moins riche. Viens, on va réussir sans tricher. Christ accueille les migrants sans refuge. Prends l'envol de l'aigle sans douter succulent le goûter. Mange l'agneau sans qu'il t'ait rien coûté. Comment dire qu'il n'est pas bon sans goûter? Viens, je te communique la foi que j'ai. La parole te guérit sans cacher. Je t'enlève la boue des yeux sans cracher. Sur les ailes de la foi sans faire de crash. Je te donne les semblés, je te donne les semblés. Satan ne peut pas m'arrêter. Je te donne les semblés, je te donne les semblés, je te donne les semblés. L'ennemi de mon âme court à sa perte. Je te donne les semblés. Quand le Seigneur a dit oui, personne ne peut dire non, non. Du filet de l'oiseleur, il te délivre entièrement. Contrat signé dans le ciel, les termes sont en diamant. Qui est témoin de cela? Certainement pas les médias, non, non. Frère, c'est le temps de crier. Ma soeur, c'est le temps de briller. L'adversaire a voulu nous cribler. Passement de jambes, dribblé. On voit toutes choses en grand, toutes choses en double. 1-0, 2-0, triplé. Comment est-ce qu'il a fait replay? Il nous pensait perdus sans le mettre. Pentecôte la cagnotte. L'esprit entre en jeu, on touche au but. C'est ce qu'on appelle un coaching gagnant. Toujours plus loin dans le fils. Prodigue notre corps au nôtre. Ses peines perdues, Satan s'épuise. À chaque jour suffit sa peine. Je te donne les semblés, je te donne les semblés. Satan ne peut pas m'arrêter. Je te donne les semblés, je te donne les semblés, je te donne les semblés. L'ennemi de mon âme court à sa perte. Je te donne les semblés. Yeah, yeah, yo. Yeah, yeah. Pour te connaître, moi je prie beaucoup. Tes lettres m'enseignent, me nourrissent beaucoup. Mon but est de vivre le royaume de Dieu. Je suis perdu quand tu parles peu. Je te trouverai dans la prière et le jeûne. Fils de Dieu comme Ori ou Echel. Frère, combattons le bon combat. Par la foi de l'enfant, le géant tomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le juste tombe jusqu'au chiffre 7. Les justes vivent sur le sommet. Le monde des apôtres, des saints prophètes. Je te donne les semblés, je te donne les semblés. Satan ne peut pas m'arrêter. Je te donne les semblés, je te donne les semblés, je te donne les semblés. L'ennemi de mon âme court à sa perte. Je te donne les semblés, je te donne les semblés, je te donne les semblés. Satan ne peut pas m'arrêter. Je te donne les semblés, je te donne les semblés, je te donne les semblés. L'ennemi de mon âme court à sa perte. Je te donne les semblés. Quoi qu'il en coûte, je sais que j'atteindrai. Quelle que soit l'opposition, quelles que soient les situations, le froid à la fin, les insultes, les moqueries, c'est la foi que je verrai. Je ne vois que à jamais. Aïe 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 aïe. Eric Olivier au sommet. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. We about to make it big tonight, baby. Yeah. ZPN.
bien le bien qui fait mal. Le boss du Congo dans la casse Ngolongolo. Au bureau Ngolongolo, au parking Ngolongolo. Chez toi, chez moi, chez elle c'est Ngolongolo. Toi et moi, Dubaï, ton ex, bye bye. Escale à Hawaï, à la plage, aïe aïe aïe. Elles sont blondes, elles sont brunes, demi-rondes, demi-lune. Fondent dans la bouche mais pas dans les mains. Baby, and the darkness is gone. You can run, but there is nowhere to hide. And when the sun starts playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. 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 Yo, je flotte sur le beat, tu bois la tasse. Ouvre ta bouche et ma clique de masse couleur pétrole. Normal que je t'allume, je sais que tu files, vas-y assume. Je suis le baobab ancré dans le bitume. Je trace ma life avec ma plume. Quand tu me vois, tu vois l'afro, tu vois le Congo, tu vois mes plots. When the lights are on, baby, and the darkness is gone, you can run, but there is nowhere to hide. And when the sun starts playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. Ce soir on fait comme Tokyo. Bring it back, yeah. Now shake it, now move it, now shake it. Now shake it, now move it, now shake it. Clap your hands, now clap it down. Clap your hands, now clap it down. 3 jours dans ma vie, c'est 10 ans dans la tienne. Reste assis, t'as trop la haine dans ma caisse des beaux. Dans la tienne des coups, Black Nick Mac, t'entends. Oui mon frère, le son te braque. Bouge sur ce flow, direct du ghetto, son salaud. Des gosses beaux, mon son accro, un vrai fléau. When the lights are on, baby, and the darkness is gone, you can run, but there is nowhere to hide. And when the sun starts playing, you're the only thing on my mind. Ce soir on fait comme Tokyo. Ce soir on fait comme Tokyo. Ce soir on fait comme Tokyo. J'élèverai le nom de mon roi, de la capitale française à Brazza. Fier comme un capitaine au brassard, on bute le paradis et des nazars. Je prendrai le temps pour ceux que j'aime, bien de leur dire combien je l'ai. Pour ma famille, mon Dieu, je le loue. L'évangile, c'est mon glitch chez les loups. Montrer combien je les aime. Et quand ton amour ne compte pas, mon Jésus contrôle la zone. C'est la course contre la montre. Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. 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 Yo, yeah. Donnerais-je finalement tous mes biens pour le salut de tous les pauvres? Comment ferais-je comme l'apôtre pour en sauver quelques-uns? Jésus-Christ nous a sauvés, jadis nous étions si mauvais. Comment pourrais-je l'en remercier? Cela me contraint d'innover. Toujours en force et déterminé, c'est avec foi que nous prestons. Le travail n'est jamais terminé, un évangile dans mon veston. J'irai prier dans les pays d'Afrique, je témoignerai Dieu dans les Amériques. Je baptiserai jusqu'en Ouganda, j'implanterai jusqu'en Alabama. Pour remercier l'Éternel, que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel?
voie du salut, guérirait les hommes du palu. Athlète formé pour le grand marathon, au-dessus des et des camps dira-t-on. Je deviendrai faible pour que l'on voit ta force. Moi je deviendrai faible pour que l'on voit ta force. J'honorerai mon prochain, oui je le mettrai bien. J'honorerai mon prochain, oui je le mettrai bien. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Oh, oh. Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Que ferais-je pour remercier l'Éternel? Que donnerais-je pour célébrer l'Éternel? Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. Combien il est bon, combien l'Éternel est bon. Combien il est bon. Les deux témoins revivalistes jusqu'à la ville aux 7 collines. Pour l'évangile, pour le nom, nous traverserons le Rubicon. Lost you at the start, then you tore my soul apart. But that's alright, my darling. I'll be lying if I say that I wanted it this way. But that's alright, my darling. Yes, and I will go where the four winds blow. And everyone will know that fortune favors the brave. Brave. You reap what you sow, 'cause fortune favors the brave. Whoa, whoa, yeah. Rise on the wall, all is fair in love and war. But I'll be back, my darling. I just can't let it rest, 'cause I'm seeking the very best. And I'll be back, my darling. Yes, and I will go where the four winds blow. And everyone will know that fortune favors the brave. Brave. You reap what you sow, 'cause fortune favors the brave. Whoa, whoa, yeah. Just like Magellan, I will sail through 7 seas to find you towards Atlantis. I will fly
On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Stars à la rescousse, c'est une émission qui vous permet de découvrir des organismes à but non lucratif par vos stars préférées. Aujourd'hui, on rencontre Annie Petit. Bonjour Annie, bienvenue à Stars à la rescousse. Merci. On voit que tu es venue accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Annie, on te rencontre aujourd'hui parce que tu t'impliques beaucoup dans les Olympiques spéciaux. C'est un organisme qui te tient particulièrement à cœur. Ça fait 18 ans que tu t'impliques avec eux. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Bon, il y a 18 ans, en fait, après la médaille olympique, il y avait eu plusieurs articles de journaux où on parlait de mon frère qui vit avec une déficience intellectuelle qui s'appelle Michel. Et j'avais dit aussi dans ces articles-là, dans les entrevues, qu'avant de remporter une médaille olympique, j'avais commencé à étudier en orthopédagogie dans le but, dans le rêve d'enseigner un jour aux enfants trisomiques. J'avais cette passion-là, cette fascination-là pour la trisomie 21, pour les jeunes trisomiques. Et je pensais gagner ma vie dans ce domaine-là. Et il y a Pierre Boivin, à l'époque, qui était le président de la cause Olympiques spéciaux au Québec. Et il avait lu ça dans les journaux et il avait besoin d'une présidente d'honneur pour sa soirée de levée de fonds. Alors, il avait fait appel à moi et à Guy Lafleur. Donc, on était deux coprésidents d'honneur. Je crois que c'était en 97. Et donc, ça a été ma première initiation, si tu veux, au mouvement. Et pourquoi avoir continué pendant 18 ans? Parce que c'est quand même... c'est toute une période, là. Je veux dire, c'est une partie de ta vie, carrément, que tu as dévouée aux Olympiques spéciaux. Bien, c'est la conviction du mouvement. Tu sais, je crois en ce mouvement-là. Et comme j'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle et qui fait... Lui, c'est un as des quilles. J'ai vu comment le sport a amélioré sa vie, sa condition physique, comment il s'est fait des amis, sa confiance en lui, comment il a eu à respecter des règles. J'ai vu tout l'apport du sport dans sa vie. S'il n'y avait pas eu les quilles, le bowling, là, lui, il dit qu'il joue au bowling. S'il n'y avait pas eu le bowling dans sa vie, je suis certaine qu'il y a une grande partie de ses petits et grands bonheurs qui n'auraient pas existé. Donc, d'être convaincu de la cause, du bienfait de la cause et de m'être attaché au fil des ans à ces jeunes athlètes-là. Il y en a que je les connais depuis qu'ils ont 6-7 ans. Tu comprends? Donc, il y a 18 ans, ils avaient 6-7 ans. Aujourd'hui, c'est des adultes en devenir. Même si c'est des Olympiques, il n'y a pas d'âge pour y participer. Bien, en fait, là, nous, on a, à Olympiques spéciaux Québec, il y a des programmes qui commencent dès l'âge de 2-3 ans dans les écoles, donc au niveau scolaire primaire. Et je te dirais que les compétitions commencent plus vers 7-8-9 ans. Là, on commence à voir des jeunes et ça va jusqu'à 77 ans. Et pour nous mettre en contexte, quelle est la mission des Olympiques spéciaux? Alors, c'est d'enrichir par le sport la vie des gens présentant une déficience intellectuelle, que, peu importe le syndrome qu'ils ont, peu importe de la façon que la déficience est arrivée. Et pour ton frère, tu nous as parlé un petit peu plus tôt, c'est quelqu'un qui, est passionné de bowling. Comment ça a changé sa vie? Tu nous parlais de ses bonheurs. Est-ce qu'il y a autre chose qui a fait en sorte que ça a complètement changé sa vie? Tu sais, juste le fait d'avoir cette passion-là, de se découvrir une passion, premièrement, pour un sport, donc d'avoir ça dans sa routine de vie, parce qu'il
jamais travaillé à temps plein comme toi et moi, là, tu sais. Il a fait des stages en entreprise. Tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé, ça a tout le temps été difficile pour lui de trouver sa place. Mais je peux dire que quand il est arrivé au bowling, il avait sa place dans sa ligue de bowling. Et de voir la confiance qu'il a acquis avec ce sport-là, la valorisation aussi, parce que moi, je l'ai déjà vu, j'ai été témoin. Il a été capable de faire devant moi 7 abats de suite. Alors, c'est moi qui étais comme... J'étais comme ça. Puis là, je me suis levée debout, puis je suis allée demander un autographe. Écoute, il riait tellement. Là, mon frère, quand il rit, là, il est comme crampé, comme on dit. Il est rouge comme une tomate. Puis j'ai vu tout le bonheur, tu sais, la valorisation, le fait d'être accepté aussi dans une ligue régulière. Pour lui, c'est un grand accomplissement. Puis écoute, ça fait plus de 20 ans qu'il joue et même encore aujourd'hui, tous les vendredis, il joue au centre de quai sur l'Assomption, pas loin de mon travail. Puis il m'arrive des fois d'aller le voir puis de l'encourager. Puis sinon, le soir, il va m'appeler ou la semaine d'après, il va me dire c'était quoi son score au bowling. Puis je vois que c'est une grande, grande source de bonheur pour lui. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que déjà qu'il n'a pas eu une vie facile, ça aurait été encore plus ardu. Est-ce que ça peut aider aussi les parents et les autres membres de la famille, justement, avec quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles? Est-ce que l'organisme fait des choses aussi pour la famille? Bien, en fait, ce que je dirais, l'impact sur la famille, c'est justement quand les familles décident d'aller voir leurs jeunes en compétition. Parce que moi, je me suis déplacée, là. Je me déplace depuis 18 ans dans tous les championnats provinciaux. Alors, un peu partout au Québec. Et je vois comment l'impact sur la famille, sur les autres frères et sœurs, comment c'est une source de fierté, une source... tu sais, quand on devient parent, évidemment qu'on espère le mieux pour notre enfant. Et quand on voit qu'il est différent, qu'il y a certaines limites, on se demande toujours, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est reliée à ça pour avoir parlé à plusieurs parents. Et de voir comment le sport a changé leur vie. Les parents, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont soulagés. Ils ont l'impression que leur fils, leur fille a trouvé une certaine place qui leur revient dans leur vie, qui sont encouragés, ils sont encadrés, ils sont valorisés par tout ce que le sport leur apporte, que ce soit l'entraînement comme tel, les performances, les leçons de vie aussi, parce que c'est pas vrai qu'ils gagnent des médailles à toutes les compétitions. Puis des fois, moi, j'ai eu à en consoler qui montaient pas sur le podium, puis je devais leur dire, je leur disais, écoute, Julie, Valérie, écoute, Nicolas, tu es un athlète à part entière et moi, j'ai pas toujours gagné de médaille dans les compétitions que j'ai faites. Alors, toi non plus, c'est correct que tu gagnes pas de médaille. Ça veut dire qu'il faut retourner à l'entraînement, travailler encore plus fort, encore plus écouter les directives de ton entraîneur, puis tu vas t'améliorer et peut-être qu'à la prochaine compétition, tu vas remporter des médailles, tu vas atteindre tes objectifs. Puis c'est comme ça. Donc, c'est de les valoriser aussi dans ce sens-là. Ils sont des athlètes à part entière qui s'entraînent et des fois, ça fonctionne bien, puis des fois, ça fonctionne moins bien, mais il faut toujours continuer à persévérer puis à regarder vers l'avant. Est-ce que les autres athlètes olympiques qui ne sont pas déficients intellectuels, est-ce qu'ils reconnaissent quand même les Olympiques spéciaux? Bien, de plus en plus, moi, ça fait 18 ans que je suis impliquée, puis ça fait 18 ans que j'en invite au fameux Festival des célébrités sportives là, qui a souvent lieu au Palais des Congrès à Montréal au mois de mai, qui est le plus gros événement de levée de fonds de ce mouvement-là. Et on ratisse, justement, on rallie tout le monde. Alors, les gens du milieu des affaires, aussi des athlètes olympiques, médaillés olympiques, des athlètes du sport professionnel aussi, et des athlètes spéciaux, pour faire une grande, grande famille et les encourager, justement, les athlètes spéciaux, à leur dire que nous, on n'a pas toujours gagné de médailles, on n'a pas toujours été sur les plus hautes marches du podium et qu'il a fallu travailler très fort, comme eux le font, et qu'à travers tout ça, c'est important, le cheminement, tu sais, que tu vis. C'est pas juste important aussi le nombre de médailles que tu remportes dans ta carrière, mais tout ce que tu apprends pendant que tu t'entraînes, puis les amis que tu te fais, toutes les habiletés que tu développes, ça, c'est important parce que ça te suit au jour le jour, tout au long de ta vie, alors qu'une médaille, tu la remportes le dimanche, puis le lundi, la vie continue. Tu sais, tu fais face à d'autres défis, d'autres épreuves dans la vie, et c'est vraiment le bagage que tu acquiers. Donc, c'est de leur faire comprendre tout ça. Et pour eux, bien, ça les valorise, je pense, de savoir qu'on s'intéresse aussi à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont. Ça, c'est important. Et on prend le temps, en tout cas, moi, je prends le temps de les écouter, de leur répondre sur Facebook. Peut-être pas tous les jours, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment intenses sur Facebook. Des fois, ils me disent « Allô, Annie? Annie, ça va? Quoi de neuf? Allô, Annie, ça va? Quoi de neuf? » Tant que je n'ai pas répondu, là, fait que des fois, je sens une urgence là, de me dire, OK, oui, ce jeune-là, là, tu sais, la semaine prochaine, je lui réponds. Puis, c'est parce que toi, tu as suivi leur évolution depuis 18 ans quand même, donc tu t'es attachée à eux et eux s'attachent à toi. Oui, je pense que pour moi, c'est un de mes plus bels accomplissements. Tu sais, oui, la médaille olympique, c'est une chose. J'ai vécu aussi
des gros highs dans ma vie, des bels accomplissements, mais d'avoir cette fidélité-là envers eux, puis cette loyauté-là qui est partagée maintenant, et de sentir que c'est pas la médaille olympique qu'ils aiment. Tu comprends? C'est pas la personnalité publique qu'ils apprécient ou qu'ils admirent, c'est vraiment Annie. Si c'est quand j'arrive quelque part, c'est Annie qui est là, c'est notre marraine, elle est venue nous voir, nous. Puis là, c'est la dose d'amour que je reçois, puis que moi, c'est la dose d'amour que je leur redonne en les écoutant, puis en riant avec eux, puis en les encourageant, en remettant des médailles, puis en étant bénévole à toutes les compétitions où je peux aller. C'est ça qui me rend le plus fière, c'est que ça va au-delà de l'image, tu comprends? C'est vraiment la relation que j'ai réussi à établir avec eux dans les hauts et les bas de ma vie, parce que moi aussi, tu sais, j'ai eu des hauts et des bas en 20 ans. Comme tout le monde. Et il y a des fois que j'ai laissé des choses de côté. J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai eu besoin de prendre du recul, j'ai dû laisser tomber des trucs, mais les Jeux olympiques spéciaux, jamais. Tu sais, là, j'en arrache là, dans cette période de vie-là pour telle et telle raison, mais je vois les autres comment ils se battent, là, puis moi, c'est à mon tour de retrouver mon chien en dedans de moi, là, puis juste pour eux, là, il faut que je sois là la prochaine fois encore plus en forme. Annie, justement, les athlètes sont allés à Los Angeles pour aller compétitionner aux Olympiques mondiaux. Ça représente énormément pour eux. On est allé faire un reportage, tu les as accueillis à l'aéroport. Ben, en fait, tu es allé leur dire au revoir à l'aéroport. Oui. Ils sont par la suite revenus. On va aller voir ce reportage-là à l'instant. Annie, t'accompagnes les athlètes vraiment jusqu'à l'enregistrement des bagages. Oui, c'est comme ça. Pas mal à chaque grosse compétition, je viens à l'aéroport. Le matin, des fois, c'est très tôt. Puis même le soir, quand ils arrivent, des fois, c'est 1h, 2h du matin. Je suis là avec les parents, avec les accompagnateurs. On est vraiment fiers aujourd'hui. On a 11 athlètes qui partent pour les Jeux de Los Angeles. 11 athlètes qui représentent 3 sports, c'est-à-dire les quilles, l'athlétisme et la natation. Alors, c'est vraiment, là, c'est le summum pour eux, là. Tu sais, ils sont seulement que 11 Québécois qui nous représentent sur l'équipe canadienne. Alors, puis il y a des espoirs de médailles. Fait que vraiment, c'est la crème de la crème. Comment les Olympiques spéciaux, selon vous, ont changé la vie des athlètes? Les rencontres, les productions intellectuelles, c'est pas toujours facile. Bon, il y a les écoles, il y a les centres d'adaptation, on essaie de créer des milieux. Mais l'entraînement régulier des athlètes aux Olympiques spéciaux, c'est leur social, c'est là qu'ils rencontrent leurs amis. Le sport, pour eux, ça devient vraiment un moyen pour socialiser, être plus inclus, se faire des amis. Ils vont chercher des aptitudes de leader, puis ils s'extériorisent, sont drôles, sont comiques, sont fort spontanés. Audrey, c'est une grosse journée pour toi parce que tu t'en vas à Los Angeles. Oui, c'est une grosse journée, puis ça commence. Ce matin, tu étais encore semi-endormi. Là, le stress commence à monter, le goût de hâte, curiosité. J'ai hâte que ça part, là. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour les Olympiques mondiaux? Ça va faire bientôt 16 ans que je suis partie des Jeux olympiques spéciaux. Ça fait 8 ans que je fais ces disciplines-là, mais sérieusement, ça fait 3 ans. 3 ans que tu t'entraînes pour les Olympiques mondiaux. Sérieusement, oui. Je m'entraîne avec beaucoup de détermination pour arriver à ces Jeux-là. Écoute, depuis que j'ai commencé la natation, je nage comme un dauphin dans l'eau. Faut pas avoir peur d'approcher de nous autres. Puis c'est à force de continuer, à force de faire des compétitions, le monde dit « Ah, ça a dit cette fondation-là. » Grâce aux Olympiques spéciaux, est-ce que tu t'es fait des amis? Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai même eu Annie Pelletier, qui est une de mes amies. C'est vraiment une bonne personne. Mais quand j'essaie de la croiser, on parle comme moi et toi. Elle a une énergie incroyable, une énergie renouvelée. Les athlètes l'adorent. Elle est à la fois motivante et je pense à la fois motivée par nos athlètes. Alors, c'est une belle relation d'amitié, d'amour. C'est incomparable. Elle se donne à 100 et les athlètes le sentent et l'apprécient tellement. Si vous avez la chance d'assister à un événement, lorsqu'elle se présente aux athlètes, Annie, bon, c'est l'ovation pour 3 minutes. Est-ce que c'est ton premier voyage à l'étranger? Oui. Est-ce que tu as hâte d'arriver à Los Angeles? Oui. J'en ai des frissons. C'est beau, c'est magnifique. Let's go Los Angeles. Regarde, c'est un miracle. C'est comme mes ongles représentent les flammes. Et on dirait que je suis comme enflammée. Valérie,
On espère que tu vas remporter la médaille d'or. En fait, on espère pas, on sait que tu vas remporter la médaille d'or. Ah, ben regarde, t'en as... Une vraie! Oui, une vraie. Deux semaines se sont écoulées depuis notre passage à l'aéroport et on est de retour parce qu'on veut accueillir les athlètes qui reviennent de Los Angeles. Je pense que ça va être assez riche en émotions. Nicole, on peut dire que le voyage à Los Angeles, ça a été un succès? Écoutez, ça a été incroyable. On avait 11 athlètes. Ils reviennent avec 24 médailles. Chantal, là, vous êtes excitée de voir Valérie. Un paquet de nerfs en place. Parce que Valérie a remporté 2 médailles, incluant une médaille d'or. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'il arrive? Ils vont être bons. Valérie, un petit commentaire à chaud. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. Il faut tellement que tu sois fière de toi. 2 médailles, une médaille d'or aux Jeux olympiques. Mon Dieu, Valérie. Je suis tellement fière, là, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. C'est magique, là, c'est intense. Ta maman est juste là? C'est un exploit qu'elle a assez dépassé. Puis comme elle dit, c'est une athlète. Elle se voit pas déficiente, elle se voit une athlète tout court et elle est belle dans son cheminement. Félicitations. Est-ce que tu es fière de toi, Audrey? Oh, ouais. Tout le parcours que j'ai fait. Non, c'était la peine. Ce qui était beau, c'était de voir les athlètes, pas seulement sur le terrain, dans leur propre compétition. C'était dans les moments où ils étaient libres, c'était de les voir dans les estrades, d'échanger avec les gens de d'autres pays, les voir échanger avec les gens de l'équipe canadienne. C'était incroyable. Donc, la prochaine fois que je vais vouloir me mettre en forme, je vais appeler Valérie. Définitivement, oui, je t'avoue que ça mettrait quelqu'un en forme. Annie, c'est tellement touchant, spécialement Valérie. Elle pleure à la fin du reportage. Est-ce que ça fait longtemps que tu la connais? Bien, elle disait que ça faisait 16 ans qu'elle s'entraînait avec le programme d'Olympiques spéciaux Québec. Puis moi, ça fait 18 ans. Fait que j'ai sûrement vu il y a 16 ans, là, à ses tout débuts. Il faut dire qu'il y a 5555 athlètes en ce moment. Quand j'ai commencé, il y en avait un peu moins. Mais je les connais pas tous par leur prénom et nom de famille et discipline sportive. Mais oui, ça fait très longtemps quand même que je la suis. Et Valérie, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a 30 ans et elle compétitionne contre des gens qui ont 18, 19 ans quand même. Bien oui, ça va vraiment, on essaie de faire des standards au niveau des performances. Donc, il y a on appelle ça du divisionnement. Donc, dans les premiers jours de compétition, on va leur faire des genres de compétitions préliminaires pour vraiment évaluer leur calibre au niveau sportif. Et ensuite, on fait un classement. Et là, ils peuvent se mesurer à armes égales. Alors, dans le cas de Valérie, dans son cas, effectivement, elle peut compétitionner contre des jeunes, 18, 19, 20 ans, sont comme dans la force de l'âge, alors qu'elle a quand même déjà 30 ans. Mais justement, elle nous disait au mois de mai dernier qu'elle avait voulu bien performer puis qu'elle avait voulu perdre du poids. Alors, elle avait commencé à faire du Zumba, puis elle était tellement fière de ça. Puis elle nous a fait rire là, avec sa spontanéité, hein, on l'a vu dans le reportage. Donc, elle a perdu du poids et elle a réussi à avoir ces belles performances-là à Los Angeles. Et dans le reportage, on voit aussi Audrey, qui est une autre athlète qui semble beaucoup t'aimer. Oui. Ça fait longtemps que tu la connais? Oui, elle aussi, ça fait longtemps que je la suis. Puis elle aussi, c'est vraiment un rayon de soleil. Quand tu la rencontres, là, elle est tellement brillante, elle a une façon particulière de s'exprimer. Et quand tu lui... elle est toujours dans le détail. Elle a une mémoire d'éléphant. Et quand tu veux lui demander comment ça a été ta compétition, il faut vraiment que tu t'attelles, là, parce que ça se pourrait que ça prend 20 minutes là, à ce qu'elle te raconte sa course qui a duré comme genre 4 minutes et quart, tu comprends? Elle va tout se souvenir des détails, puis sa stratégie aussi, elle est très, très, très brillante. Et comme je le dis souvent, on a vraiment intérêt à les écouter, à prendre le temps, parce que oui, ils sont comiques, ils sont spontanés, ils sont drôles, puis ils peuvent nous faire rire, nous émouvoir, mais ils ont aussi une intelligence qui est différente. Et ça, c'est ce que j'essaie d'apporter le plus à ce mouvement-là, c'est de faire découvrir aux
gens que, tu sais, la déficience intellectuelle, si on change les deux lettres, on parle de, au lieu de parler de la DI, on parle de la ID, de l'intelligence différente. Puis dans le cas d'Audrey puis de Valérie, c'est flagrant. La relation que tu as avec les athlètes, là, on voit qu'il y a une proximité, tu es très proche d'eux. Est-ce que ça vient de la relation que tu as avec ton frère? Est-ce que ça vient de là? Bien, probablement que dès mon jeune âge, tu sais, j'ai été confrontée à la différence. Donc, à pas avoir... à pas être... Je sais pas si c'est le bon mot, mais à pas avoir de dédain, tu comprends? Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'approcher parce que des fois, ils vont positionner, ces jeunes, des fois, ils vont baver, ils vont avoir un peu plus de salive. Puis des fois, bien, ils sont très affectueux. Hein? Des fois, je suis allée dans des danses, là, puis il y a des jeunes trisomiques qui voulaient danser avec moi un slow. Puis là, je disais oui, mais il y a des fois, là, il fallait que je déplace certaines mains, là. Puis là, ils me donnaient des becs, là, puis là, il y avait un peu de bave dans le bec. Puis là, je leur disais à un moment donné, ben là, on va faire des high five. Tu sais, je trouvais toujours des moyens. On va faire des trucs comme ça, on va se serrer la main. Ou, tu sais, des fois, il fallait que je les décolle un peu. Puis c'est correct aussi. On le fait avec humour, on le fait avec douceur, avec tendresse. Puis ils comprennent qu'il y a des choses à respecter aussi. Et quand tu vois Valérie, par exemple, pleurer dans le reportage, est-ce que tu t'identifies à elle ou aux athlètes en général? C'est sûr. Parce que toi, tu as quand même déjà remporté une médaille en 96. Est-ce que tu ressens un peu leurs émotions? Bien, c'est sûr et certain. Je le sais, tout le poids que ça représente. Puis c'est des gens très, très émotifs, encore plus que nous, je pense. Les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle sont encore plus spontanés que nous. Nous, des fois, on fait attention pour l'image, on projette l'image qu'on projette, on veut faire attention. Eux sont vraiment... C'est de l'or en barre, c'est pur, la pureté. Là. Puis quand ils sont contents, ils sourient, ils pleurent. Quand ils sont pas contents, ils pleurent aussi. Puis quand ça va mal, ça va mal. Fait que oui, ça me rappelle mes jeunes années d'athlète, quand je revenais, quand mes parents étaient là à l'aéroport et que je sentais leur sentiment de fierté, c'est bien sûr. Tu as l'impression du devoir accompli, mission accomplie. Puis c'est encourageant. Alors on me dit souvent, merci de t'impliquer. Mais non, je leur dis merci à vous d'être dans ma vie. Parce que c'est vous qui me donnez de l'énergie pour revenir, puis de toujours avoir hâte de vous revoir parce que c'est positif, l'échange qui se passe là. Oui. Annie, tu es enceinte à 41 ans. Ton frère est déficient intellectuel. Tu es souvent entourée de déficients intellectuels. Est-ce que ça te fait peur pour ton bébé? C'est sûr que ça a été une question. Hein? Quand on devient parent, qu'on soit une future maman, un futur papa, d'avoir un enfant en santé, que ce soit la déficience intellectuelle ou toute autre maladie, dans le fond, c'est une préoccupation, évidemment. Donc, à 41 ans, j'ai eu à passer plusieurs tests pour la pression, puis tout ça, des tests vraiment de routine. Mais aussi, j'ai eu des tests pour la trisomie, notamment. Et c'est sûr que ça a été... Je peux vous avouer que si j'avais eu à prendre une décision de mettre un terme à ma grossesse ou non par rapport à des tests très négatifs, ça aurait été la décision la plus dure de toute ma vie que j'aurais eu à prendre. Ça aurait été le plus grand déchirement que j'aurais eu à assumer. Parce que moi, je me suis toujours dit, si j'avais un enfant trisomique, que je le garderais. Mais quand on vieillit, puis qu'on se dit, bon, ben là, de plus en plus, la médecine fait en sorte que l'espérance de vie des jeunes trisomiques, tu sais, maintenant, j'en connais, moi, j'en côtoie au Stade olympique, là. Ils ont 40, 45, 50, 55 ans. Là, moi, j'ai déjà 41. C'est sûr que je me serais posé la question, qui va en prendre soin quand moi, je vais partir? Est-ce que c'est l'État? C'est pas mes parents, parce que mes parents, ils ont déjà 75 ans. Est-ce que mes frères et sœurs? Ben non, ils sont plus vieux que moi, donc c'est pas eux qui vont pouvoir en prendre soin. Et ça aurait été tout un dilemme à prendre une décision. Et j'ai pas été confrontée à ça parce que finalement, les tests ont révélé que le bébé est en santé. Mais c'est quelque chose, je pense qu'on soit près de la déficience intellectuelle ou du monde médical, du monde de la santé, qu'on ait vu des enfants souffrir, abonnés à l'hôpital, quand on se fait confronter à cette décision-là, est-ce que vous voulez mettre l'enfant au monde ou non, sachant qu'il y a tel syndrome ou telle situation physique ou... Ça aurait été épouvantable. Annie, tu t'impliques beaucoup au sein des Olympiques spéciaux. Pour que ça fonctionne, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des bénévoles. Ouais. À cette heure à la rescousse, on t'offre 30 secondes pour convaincre. 30 secondes. 30 secondes. Alors, tu vas regarder la caméra et tu vas expliquer aux gens pourquoi c'est si important de s'impliquer dans cette cause ou de faire des dons pour que l'organisme puisse continuer. On te donne 30 secondes. C'est un 30 secondes qui t'appartient. Ça commence en 3, 2,
Vas-y. Alors, Olympiques Spéciaux Québec, c'est un mouvement qui veut enrichir par le sport la vie des gens présentant une déficience intellectuelle. Et non seulement de ces jeunes-là, déficients intellectuels, mais aussi, je pense que ça rayonne partout autour. Alors, pour les entraîneurs, les accompagnateurs qui sont impliqués, pour les parents de ces jeunes-là, pour les frères et sœurs, je pense que c'est important d'en parler le plus possible. Il y a un site Internet, olympiquespéciauquebec.qc.ca. Il faut aller voir, il faut aller sensibiliser nos jeunes à la différence et je pense qu'on va en sortir tous grandis. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Et pour terminer l'émission, quels sont tes projets à long terme? J'imagine c'est... À long terme? Bien là, à court terme, dans quelques mois, ça va être le plongeon vers le bas de ce petit garçon ou cette petite fille. On ne sait pas, on s'est gardé la surprise. Et ce sera de vivre une première année, D'abord, c'est une première grossesse, donc c'est une initiation à la maternité. Et je vais tenter, avec tout le bagage que j'ai acquis depuis les dernières années, avec Olympiques Spéciaux Québec, toutes les belles leçons de vie que j'ai apprises, mais toutes les épreuves aussi que je peux avoir surmontées, comme tout le monde, je vais tenter de donner le meilleur coffre à outils à mon enfant. Alors, ça va être ça, la première année là, qui s'en vient, ça va être ça. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez avoir plus de renseignements concernant les Olympiques spéciaux, n'hésitez pas à visiter leur site Internet. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Aujourd'hui, à Star à la rescousse, on discute d'un organisme que vous connaissez déjà très bien, avec une personnalité que vous connaissez encore plus. On rencontre Geneviève Borne. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté notre invitation à Star à la rescousse. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un organisme qui te touche particulièrement parce que tu es la porte-parole, mais aussi parce que tu t'impliques beaucoup pour cet organisme. C'est Vision Mondiale. Oui. Pourquoi tu décidais de t'impliquer autant dans cet organisme? Bien, j'ai remarqué à travers les années qu'à chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Finalement, c'est le sort des enfants qui me préoccupe. Puis, si je peux faire quelque chose pour les aider, pour améliorer leur avenir ou leurs conditions de vie, bien, ça me fait plaisir de m'impliquer. Et donc, Vision Mondiale œuvre partout à travers le monde pour veiller sur les enfants. Et ils m'ont approchée en souhaitant que j'accepte d'être leur ambassadrice. Puis, ça a commencé avec un voyage en Inde. Ils m'ont amenée en Inde pour que je puisse aller voir sur le terrain, sur les lieux, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Parce que ça peut être flou dans notre esprit. Vision Mondiale, j'ai toujours su qu'il y avait un parrainage d'enfants, par exemple. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis, je suis allée le constater sur le terrain. Et ce que j'ai vu m'a convaincue. J'ai vu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, à quel point ils aidaient les enfants. Et j'ai accepté d'être leur ambassadrice. Et sur les lieux, quelle est la mission de Vision Mondiale? C'est très vaste, hein? C'est très varié. Ça peut être à la fois de construire une école ou de créer un réseau d'approvisionnement en eau. Ça peut être aussi d'aider des familles à démarrer une petite entreprise. Ça peut être aussi d'aider une communauté à faire de l'agriculture ou d'avoir du bétail qui va leur permettre, en fait, d'avoir du lait, du fromage, d'avoir la possibilité de vendre éventuellement des animaux au marché pour faire des sous. Donc, c'est très vaste. Puis le parrainage, c'est une façon de faire des dons. Parce qu'on peut faire un don directement à Vision Mondiale ou on peut aussi décider de parrainer un enfant. Puis quand on parraine un enfant, l'argent ne va pas directement à l'enfant. L'argent est géré par Vision Mondiale pour une communauté précise. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on cible d'abord une communauté où on voit qu'il y a des besoins.
qui a des demandes précises. Comme par exemple, ça peut être une communauté où il n'y a pas d'école, puis les enfants doivent marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Donc, on décide de faire construire une école. Alors, dans cette communauté-là, il y a une quarantaine d'enfants. On les rend disponibles au parrainage. Donc, avec des photos, avec le nom, l'âge, tout ça de l'enfant, ça personnalise cette approche-là. Et là, les gens choisissent un enfant qu'ils veulent parrainer et ils donnent des sous chaque mois pour parrainer cet enfant-là. Mais cet argent-là est dédié à la construction, par exemple, d'une école. Et qui s'occupe de cette construction? Est-ce que c'est la ville, la communauté? Est-ce que c'est un organisme sur les lieux? C'est les gens de Vision mondiale sur les lieux. Et c'est des employés locaux qui travaillent pour Vision mondiale. Donc, Vision mondiale crée de l'emploi aussi. Alors, c'est des gens qui travaillent pour l'organisme sur place, qui gèrent ces choses-là. Il peut y avoir une association aussi avec le gouvernement. Le gouvernement, souvent, décide de doubler le montant ou d'apporter des sommes supplémentaires pour appuyer les projets. Okay. Donc, c'est géré sur place là-bas. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi on ne donne pas l'argent à la famille de l'enfant? Oui. Parce que on ne sait pas, tu sais, par exemple, si le père est alcoolique, s'il reçoit 40 $ par mois, puis qu'il décide de prendre cet argent-là pour s'acheter de l'alcool, pour boire, ou de carrément décider de faire d'autres choses avec cet argent-là, c'est très important, en fait, que l'argent soit géré sur place par Vision mondiale. Sinon, ça pourrait faire des jalousies aussi, parce qu'un enfant peut être parrainé, mais le petit voisin ne l'est pas. Donc, c'est mieux comme ça. Mais le parrainage existe dans le but de personnaliser le don qu'on fait. Puis comme ça, on sent une complicité avec un enfant précis qu'on aide, parce qu'on l'aide, dans le fond, en aidant sa communauté, parce qu'on sait que celui-là va pouvoir aller à l'école éventuellement, ou va pouvoir avoir de l'eau sur place, ou toutes sortes de soins, ou toutes sortes d'encadrements dont il a besoin. Et il y a un mythe dans la population qui dit qu'environ 50 % de l'argent de Vision mondiale va dans du côté de l'administration, dans le marketing. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, il y a beaucoup plus de sous qui vont directement, vraiment, pour les œuvres et les projets. C'est jusqu'à 83-85 % des sous qui sont vraiment remis pour la cause, pour les projets. Les autres sommes d'argent, c'est normal, en fait. Il faut payer des employés qui travaillent. Il y a des bénévoles, mais il y a aussi des employés, donc il faut les payer. Alors, c'est des frais d'administration. Et il y a des frais aussi de marketing ou de publicité. Quand on fait de l'affichage ou quand il y a des messages qui passent à la télé, il faut payer ça. Et des fois, heureusement, certains médias vont faire un rabais parce que c'est pour une bonne cause, mais il faut quand même payer ces espaces-là. Donc, que ce soit des pamphlets, des publicités à la télé, dans les journaux, ça prend des sous. Et pourquoi Vision mondiale ne font pas seulement affaire avec des bénévoles? Pourquoi ils doivent payer certains employés? Pourquoi? Parce qu'ils doivent être dédiés à la cause, j'imagine? Oui, et des fois, tu as besoin de la meilleure personne en marketing ou tu as besoin de la meilleure personne en gestion. Tu as besoin de la meilleure personne qui a de l'expérience sur le terrain et qui s'y connaît en travail international. Des fois, il faut aller chercher des cadres qui ont de l'expérience et qui vont décider d'aller travailler chez Vision mondiale plutôt que de travailler ailleurs. Mais il faut les payer, ces gens-là, si on veut les avoir au sein de l'organisation. Et quels sont les autres services que Vision mondiale offre avec leur organisme? J'imagine qu'il y a un service d'éducation aussi? Il y a beaucoup de choses. Un exemple très précis, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Et ça peut être, entre autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les fournitures scolaires. Donc, Vision mondiale, grâce aux dons, peut offrir un sac d'école complet avec les livres, avec les fournitures scolaires, puis le petit pack-sac, tout ça. Ce que Vision mondiale fait beaucoup aussi, c'est de faire en sorte que chaque enfant a un certificat de naissance, des papiers d'identification. Parce que si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas de certificat de naissance, tu n'existes pas officiellement et donc tu n'as pas accès aux écoles gouvernementales. Alors, c'est de les faire exister officiellement d'abord et de les aider d'avoir accès, à avoir accès. Dans combien de pays Vision mondiale est présente?
97 pays. Ah oui, dans beaucoup de pays. C'est énorme. C'est partout. Puis, ce qui est très important aussi, c'est de savoir que c'est pas uniquement un organisme de parrainage ou qui vient en aide seulement aux enfants. C'est aussi un organisme qui intervient dans des grandes situations d'urgence. Quand il y a eu le typhon aux Philippines, quand il y a des tremblements de terre, Vision mondiale travaille auprès d'organismes comme la Croix-Rouge, par exemple, pour fournir des médicaments, des vêtements chauds, des couvertures. C'est des gens qui perdent tout comme ça. Donc, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin d'un abri. Donc, Vision mondiale travaille beaucoup en ce sens-là aussi. Est-ce que Vision mondiale est seulement présente dans des pays du tiers-monde où on pourrait avoir un Vision mondiale au Québec? Il y a Vision mondiale au Québec, Vision mondiale en Europe, Vision mondiale en Russie. Et au Québec, Vision mondiale en Amérique du Sud. Et Vision mondiale au Québec, qu'est-ce qu'elle fait? La même chose. La même chose? La même Donc, elle va chose. éduquer... C'est de venir en aide. C'est de faciliter l'accès à l'éducation, c'est de venir en aide aux enfants. C'est vraiment le but premier. Geneviève, Vision mondiale t'a permis de voyager, de découvrir ces communautés qui ont besoin des services de Vision mondiale. Oui. On a préparé un reportage, on regarde tout de suite. Je suis rendue à Guwahati, en Inde, où il y a beaucoup à faire. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,2 milliard d'habitants. Plus de 70 de la population a moins de 25 ans. C'est un pays magnifique et inspirant où la culture est complexe et fascinante. Mais la pauvreté atteint des niveaux inimaginables. Et Caroline, est-ce que vous pouvez nous parler de votre financement? Comment ça fonctionne chez Vision mondiale? Oui, le financement, la grosse question. Donc, 5,2 vont aux frais d'administration. Donc, c'est tout, on appelle les frais pour le loyer et tout ça. Ensuite, 13,9 va aller aux collectes de fonds. Toutes les campagnes qu'on appelle parrainage, les cadeaux durables et tout ça, ça, c'est vraiment nos collectes de fonds qui vont amener à 80,9 qui vont aller sur le terrain, aider les enfants et les familles. Donc, presque 81 va dans les projets directement. Chaque fois que le train passe, il apporte de l'espoir. Parce que les enfants peuvent monter à bord rapidement pour récupérer les bouteilles qui ont été abandonnées par les passagers ou récupérer les bouteilles aux alentours des voies ferrées, des bouteilles qui ont été jetées par la fenêtre par les passagers. Ensuite, les enfants viennent ici au centre de collecte pour vendre leurs bouteilles. Geneviève, c'est une personne super dynamique. Son implication dépasse nos attentes. Sincèrement, on est très heureux. Geneviève travaille avec nous du début à la fin. Alors, Geneviève, quand elle va sur le terrain, est prête à monter une montagne pendant 1h15 de temps à 42 degrés, traîner de l'équipement, se revirer de bord, faire une entrevue. Alors, pour nous, toute l'implication, puis elle fait ça de façon bénévole. Alors, les gens ne sont pas conscients de ça, mais Geneviève, c'est sur son temps. Je pense qu'en parrainant un enfant, on peut l'aider à sortir du cycle de la pauvreté. C'est de l'aider à avoir les moyens d'avoir une vie meilleure, d'aller à l'école, d'avoir des soins médicaux, de vivre dans une communauté qui fonctionne mieux, qui est plus saine. Et éventuellement, ça va avoir des répercussions sur ses propres enfants aussi. Donc, son bénévolat ne se résulte pas seulement à l'étranger, à faire des voyages, mais aussi à Montréal. Elle participe au Brainstorm. Elle doit participer à vos événements aussi de collecte de fonds? Oui, tout à fait. Donc, Geneviève est vraiment associée à toute la mission de Vision mondiale, que ça soit du parrainage, que ça soit les cadeaux durables, que ça soit les dons mensuels, les dons uniques. Puis toute la situation d'urgence, là, on le sait actuellement, on a une crise en Syrie, mais Geneviève, dès qu'elle peut mentionner qu'on fait de l'aide d'urgence en plus de nos projets de tous les jours, Geneviève est toujours disponible pour nous aider dans toutes les facettes de notre rôle sur le terrain. J'ai besoin d'aider, j'ai envie de faire en sorte que la vie des enfants soit meilleure. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, en fait, j'en ai jamais porté d'enfant, mais je peux en porter des milliers dans mon cœur. Et donc, c'est ce qui me plaît à l'idée de collaborer avec Vision mondiale, c'est que je peux aider. C'est une machine à aider, Geneviève. On est tellement contente de l'avoir avec nous. On ne pouvait pas souhaiter une meilleure ambassadrice.
Geneviève, ce que j'ai vraiment aimé dans le reportage, c'est qu'on te voit rencontrer la petite fille que tu parraines. Est-ce que tu peux nous parler plus d'elle? Oui, mais j'ai eu vraiment la chance de pouvoir aller la rencontrer. C'est une petite Cambodgienne. Puis moi, je savais que si j'avais à parrainer un enfant, je voudrais que ce soit un enfant du Cambodge, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur depuis longtemps. C'est vraiment mon pays préféré en Asie. Puis c'est un pays qui a été blessé. C'est un pays meurtri. Son peuple a souffert beaucoup. Et donc, le sort des enfants de là-bas m'interpelle beaucoup aussi. Puis, donc, j'ai choisi de parrainer Lim. Elle est toute petite. Elle est née en 2008. OK. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis ça, c'est vraiment... On peut rencontrer les enfants qu'on parraine. Il faut faire la demande auprès de Vision mondiale. Puis il faut que ça soit fait dans un contexte encadré. Mais il y a moyen. C'est possible. Dans le reportage, on te voit vraiment sur le terrain. Ouais. Il y a beaucoup d'exploitation aussi des enfants, les enfants qui travaillent très, très, très jeunes. Qu'est-ce que fait Vision mondiale par rapport à ça? C'est vraiment de tenter de les convaincre d'aller à l'école. OK. Et ça, c'est un grand défi parce qu'il y a des millions d'enfants à travers le monde qui travaillent, qui doivent travailler. C'est des enfants qui doivent apporter des sous à la maison, qui n'ont pas le choix. Parce que la situation familiale est trop difficile, il faut que tout le monde rapporte des sous. Donc, les enfants travaillent, tout le monde travaille. Et pendant ce temps-là, ils ne vont pas à l'école. Et donc, ce que Vision mondiale essaie de dire, c'est on comprend que vous devez travailler, mais prenez une petite heure peut-être dans la journée. Puis on voyait justement dans le reportage une école où les enfants peuvent aller faire un tour, aller apprendre à lire, à écrire, même si c'est 1 heure, 2 heures par jour. Ils peuvent aller manger aussi. Et ça les fait évoluer, ça leur permet d'apprendre des choses, d'avoir un papier officiel, aussi un certificat de naissance, des papiers d'identification, puis d'avoir des fournitures scolaires. Et donc, éventuellement, ils apprennent à lire, à écrire, puis éventuellement, ils vont entrer dans une école et être plus éduqués, puis éventuellement avoir accès à des meilleurs emplois. Puis c'est toute une roue, en fait. C'est d'améliorer la qualité de vie de chacun, donner un accès à l'éducation pour avoir accès à des meilleurs emplois éventuellement. Et quand tu étais là-bas, est-ce que tu as vu l'impact que Vision mondiale avait sur les communautés? Oui, parce que le travail des gens de Vision mondiale, je dirais que ça ressemble un peu à un travail de travailleur social. Okay. Ils sont vraiment là, ils sont vraiment sur le terrain avec eux, ils les aident, ils veillent sur eux, ils les guident. On a vu aussi qu'il y avait un problème de toxicomanie, par exemple, donc il y a des centres de désintoxication aussi. Alors, ces travailleurs-là de Vision mondiale, comme ils côtoient les enfants, ils les connaissent, ils savent les problèmes qu'ils ont, ils savent... il y a des orphelins là-dedans. Il y a des enfants qui sont en mouvement, qui ont quitté la ville et la maison familiale pour se rendre dans une autre ville où il y a davantage de travail. Alors, c'est des enfants qui errent, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de papier, et certains, donc, tombent dans des problèmes de drogue, de consommation. Alors, c'est tout ça là, que Vision mondiale fait, c'est de veiller sur le bien-être des enfants. Et tous ces problèmes amènent aussi des problèmes de prostitution juvénile? Parce que ces enfants-là peuvent se faire embarquer dans des réseaux. Au Cambodge, on a tourné une publicité, justement, un message publicitaire qui montre à quel point c'est un problème grave. Parce que, justement, il y a des enfants, des tout-petits-enfants, qui vont gagner des sous en faisant de la prostitution. Il y a un très grave problème de trafic d'enfants aussi. En Indonésie, quand on a tourné là-bas, c'est ce qu'on a voulu aborder aussi. C'est qu'il y a des gens qui font du porte-en-porte et qui vont dans des familles et qui vont acheter les enfants. Ils vont dire aux parents, vous avez de la difficulté à vous occuper de votre enfant, nous, on va le prendre, on va l'amener à un endroit où il y a du travail, puis il va pouvoir vous envoyer des sous. Puis là, les enfants partent comme ça, mais les parents les reverront peut-être plus jamais. Puis on ne sait pas dans quelles conditions ils vont se retrouver, quelle sorte de travail ils vont faire. Donc, ça devient des esclaves, parfois. Beaucoup de travail dans des maisons, ils deviennent des domestiques. Et puis, c'est un très, très, très grave problème.
Qu'est-ce que fait Vision mondiale pour contrer ce problème? Bien, déjà de convaincre les parents de ne pas laisser partir leurs enfants, de ne pas avoir la naïveté de croire que les enfants vont revenir ou envoyer de l'argent à distance comme ça. De régler les problèmes familiaux sur place, de les aider, de trouver des solutions pour que les enfants restent dans les familles, restent sur place, éviter l'exil vers d'autres pays et vers des conditions atroces. Souvent, il y a des gens qui vont dire que lorsqu'on montre la misère, par exemple dans des pays pauvres, et que c'est diffusé, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent, bon, c'est de vendre la pauvreté. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que justement, on a pris la peine de tourner d'une façon non sensationnaliste, mais plus informative, et qu'on puisse deviner l'ampleur des problèmes, mais tout en donnant de l'information. Puis c'est aussi de comprendre que ce qu'on essaie de faire, c'est, en sachant que les enfants n'ont pas le choix de travailler, c'est de se dire, OK, de quelle façon est-ce qu'on peut les laisser travailler, mais dans un contexte où ils ne sont pas exploités? Parce qu'il y a des enfants qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour, qui ne mangent pas, qui sont en contact avec des produits dangereux, des produits toxiques, des machines dangereuses et des enfants qui mettent carrément leur vie en danger en travaillant. Donc, c'est d'arriver à trouver une solution pour que, OK, ces enfants travaillent, et ils n'ont pas le choix, mais de s'assurer qu'ils ont des heures de travail raisonnables, qu'ils vont avoir un repas, qu'ils vont manger pendant qu'ils sont là, qu'ils ne seront pas en train de manipuler des machines très dangereuses, tout ça. Alors, c'est de servir un peu de vigile, de veiller sur ces enfants-là. Est-ce que les enfants s'aperçoivent qu'ils se font exploiter? Ou pour eux, c'est juste normal de faire ça? C'est dur à Ils sont dire. tellement petits, ils savent juste qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont été envoyés là, ils ont été recrutés ou les parents les envoient. Ils n'ont pas le choix de travailler. Donc, ça fait partie de leur vie. Ils sont conditionnés à ça. Puis on en voit sur la rue, là, ils ont 2 ans, 3 ans, puis ils quêtent ou ils vendent des choses. Et c'est comme un automatisme, en fait, oui. Geneviève, à l'émission, on a toujours un petit moment spécial. C'est un 30 secondes pour convaincre. Tu as 30 secondes pour parler aux gens à la maison, pour leur mentionner pourquoi ils devraient faire des dons à Vision mondiale ou s'impliquer. Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! En faisant un don à Vision mondiale, on s'assure d'améliorer la qualité de vie des enfants. L'enfance, c'est une période qui devrait être remplie d'insouciance, de bonheur, de plaisir, de légèreté. Malheureusement, c'est des millions et des millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas cette insouciance-là, qui doivent travailler, qui doivent rapporter des sous à la maison en travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, en faisant des dons, on arrive à aider les enfants, leur donner un accès à l'éducation, améliorer leur qualité de vie et donc leur assurer un avenir meilleur. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Et quand tu n'es pas à l'étranger en train de sauver des enfants, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'investis dans d'autres associations ou organismes ici au Québec? J'essaie de toujours être à l'affût, justement, de façons d'aider. C'est sûr que le travail avec Vision mondiale se poursuit quand je suis à la maison aussi, parce qu'on a différentes communications à faire. On a fait une exposition de mes photos d'enfants que j'ai prises en voyage avec Vision mondiale, par exemple. Donc, on a fait ça à Montréal. On fait différents événements comme ça qui sont reliés à mon implication puis qui permettent d'amasser des sous. Encore une fois, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Vision mondiale, n'hésitez pas à consulter leur site Internet. Sur ce, bonne journée.
Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur et homme-orchestre qui s'appelle Pascal Dufour. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal, mon atelier boutique. C'est beau. Merci Très beau, beaucoup. ouais. Écoute, Pascal, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on se croise de temps à autre dans plusieurs événements. Puis on a comme eu un coup de foudre énergétique, je trouve. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. En fait, j'ai hâte que tu fasses des T-shirts. Je trouve que j'aime ton art, en fait. Bien, c'est ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un de mes vernissages. Oui. Et le concept de cette émission, c'est vraiment un échange artistique où je reçois des gens sur lesquels j'ai eu des coups de foudre énergétiques comme ça, puis qui sont aussi des artistes pour les gâter un peu à ma façon, puis aussi échanger une conversation un petit peu plus profonde. On te connaît pour ta participation avec Les Respectables. Oui. Vous avez gagné des trophées, faites le Centre Bell. Tu signes une de mes chansons préférées, Amalgame. Ah ouais? Ah oui, vraiment, là, je l'ai chantée plein de fois. Là. Mais en ce moment, depuis quelques années, tu as une carrière solo. Je te vois, t'es là dans ma ruelle. Oh, tu flottes comme un souvenir, ma belle. J'ai remarqué qu'avec Les Respectables, le rythme était un petit peu plus effréné, c'était vite, c'était fort. Puis quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de prendre ton temps. Est-ce que je me trompe? T'es dans le mille, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus... justement, de plus vivre le moment. Là, j'étais dans un rythme de vie depuis 17 ans qui était rendu qui était plus le mien, en fait. Puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis je voyais que les chansons allaient pas pour Les Respectables, en fait. Je trouvais que ça fitait pas avec ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tout ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi moi je les chanterais pas? Puis j'avais le goût d'avoir un côté plus social aussi dans mes textes, moins la décadence. Tu sais, je veux pas dénigrer la chanson, mais tu sais, moins ce côté-là. Non, on dénigre pas, là. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça que tu essaies de dire. Oui, bien pour moi, où est-ce que je t'ai rendu, ouais. Étranger, je ne suis qu'un étranger. J'avais le goût d'explorer un autre type d'art qui était plus personnel à moi. J'écrivais plus pour moi et non pour d'autres. En fait. Quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de chanter pour chacun de tes fans, un à un. C'est bien dit, oui. En fait, souvent, tu es inspiré par les gens que tu rencontres. Puis justement, tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais. Mettons un exemple, un soir, quelqu'un va te dire moi, il se passe ça dans ma vie. Puis veut pas, tu l'absorbes. Puis ils vont dire une phrase. Comme je prends l'exemple, mettons, le premier album solo, c'est « Ici, le temps nous appartient », le titre du premier album. Puis la phrase que j'étais assis avec quelqu'un, on était en train d'admirer un coucher de soleil au Costa Rica. Puis c'était un super beau moment. Puis je sais pas, avec mon espèce d'esprit un peu stressé nord-américain, j'appréciais pas le moment, tu sais, je vivais pas. Puis il y a une personne à côté, un costaricien, qui m'a tapé sur l'épaule, une costaricienne, puis qui m'a dit « Relax, here we own the time. Ici, le temps nous appartient. » Puis j'avais rien dit, là. C'est juste elle qui a senti comment j'étais, puis qui m'a dit cette phrase-là. Puis je me suis inspiré de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous dire une phrase qu'on va faire « Ah, ça pourrait être... » Tu sais, si on garde les antennes allumées, en fait, ça peut être très inspirant. Tu chantes depuis... je pense que tu chantes depuis que tu respires. Tu le dis, hein? Oui, en fait. Que chanter fait partie de ton identité. Oui, puis en fait, dans Les Respects, aussi, ce qui s'est passé, c'est que je chantais pas comme chanteur. Puis je me suis rendu compte que ça m'a manqué, ça, en fait. Trop d'étoiles se sont éteintes pour moi. Trop d'étoiles se sont éteintes. J'ai commencé jeune à chanter. Tu sais, on me faisait chanter à l'église. Qui était pas pire, tu sais,
pour quelqu'un de mon âge, ça. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. On m'a dit, c'est pas un chanteur. Puis j'y ai cru, tu sais. Trop longtemps. Mais j'ai envie de te demander si du jour au lendemain, tu pouvais plus chanter, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je ferais d'autres choses, en fait. J'essaie de pas m'attacher à... J'essaie de pas être attaché à trop de choses profondément. Puis j'essaie de pas trop avoir de high ni de down non plus. J'essaie d'être entre l'équanimity. J'ai vraiment accroché sur les titres de tes 3 derniers albums. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Citoyen du monde, Air salin, Oui. Sur un fil. Ça sonne comme de la poésie. C'est quoi le fil conducteur de ces 3 albums? Je dirais que le fil conducteur, c'est l'évolution d'un gars qui cherche à s'améliorer, peut-être à devenir une meilleure personne. Puis en essayant de parler de ce qui le touche profondément, avec aucun... pas de but en arrière de l'affaire, juste sortir de moi ce que j'ai envie de sortir, puis ce qui me touche, en fait. Toi, actualité. Donc, il y a beaucoup de... En ce moment, le monde a besoin d'amour. Qu'est-ce que Vraiment. toi, tu trouves de tragique en ce moment? Ce que je trouve tragique, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que je trouve que le monde écoute trop les nouvelles. Je trouve que ça, c'est un problème majeur parce que c'est pas des nouvelles, premièrement, c'est des mauvaises nouvelles. Ça mérite pas de s'appeler des nouvelles, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils nous présentent pas les bonnes nouvelles. On dirait que les gens s'intéressent pas aux bonnes nouvelles, bizarrement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont masochistes, qui vivent dans la peur, qui aiment ça. Je dirais que c'est en fait, comme tu dis, il y a un vrai manque d'amour. Je trouve que c'est le point principal, puis souvent, ça a l'air un peu épi de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste le fondement et la base de tout. Je leur ai fait peur en refusant de mentir. Je leur ai fait peur en refusant de mourir. Dans le passé, on donnait beaucoup de place aux chanteurs parce que justement, c'est eux qui portaient vraiment la bonne nouvelle au travers de leur voyage d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils amenaient avec eux ce qu'ils avaient vu, puis ils mettaient ça sur des airs. Hein? C'était eux, la musique guérit. les journalistes. T'es un peu un journaliste à travers ta musique. De quoi tu parles quand tu écris? À qui tu t'adresses? En fait, j'y pense pas à qui je m'adresse quand j'écris une chanson, mais j'essaie juste que les gens que mon propos peut toucher, d'aller les chercher de la façon la plus précise possible, dans le sens que j'essaie de toucher un sujet qui est souvent... qu'on peut toucher au premier degré facilement, mais j'essaie d'y mettre une poésie en arrière aussi, tu sais. J'essaie de préciser, de mettre des degrés aussi, puis qu'il y en a qui vont prendre la chanson à un tel... J'essaie de pas trop expliquer non plus mes chansons, parce que souvent, je trouve que quand tu expliques trop tes chansons, tu peux donner ton meaning à toi. Tu les confines un peu, hein? C'est ça, dans un... Tandis que il y a des gens que... Tu sais, il y a des gens qui me parlent de mes chansons, des fois, puis ils vont me dire « Ah, moi, j'ai vu ça dans ta chanson. » Puis je vais dire « C'est en plein de ça que je voulais parler. » Fait qu'une chanson peut être le porte-étendard de plusieurs causes. Vraiment, vraiment. Puis d'autres, ils vont être complètement différentes. Puis je leur dirai pas non. Tu sais, je vais essayer de garder ça ouvert. Je trouve que en tant qu'auteur-compositeur, je trouve ça important que les gens aient leur vision de ton art et non toi qui essaie de leur prémâcher. En parlant de porte-voix, est-ce que toi, tu as des causes qui t'interpellent plus que d'autres?
On a été avec les respectables pendant 5 ans, porte-parole de la journée sans ma voiture. En fait, on a commencé, nous autres, on voyageait beaucoup en camion, tout ça, puis on jasait beaucoup de... Jasait pas juste de filles. Il y a d'autres choses. On parle de d'autres choses que des filles. Puis on parlait, c'était souvent, naturellement, d'environnement. Puis c'était pas à la mode. C'est dans le sens que, pour donner un exemple concret, la première année qu'on faisait la journée sans ma voiture à Montréal, on faisait des entrevues avec des journalistes, puis ils nous disaient « Qu'est-ce que c'est ça, là, votre histoire d'environnement? » Puis on se faisait traiter d'abrutis un peu. Puis finalement, les mêmes journalistes, après ça, 2-3 ans après, ils faisaient « Ouais... c'est pas si bête que ça, hein? Vous faites bien de vous impliquer, puis d'essayer d'en parler plus. Il faut en parler plus. » Puis ils commençaient à voir ce qui se passait un peu. T'sais. Fait que l'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Vraiment. Ça, c'est... Ça fait longtemps, en fait. Ça a commencé avec mon père, en fait. C'était plus un... Parce qu'il c'était un marin, puis, exemple... Lui, il était vraiment pour les bateaux à voile. Puis moi, je voulais un bateau à moteur, tu sais, quand j'étais jeune. Puis je comprenais pas. Puis il m'expliquait la puissance de chaque geste que tu fais dans la vie, jusqu'où ça peut amener, en fait. Que si tu pollues, tu rends pas le service aux voisins puis à ton prochain. Tandis que si tu fais attention, que tu fais bien les gestes, chaque geste, ben tu vas faire un pas faire avancer. Ben c'est bon, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ton père qui t'a enseigné ça? Ouais. Là, aujourd'hui, t'es papa. Ouais. De quoi t'aimerais que tes enfants se rappellent? Et on éduque par la répétition. Qu'est-ce que tu répètes le plus? Je dirais que mes enfants... en fait, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le plus possible, c'est d'être heureux. Puis de voir ce qui les rend heureux, puis le respect pour les autres aussi, tu sais, l'espèce de relation parce que quand t'es jeune, souvent tu réalises pas ce que tu fais, puis de les asseoir, puis de prendre du temps avec eux autres, en fait. Ben moi, j'avais envie de prendre ce temps-là avec toi, Pascal. Ah, je comprends. Et moi, je suis un petit peu une marchande de bonheur, comme toi. Toi, tu répands la bonne nouvelle avec ta musique, tes chansons. Puis moi, je répands la bonne nouvelle avec mon art. Et je t'ai invité pour jaser avec toi, mais aussi pour te faire sourire encore un petit peu plus. C'est top. Merci. Ah, ça fait vraiment plaisir. Wow. Pour créer ce moment magique d'échange. C'est donc bien hot. Continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien puis tu m'inspires beaucoup. Merci. Puis comme on dit, il faut être inspiré pour être inspirant. Merci. C'est le regard baissé que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude. On nous a assez répété, on nous répète encore de ne pas nous inquiéter, y a pas de panique à bord. Alors on reste figé, impuissant et frustré. On essaie d'oublier comme des enfants cassés tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Est-ce qu'on apprend à 20 ans? On n'apprend même pas à s'aimer. Ça sert à quoi rouler des joints si c'est pour continuer à tourner? Tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage. On évite les face à face, on s'évite et on s'efface. On se regarde plus en face, on fait plus face à rien. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui
yeux, à baisser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? À fermer les yeux, à croiser les bras. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Elle est de quelle vérité ou de quel mensonge? Cette peur du jour aux nouvelles du soir. Toujours au poste, elle nous fige et nous ronge. On l'entend chuchoter dans tous les couloirs. Est-ce que c'est nous qui sommes faits? Mais pas si bien fait que ça. Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus. Tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes au Casino de Montréal pour célébrer la théâtralité, la créativité et le glamour, bien sûr. Alors, c'est une association toute spéciale entre le Casino de Montréal, l'Opéra de Montréal et Moisson Montréal. Alors, suivez-nous, on va aller faire un petit tour. Fondé à Montréal en 1980, l'Opéra de Montréal se voit être la plus importante maison lyrique francophone en Amérique du Nord. Supervisée par son directeur général Pierre Dufour, cette institution compte au moins dans sa saison 4 opéras et des activités qui lui permettent d'accueillir au-delà de 50 000 spectateurs annuellement. Parmi ces activités, le groupe a dernièrement mis sur pied le concept de la toute première édition de l'événement bénéfice Mardi Gras. Une soirée grandiose et festive au profit de Moisson Montréal et de l'Opéra de Montréal. La thématique permet aux convives de vivre une expérience dans une ambiance exubérante où l'excès sera favorisé avec des décors et des personnages à plus grande nature. En mettant le paquet sur un événement qui réunit des experts de la gastronomie et du divertissement, l'Opéra de Montréal démontre ainsi sa capacité d'évoluer avec son temps en mélangeant son expertise dans le domaine des arts et le réseautage d'affaires. Alors, nous voici ici avec Oriol Thomas, qui est le metteur en scène de l'Opéra de Montréal et de la soirée ce soir au Casino de Montréal. Alors, bonsoir Oriol. Bonsoir. Alors, explique-nous un petit peu ce concept très éclaté, fantastique. C'est merveilleux, c'est superbe ici, le décor est fabuleux. Explique-nous un peu ta démarche et comment tu as conceptualisé ce décor.
Alors, nous nous sommes dit avec l'Opéra de Montréal que nous voulions faire une soirée de Mardi Gras, donc carnaval. On s'est inspiré du carnaval de Rio, on s'est inspiré du carnaval de Venise, également des Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. Et à tout ça, nous avons voulu apporter une saveur opératique et j'ai décidé de proposer aux invités une soirée meurtre et mystère. Et la question, c'est qui a tué la Castafiore? Et les gens doivent se promener dans les 9 lieux du jeu Clou. Donc, nous avons reproduit ici dans la salle le hall d'entrée, la cuisine, la salle de bal, le salon, tous les lieux que nous retrouvons sur le carton-jeu du jeu Clou. Et à la fin de la soirée, nous dévoilerons le meurtrier avec quelle arme et dans quel lieu. Wow! Alors, je crois qu'il y a plein de surprises qui se préparent ce soir. Il y a aussi des prix à gagner ou un prix à gagner, je crois, non? Exactement. Nous offrons des billets pour aller à la Nouvelle-Orléans ainsi que des abonnements pour l'Opéra de Montréal. Wow, c'est extraordinaire, mais on ne va pas dévoiler tous les prix, là. On va laisser ça comme ça. Mais je sais aussi que dernièrement, nous sommes allés faire un tour à l'Opéra et nous sommes allés voir Othello. Peux-tu nous expliquer un peu combien de temps et toute la démarche et que ça prend pour pouvoir bâtir et mettre en scène un événement ou un spectacle comme Othello, par exemple? Alors, normalement, un spectacle comme Othello, normalement, quand on me demande de faire une mise en scène d'opéra, c'est à peu près 1 an à 2 ans à l'avance. On me demande de commencer à concevoir l'idée, mais à l'Opéra de Montréal, les répétitions sont très courtes. Elles sont de 2 semaines et demie, voire 3 semaines. Donc, l'équipe de concepteurs travaille en amont 1 an à l'avance, mais l'équipe de la réalisation, la mise en scène, c'est vraiment 2 semaines et demie, 3 semaines. Alors, moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que quand on arrive là, on voit le spectacle, on voit tout le travail qu'il y a là-dessus. Et finalement, tu dis que c'est 2 semaines que les gens ont eu pour répéter. Alors moi, je trouve ça absolument incroyable, extraordinaire, tout le pouvoir justement créatif qu'il y a à Montréal. Alors merci beaucoup, Auréole, pour cette magnifique entrevue et je vous souhaite bon succès pour ce premier événement et les événements à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, on va aller regarder tout ça. Voici ici avec Pierre Dufour, qui est le directeur général de l'Opéra de Montréal et qui va nous expliquer un peu, pas juste un peu, mais qui va vraiment nous donner une description de c'est quoi la soirée du Mardi Gras, mais aussi surtout son implication avec le Casino de Montréal, l'Opéra de Montréal et aussi il y a Moisson Montréal qui sont impliqués dans ce projet. Alors expliquez-nous un peu la thématique et la démarche de vos 3 entreprises. Alors, je vais commencer par la démarche. Ça fait maintenant plusieurs mois, années qu'on pense au projet du Mardi Gras. On le sait, à Montréal, ça foisonne d'activités bénéfices, d'activités caritatives. Et pour nous, c'était important de trouver une niche où on pourrait s'identifier et qu'il n'y ait pas nécessairement de comparable. Alors, on est rentré en contact avec les gens du casino. La salle du casino était en réparation et ils l'ont toute refaite. C'est une toute nouvelle salle dans laquelle ils investissent beaucoup de technologie qui est très versatile. Et ils ont réouvert au mois de septembre dernier. Alors, quand on a approché les gens du casino, on leur parlait de la thématique du Mardi Gras, sachant que les choses avançaient, parce que si on n'avait pas de salle, on ne pouvais pas le faire l'événement. Et je veux dire, les gens du casino étaient super intéressés. Et le Casino de Montréal a pour cause principale Moisson Montréal. Et on trouvait ça intéressant de travailler le Mardi Gras, qui est au niveau du costume, du décor, des sens, de travailler l'aspect gastronomique, l'aspect, des drinks, l'aspect aussi théâtral, costume. On s'était posé la question, est-ce qu'on oblige tout le monde à se costumer? Puis je vous dirais, c'est 50-50. 50% des gens disent oui et de le 50%. C'est la première édition et on travaille vraiment sur un plan pluriannuel pour le développer au cours des prochaines années. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est magnifique. On arrive ici, on rentre dans une ambiance absolument chaleureuse. On sent que l'on doit être transformé. Moi, j'ai l'impression d'être sur un chapiteau du Cirque du Soleil avec les décors et tout cela. Alors, je trouve que c'est un travail absolument incroyable. Je vous souhaite toutes mes félicitations pour cette première édition et pour les éditions à venir. J'en suis persuadé parce que la salle est bondée de monde. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Au plaisir. Et on va aller faire un tour.
complète cette émission sur l'Opéra de Montréal en association avec le Casino et Moisson Montréal. Alors, je vous dis à la prochaine. Ici Yves Ulysse pour closeaccess.tv et je continue à m'amuser. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'il arrive? Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas. Les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes sur le quai Jacques-Cartier pour assister à l'une des représentations de Volta, la toute nouveauté du Cirque du Soleil. Alors, si vous voulez bien, on va aller faire un tour en coulisses. On y va? Alors, nous voici ici devant le chapiteau avec la charmante Amélie Robitaille, qui est l'attachée de presse de la tournée de Volta. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors Amélie, écoute, j'aimerais te poser quelques questions. Volta, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nom du spectacle fait référence au terme volte-face parce que le personnage principal de l'histoire un jeu télé et en arrivant au 1000e épisode de cette émission, il décide de remettre en question sa vie. Je suis ici sur un site qui est absolument extraordinaire, c'est gigantesque. Le spectacle, nous allons observer et voir le spectacle tout à l'heure, mais explique-moi, VIP, chapiteau, il y a au moins 3 chapiteaux, il n'y en a pas plus encore. Combien de temps ça prend et combien de personnes que ça prend pour monter justement une structure comme celle-ci? Effectivement, c'est très impressionnant de considérer qu'un spectacle de cette envergure-là bouge et déménage de ville en ville environ à tous les 2 mois. Comme équipe, là, quand je compte le cast et le crew de Volta, on est 126 employés qui travaillent à temps plein pour le spectacle et qui voyagent avec le spectacle. Ensuite, pour combler les autres besoins, de ville en ville, on engage environ 150 personnes localement. Les placiers, les hôtesses du VIP, les gens qui servent le popcorn, toute ce groupe-là de personnes va servir à gérer les opérations. Mais quand on parle vraiment d'installation, on dit que c'est environ 6 jours pour monter un setup comme ici. Oui, effectivement, il y a 3 tentes majeures sur le site et c'est 2 jours pour démonter. On a besoin d'engager environ 100 personnes locales du local labor, qu'on dit, pour nous aider à monter le chapiteau parce que c'est encore fait avec la force physique et non pas avec la machinerie lourde pour monter la tente. Et puis, on parle d'environ 72 camions semi-remorques là, pour voyager avec tout notre équipement et environ 2000 tonnes d'équipement.
Wow! Alors maintenant, après toutes ces explications, on va aller faire un tour dans les coulisses et voir toute la magie qui se crée justement pour ce genre de spectacle. Allons faire un tour. Alors, nous voici ici avec Charlotte et Thomas du Cirque du Soleil qui vont nous raconter un peu leur aventure avec justement ce spectacle et comment le tout a débuté. Alors, Charlotte et Thomas, pouvez-vous nous dire, nous expliquer comment c'est arrivé, toi, tu as su que tu avais été sélectionné pour le cirque? Alors moi déjà j'ai postulé par vidéo au Cirque du Soleil. Je me suis inscrite sur la plateforme générale sur internet il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'étais impatiente d'avoir un contrat, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est très dur de trouver la position adaptée. Donc j'ai relancé plusieurs fois par vidéo et il se trouve qu'on est tous les deux donc artistes et on a été séparés pendant quelques temps, on ne travaillait pas ensemble. Et Thomas a été contacté pour faire ce spectacle Volta et moi aussi. Donc on a su qu'il y avait opportunité d'être sur le même spectacle, donc on a tous les deux postulé pour Volta par vidéo. Mais Thomas, vas-y, raconte ton parcours qui est différent. Donc moi en fait mon aventure avec le cirque elle a commencé en 2011. J'avais été sur notre création sur le show de Michael Jackson. Donc à partir de ce moment-là j'étais dans la base de donner des artistes potentiels pour le cirque. Et mon profil correspondait parfaitement pour cette nouvelle création de Volta parce que je suis sur la... Donc pour moi ça a été comme une transition assez facile de passer d'un show à l'autre. Mais la très bonne nouvelle de ce spectacle c'est qu'on peut être tous les deux sur le même show. Donc ça c'est vraiment une très grande chance pour nous et on est très heureux. Est-ce que vous avez été séparés pendant longtemps, dépendant des spectacles? Un an sans travailler ensemble, ouais. Ouais, parce qu'en attendant il en a fait un autre, c'est ça qu'il vous a pas dit, Avatar Toruk. J'avais été en tournée en Amérique du Nord sur le show de Toruk. Et pendant ce temps-là, elle était toujours sur un autre spectacle à Macao, en Chine. Donc pendant un an, on était sur 2 productions différentes, donc c'est pas évident de pouvoir mélanger la vie affectueuse et le travail. Donc là, c'est la première fois qu'on est ensemble, donc on est content. Alors, le fait que vous vous retrouvez ensemble finalement, alors vous allez quand même voyager pas mal ensemble. Cette tournée va durer à peu près combien de temps, vous voyez? Notre contrat est signé jusqu'à fin 2018. Donc on sait qu'on va pour l'instant à Gatineau et Toronto. Et ensuite, on part aux États-Unis jusqu'à fin 2018. Alors, je vous souhaite bonne chance et toutes mes félicitations de pouvoir vivre cette expérience ensemble et aussi longtemps. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre les backstage de ce qui se passe sur Volta, vous pouvez suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai un daily vlog en fait. Donc je parle de tout ce qui se passe sur scène et backstage. C'est très intéressant. C'est au nom de Thomas Hubener sur YouTube. Alors, nous voici ici avec Laurie, qui est l'une des artistes justement de cette tournée, le Volta extraordinaire. Nous allons lui poser quelques questions, mais tout d'abord, allô Laurie. Allô. Ça va bien? Oui, vous? Écoute, raconte-moi parce que je sais que tu sors de l'École nationale de cirque. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, le parcours qui t'a amené justement à participer à ce spectacle qui est justement extraordinaire? J'ai commencé en gymnastique quand j'étais jeune. Mon papa a vu c'était quoi le cirque du Soleil à Montréal. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Et une fois que j'ai gradué, j'ai eu une job directement après l'école qui m'a amenée de faire un artiste de cirque professionnel. Mais en fait, ça a toujours été mon rêve. Depuis que je suis toute petite, c'était les Olympiques ou le Cirque du Soleil. Mais le cirque, c'est vraiment, c'est comme vivre un rêve, comme tu le dis. Et les heures de pratique, qui doivent être quand même c'est beaucoup d'heures de pratique pour pouvoir monter un spectacle comme celui-ci. Ah oui, beaucoup, beaucoup. On travaillait, la création, c'était des journées 6 jours par semaine, de 10h le matin à 10h le soir. On était toujours sur la scène, toujours en train de créer quelque chose, de changer une chorégraphie. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça a donné un spectacle magnifique, ça vaut la peine. Ouais. Mais je sais aussi que, mis à part ton premier rôle que tu fais, justement dans des acrobaties, tu dois t'entraîner aussi pour un second rôle au cas où pour pouvoir remplacer certains autres artistes. Oui, exactement. En ce moment, ils travaillent les ladders. Je suis la backup pour les ladders. Donc, je fais les bungees dans le spectacle. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui se blesse ou quoi que ce soit, j'ai le profil qui
qui fonctionne avec ce numéro-là. Donc, toutes les semaines, on a des répétitions pour que j'apprenne le numéro, les chorégraphies. Au cas qu'il arrive quoi que ce soit, je suis prête à rentrer dans le spectacle. Alors, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Laurie. Tu as une très belle carrière devant toi avec le Cirque du Soleil et cette tournée. Je sais que vous allez partir bientôt en tournée. Vous allez commencer par Gatineau et vous allez par la suite aller dans d'autres villes. Alors, je te souhaite encore bonne chance et félicitations. Merci beaucoup. Voilà qui termine cet épisode sur les coulisses de Volta du Cirque du Soleil. Alors, après Montréal, le spectacle va se déplacer à Gatineau. Ici Yves Ulysse pour closeaccess.tv. À Star à la rescousse, on adore recevoir les plus grandes stars avec les plus grands cœurs. L'artiste qu'on reçoit aujourd'hui, vous la connaissez très bien grâce à son talent, sa voix et son cœur d'or. Il s'agit de Claudette Dion. Claudette? Merci de la belle invitation. Ça fait plaisir. Claudette, vous êtes connue pour être une femme de cœur et vous vous impliquez dans plusieurs organisations, entre autres la Maison Adhémar Dion. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de la Maison Adhémar Dion parce qu'elle porte votre nom? Oui, c'est très flatteur d'ailleurs. C'est un gros mandat aussi. Mais c'est tout simplement parce que l'hôpital de notre coin, le C3S de la Naudière, on fait appel à nous pour demander la permission à ma mère et à notre famille que la Maison des soins palliatifs à Terrebonne pourrait porter le nom de la Maison Adhémar Dion. C'est vrai que c'est flatteur. On s'est dit au début, mon Dieu, pourquoi? Mais on a compris que c'est tout simplement pour que les gens puissent vivre jusqu'au bout de leur vie. Et comme mon père a eu cette chance-là, mourir dans les bras de ma mère, entouré de sa famille, il n'a jamais été à l'hôpital non plus. Il est vraiment resté à la maison jusqu'à la dernière heure. Est-ce que vous avez eu le droit de regard sur la construction de la Maison Adhémar Dion? Ils nous ont montré les plans. Ils nous ont fait voir ça. On disait, hey, wow! Puis quand ils ont dit 12 lits, on disait, ah, bien pourquoi pas 14? Parce qu'on était 14 chez nous. Ah, alors, oui. moi, c'est l'inspiration qui m'est venue. Mais 12 lits, c'est déjà une belle grande maison. Mais tout a été pensé. L'accueil, le foyer aussi, le petit salon privé, la grande cour en arrière, l'envol, les bains, le salon familial aussi où les gens vont jaser entre eux, laisser dormir le résident. Tout a été pensé, une petite salle de jeu avec les enfants, des crayons coloriés, des livres. Tout a été pensé, c'est vraiment familial et c'est l'esprit qui est dans la Maison Adhémar Dion. Les familles peuvent dormir là, peuvent manger là, peuvent vivre là, auprès de l'être aimé, jusqu'à ce qu'ils ont envie d'être là. C'est leur maison, même si ça porte le nom de notre père, c'est leur maison, c'est l'endroit où il faut venir découvrir avec un résident et avec les enfants. Tout le monde était... On a déjà eu un petit chien, un chat aussi. Ah oui? Un cheval, ça, c'était quelque chose. Il dit, je m'ennuie. C'est un monsieur qui était propriétaire d'un cheval. Puis il dit, je m'ennuie. Parce que le chevaux, d'abord, cette grande force, c'est la tendresse à travers ses yeux. Il tentait de nous expliquer ça et on l'a fait venir. On a fait venir le cheval dans son truc et par la fenêtre, il a passé sa tête dans la chambre du résident. Ils ont passé des heures à se regarder en silence. C'était très touchant.
C'était formidable. Parce que le monsieur ne pouvait pas se lever parce qu'il était en soins palliatifs, donc en fin de vie. En fin de vie. Mais il a pu voir quand même un cheval. On va parler de d'autres anecdotes un petit peu plus tard parce que je sais que vous en avez tellement des anecdotes par rapport à cette maison-là. Incroyable. Mais le fait que la maison soit à l'extérieur d'un hôpital, comment ça change l'atmosphère? Bien, mon Dieu, moi, je pense que quand on est à l'hôpital, on a encore l'espoir de guérir. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pour prendre du mieux, c'est pour en sortir gagnant, c'est pour en sortir guéri. Les soins palliatifs, ça se vit autrement. Ça se vit pas en urgence. Ça se vit pas non plus en pesant sur un bouton rouge, en alerte, quand l'infirmière est partie dans une autre chambre ou que son heure est terminée. C'est impensable. Ça prend des gens 24 heures sur 24, disponibles, compréhensifs. Puis je dis pas qu'à l'hôpital, c'est pas ça qu'ils font, là. Mais il y a des horaires, ils ont leur propre travail à faire. C'est pas des soins palliatifs à l'hôpital. Alors, une maison des soins palliatifs, c'est vraiment particulier. C'est pas un caprice, c'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin. Parce que quand t'es en fin de vie, tu sais, quand c'est une crise de cœur, c'est différent, un accident. Mais en soins palliatifs, un décès d'un cancer qui se prolonge et qui n'en finit plus, comme mon père a eu. Tout le monde disait 6 mois, ça a duré 8 mois, parce qu'ils ont dit il est tellement bien aussi. Alors, on a entendu des histoires comme ça, que ça peut même prolonger la vie quand on est bien. Alors, c'est important. On a demandé le nom de votre famille pour cette maison, pour ce centre de soins palliatifs. Mais pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé de vous impliquer à ce point? Je vous dirais que parce que ça porte le nom Dion, ça, j'aimerais ça que ce soit clair une fois pour toutes. Parce que ça porte le nom Dion, tout le monde pense, oui, c'est gratuit pour les résidents, mais il faut la faire vivre, cette maison-là. Ça coûte 1 800 000 par année. Parce qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, on paye notre électricité comme tout le monde, puis les lignes téléphoniques, puis la nourriture, puis les employés qui circulent à l'intérieur. C'est pas la famille Dion qui fait vivre cette maison-là. C'est sûr qu'on fait du bénévolat, c'est sûr qu'on est là pour les aider le mieux qu'on peut. On crée des événements pour ramasser des sous. Moi, j'en suis la porte-parole et je suis très touchée de ça, je suis très honorée de ça aussi parce qu'ils ont dit, Claudette, si tu pourrais dire non, je le sais parce que t'es porte-parole puis t'es ailleurs, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'âme dans la maison. Alors, j'ai décidé de m'impliquer parce qu'on me l'a demandé et quand je suis rentrée là, je te dirais que j'étais incapable de voir non seulement le nom de mon père, mais la photo aussi, et d'affronter la mort. Comment je peux les aider quand ils sont... Et moi, si en vie, je ne savais pas comment, mais ça s'apprend. Ça s'apprend au fur et à mesure. Tu as juste à écouter et tu as juste à... Accompagner une journée à la maison à Desmardions, vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là, de tous les patients. Vous les connaissez par cœur, vous parlez avec eux. Il y a vraiment, là, vous avez développé une relation. Oui, là. oui. Le personnel, oui. Salut Claudette, puis tout le monde m'accueille bien, puis on dirait que je suis comme une grande sœur, puis tout le monde me connaît. Puis Claudette, veux-tu demander ça à ta mère? Oui, ma belle. Alors, c'est comme... On sent vraiment l'atmosphère familiale. C'est ça qui me fait chaud au cœur. C'est comme si on avait reconstruit un peu cette ambiance, puis on côtoie une grand-mère, on côtoie un grand-papa, une petite fille qui vient voir sa grand-mère. Alors, c'est vraiment une famille, puis ils m'interpellent, puis des fois, sur mon nom, à côté du bureau, ils vont me faire un cœur, ils vont me faire, que ce soit les enfants ou les résidents, ils vont me faire des fleurs. C'est tellement... J'ai vraiment senti que je fais partie de cette maison-là. Et je les côtoie parce que je les aime, puis je sens que j'ai un retour exceptionnel. Mais de vous attacher comme ça, lorsque ces personnes-là décèdent, comment vous vivez ça après? Écoute, c'est une espèce... C'est peut-être beaucoup de dire ça, une espèce de satisfaction, parce qu'ils partent, ils ne souffrent plus. Mais moi, j'ai comme l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais leur apporter. Si je le faisais pas, j'ai appris à le faire. Donc, tout ça me dit,
c'est terminé, mais mon Dieu, le bon temps qu'on a passé. Justement, les gens qui sont en soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin? Je pense que c'est beaucoup de tendresse et de cette attention, justement. Okay. Parce que des soins, ils en ont eu à l'hôpital. Et c'est terminé. Quand la science ne peut plus rien, qu'est-ce qui te reste à vivre? Bien, il te reste les derniers jours à vivre jusqu'au bout. Et ça, c'est pas nous qui décidons. Mais d'être là, de les côtoyer, et puis de leur demander... puis ils se racontent. Puis ils viennent en tête les plus beaux moments de leur vie. Je me souviendrai toujours de ça. Et c'est ce qui me rend heureuse. Tu sais, on parlait du cheval, on parlait d'un sculpteur. Puis il dit, moi, j'adore sculpter les oiseaux. Puis on y a mis une cage avec un oiseau dans sa chambre, puis il l'a sculpté. Il dit, avant, j'avais pas le temps de faire ça. Je travaillais. Et mais si, j'ai le temps de le faire. C'est des petites attentions, mais je pense qu'en soins palliatifs, c'est le temps ou jamais de réaliser ce que tu as envie de réaliser puis que tu n'avais pas eu le temps de faire. Claudette, on a vraiment le goût de la voir, cette maison-là. Et on a fait un reportage, justement, vous étiez là avec nous. On regarde ça à l'instant. Il peut y avoir quelque chose de beau avec la mort. Tout à fait, parce que l'abandon, c'est toute notre vie, on stresse, on se demande si on va arriver, on se demande quelle fin nous attend. Et quand on est rendu là, qu'on le sait, je l'ai entendu, que la dame a dit, inquiétez-vous pas pour moi, je suis déjà au paradis. Je te l'ai dit tantôt, mais je te le redis parce que ces paroles-là, je les ai entendues, je les ai pas inventées. Tu sais, les rêves, c'est fait pour être réalisé. Et puisqu'il faut y arriver à la mort, on va tous arriver là un jour. Pourquoi pas le faire le mieux qu'on peut? Sans souffrance, entouré des gens qu'on aime, puis d'essayer de réaliser tout ce qui nous est permis. Comme rapprochement avec notre Père. Je pense que tout le monde mérite ça. Claudette, on arrive dans le salon. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est ici que les parties ont lieu, les rêves qui sont réalisés aussi. Les résidents sortent de leur chambre sur leur lit roulant. On ouvre ça. Ils peuvent faire partie du party aussi. Ils peuvent chanter avec nous, surtout à Noël, un menu chrétien. Je vais te le dire, ici, ça poigne. Ah, écoutez, le climat est fantastique ici. C'est des missionnaires que j'ai ici, là, je vous le dis. C'est des professionnels de la santé. Hein. J'ai des infirmières diplômées, des auxiliaires diplômés. On a des médecins. J'ai une équipe d'une dizaine de médecins. Alors, ces gens-là, c'est des gens qui, d'abord, sont payés moins cher que dans le réseau de la santé et qui, vraiment, sont dédiés à ce qu'ils font, au point où même ils nous aident dans nos activités de financement, nous aident dans toute forme de bénévolat. Travailler ici, premièrement, c'est pas comme dans le milieu de la santé où tu es un numéro d'employé en tant que tel. Tu rentres ici, je suis Julie Grenier, je suis l'infirmière de... Puis je suis l'infirmière de tel monsieur un tel, pas un numéro de chambre. On est plus proche que dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est très rapide. Ici, on a du temps pour eux. Fait que c'est vraiment, ce côté-là est vraiment formidable. Puis moi, la façon que je vois ça, on est leur dernier vrai sourire ici. Quand on les voit le matin, on sourit parce qu'on est content de les voir, tandis que les familles ont des émotions. Fait qu'ils vont sourire avec une petite émotion de tristesse ou de peine en arrière, tandis que nous, on les voit, puis on sourit, on est content qu'ils soient là ce matin, puis on arrive, on a un petit rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le bain? Un bain, ça peut avoir l'air tout simple, mais je te dirais que les résidents qui sont en douleur, quand tu es dans l'eau, tu sens plus tes os. Tu es en état d'apesanteur. Tu sens plus la douleur non plus. C'est un moment de détente extraordinaire, malgré que ça peut avoir l'air simple. Et un jour, on a demandé, c'est ma mère surtout qui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Encore une fois, on va toujours dans le rêve, on va toujours dans... Elle a dit, bien, des fois, j'aimerais ça prendre un autre bain, mais le bain est occupé pour 12 résidents. Donc, il n'est pas toujours libre. Elle dit, j'en prendrais 2 par jour si on me le permettait. Elle dit, on est tellement bien. Donc, on s'est informé le prix, 35 000 $. Puis mon père avait laissé un peu d'argent à ma mère de par son assurance vie. Puis elle a pris cet argent-là, puis elle a acheté un deuxième bain pour les résidents ici.
Ah, Claudette, c'est, je vous dirais, l'âme de la maison. C'est une Dion, vraiment. Puis Claudette, c'est une personne qui n'a pas peur de frapper aux portes, qui n'a pas peur de mettre en évidence notre mission, de dire à quoi on sert, de convaincre les gens sur l'utilité et le besoin de la population, sur ce qu'on offre comme service. La pièce s'appelle L'Envol. C'est une pièce importante ici à la Maison des Mendiants. C'est très important. Ça a tellement été bien pensé. C'est que quand ils entrent comme résidents, c'est leur premier jour, les gens savent qu'il y a un nouveau résident à telle adresse, à telle porte. Quand ils sortent, ils savent pas combien de temps qu'il a vécu ici. Ils savent pas. Alors, cette pièce-là, c'est on sort par derrière, par le jardin. Et cette pièce qu'on voit derrière nous est très significative. Je pense qu'on pourrait même l'appeler la route des anges, si on veut. Mais en fait, c'est l'eau, la terre, les arbres et le ciel. Tout est là pour prendre son envol avec le meilleur des souvenirs de la Maison des Morts, bien sûr. Vous n'êtes pas seulement à la recherche d'argent, de dons, mais aussi de bénévoles pour venir aider ces gens en fin de vie. Bien, les bénévoles qui s'occupent de l'entretien, chacune des chambres, laver les lits, laver les patients aussi, ça prend beaucoup de sensibilité, mais d'aplomb aussi en même temps. Comment décrirez-vous justement le travail des bénévoles et des employés ici à la Maison Adémar-Dion? C'est des anges. C'est des anges parce que je pense qu'ils les transportent avec eux. Ils font connaissance avec eux. Ils communient avec eux. Ils sont là au petit déjeuner, au dîner, au souper, à l'heure du bain. Ils sont là tout le temps. Ils peuvent même les appeler par leur prénom. Ils sont presque devenus un membre de la famille. Puis j'ai entendu une belle phrase un jour. Il dit « On vient pas mourir ici. Vient naître des anges parce qu'on est soigné par des anges. » Claudette, quand elle rentre dans la maison, là, on dirait qu'il y a un gros soleil qui rentre, qui se met au-dessus de la maison, puis elle va voir tout le monde, premièrement. Elle est très humaine, elle va voir tout le monde, que ce soit secrétaire, entretien ménager, les résidents, les familles, le chien, elle va voir n'importe qui. Elle dit bonjour, merci de votre implication. Elle est vraiment très attachée à la maison, puis à la porte de la joie, là, c'est... On va dire qu'il mouille, là, il y a un soleil pareil parce que Claudette est dans la maison. C'est une grande dame. Vraiment, vraiment très sympathique, très humaine. Oh boy, c'est une vraie grande dame. Quand elle vient ici, les gens veulent la voir. Elle va voir les résidents veulent la voir. Donc, elle est chez elle, hein? C'est sa maison. Moi, je suis ici depuis à peu près le début, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont... Fait qu'on a eu plusieurs émotions en même temps qui se sont chamboulées. Ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Une personne qui m'est arrivée et qui m'a dit « Wow, je suis au vestibule du paradis ici. » C'était vraiment beau. Je voudrais que tout le monde ait ce privilège l'être aimé, ce privilège-là d'être proche d'eux et d'être capable d'être dans le secret et d'être capable d'être proche pour bien comprendre puis de tout donner l'amour. Claudette, ce que je trouve vraiment fascinant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que vous êtes tellement une femme qui a amené de la bonne humeur partout et on parle de mort et vous êtes capable de nous donner du positivisme là, par rapport à ça. C'est fascinant. Bien, ça s'apprivoise parce que je n'étais pas capable d'y entrer. J'étais au début. Puis je me disais, ça sert à quoi d'abord? Ça sert à quoi d'être là si tu n'es pas en mesure de donner quelque chose? Alors, j'ai pleuré beaucoup à l'extérieur de la porte. Quand je suis entrée aussi. Mais je voulais pas me dévoiler cette faiblesse-là à tout le monde. Puis après ça, je me suis dit, bien, je vais le faire au nom de mon père. Parce que quand mon père il a annoncé qu'il avait un cancer, je partais pour l'Europe. J'ai eu cette chance d'aller faire l'Olympiade de Paris un jour.
Elle dit, je veux te dire quelque chose avant que tu partes, mais je veux pas que tu pleures. J'ai dit, OK. On savait qu'il filait pas, il avait mal une hanche. C'était pas mal, c'était pas dramatique. J'ai pas pleuré. Parce qu'il m'a demandé. Puis je voulais être forte pour lui. Puis j'ai entendu une femme un jour qui m'a dit, quand mon mari est rentré, je suis allée le reconduire jusqu'à sa chambre. Elle dit, je pleurais comme une madeleine. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai de la peine. Il dit, écoute, j'ai surtout pas besoin de ça en ce moment. Je comprends, mais j'ai pas besoin de ça. Elle dit, je suis allée pleurer chez nous. J'ai compris. Puis quand je suis retournée, j'ai été forte pour lui. Et c'est un peu ce que je fais. Et c'est un peu ce que mon père m'a demandé. Puis il y avait une autre phrase pour les autres membres de ma famille. Un broyard, il faut le dire. Puis il me dit, je veux pas que tu pleures. Alors ça, c'était sa recommandation. Si c'est ça qu'il a besoin, au moment où lui est triste, puis qu'on vient de lui terminer, bien, il faut essayer d'être fort, il faut essayer d'offrir à l'autre le meilleur de toi-même. Alors ça s'apprend. Je l'ai appris. Quand vous visitez les patients, est-ce que vous avez vivre un peu ce moment-là avec votre père? Bien, quand je suis entrée, c'est ça. Je me dis, je pourrais pas passer à travers. Revivre ça, c'est pas possible, c'est trop douloureux. Ça fait combien de temps? Écoute, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. On n'oublie jamais. On se console jamais parce que c'est viscéral, hein? C'est dans le cœur. C'est pas juste dans la tête, tes souvenirs, là. Tes souvenirs sont au creux de toi. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. T'oublies jamais et tu guéris jamais. Mais ça s'apprivoise, ça se modère et tout ce courage doit servir à quelque chose aussi. De les aider, eux. C'est eux qui partent, c'est pas toi. Alors, il faut que tu te mettes dans la peau de l'autre puis que tu prennes ton courage à deux mains puis leur dire, bien, je serai là pour toi. Dis-moi quels sont tes besoins. Alors, ça s'apprivoise, je te dis que ça s'apprend, vraiment, vraiment. Quand on pense au centre de soins palliatifs, on pense, bon, ce sont des personnes âgées souvent qui vont pour décéder, mais non, il y a des jeunes aussi. Et vous avez même une anecdote à nous raconter par rapport à ça. On dirait que le cancer est de plus en plus... Il fait des désastres partout, peu importe l'âge. Tu sais, on connaît la leucémie pour les enfants. Oui. Mais un jour, il nous arrive un jeune homme de 27 ans. Il est amoureux fou d'une belle demoiselle. Elle dit, en fait, c'est du camping ensemble. On était ados ensemble, on était allés à l'école. C'est mon amoureux. Mais quand tu arrives aux soins palliatifs, tu sais que c'est une fin de vie. Et c'est les 3 derniers mois de vie. Et je me dis, ça se fait pas, il va mourir, là. Puis il devait se marier durant l'été. Il l'avait demandé en mariage, puis il avait dit oui. Alors, comme il est sorti de l'hôpital puis qu'il n'y a plus d'espoir, il arrive aux soins palliatifs. Je peux te dire que tout le personnel pleurait. Tu sais, à un moment donné, tu te questionnes puis tu doutes aussi, là. Mais quand tu les vois si heureux d'être encore ensemble, de se supporter mutuellement, et le mariage s'est fait à la maison palliatif, à Desmardiens, est arrivé avec sa belle robe blanche, avec sa petite couronne de fleurs puis son petit voile. Lui aussi, il était en blanc dans son fauteuil roulant. Il se tenait la main, la famille était tout autour. « Tu veux-tu m'épouser? » Elle a dit oui, là, tellement sûre d'elle. Ça a été vraiment très, très, très intense. On se permet, en fin de vie, tout ce qui est possible pour qu'il soit le plus heureux possible, pour partir comme un ange, comme on disait dans le reportage. Vous mentionnez dans le topo que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Et ce que je trouve intéressant, c'est vous n'êtes pas seulement à la recherche de bénévoles pour parler aux gens qui sont en soins palliatifs. On peut faire du jardinage. Ça, on n'est pas confortable avec la mort parce que, bon, on a tous des personnalités différentes, on a tous des caractères différents. On deal avec la mort tous d'une façon différente. Alors, on peut faire du jardinage, on peut faire à manger. On n'est pas obligé simplement de parler avec les patients. On peut faire autre chose qui va aider la maison à fonctionner. Tout à fait. Et il y a des gens qui font le ménage aussi, puis ils veulent pas trop approcher si on respecte ça. Puis quand ils viennent donner leur nom puis pour être bénévoles, on leur demande ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient, dans quoi ils sont bons. Hey, ça peut être pour décorer le salon familial ou apporter des poupées pour les enfants, ou peu importe ce qu'ils aimeraient faire. Et il y a des fois, c'est 3 heures dans une journée. Ils arrivent à 9 h le matin pour dîner, ils s'en retournent. Ils sont venus donner
le meilleur d'eux-mêmes pendant 3 semaines, 3 mois, 3 ans. C'est pas grave. Et si on est un artiste, par exemple, vous avez une anecdote à nous raconter avec Mario Pelcha. Oh my God! Ça, écoute, il y a la famille d'une dame qui vient de Roberval, Lac-Saint-Jean, dans ces coins-là. Et on sait que Mario Pelcha, c'est un petit gars du lac aussi. Donc, sa famille vient me demander, ma mère, elle aimerait ça vous voir. Elle dit, on est tellement bien. J'ai dit, c'est ça que je voulais entendre aussi. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour que vous soyez mieux? Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Un désir quelconque? Elle dit, j'ai tout, ma petite fille. J'ai dit, si vous pensez à quoi que ce soit, vous avez quelque chose que vous souhaiteriez, ben, elle dit, là, si tu m'amenais Mario Pelcha, je dirais pas non. Je dis, écoutez, on sait jamais. Je vous le souhaite, chère madame. Puis un petit bisou, puis un petit câlin, puis je repars. Moi, j'appelle. Mario. Mario, c'est Claudette. C'est qui a ma belle Claudette? Je dis, écoute, je suis à la maison à Desmardillons. Puis on le sait que t'as pas un délai, là. Si t'es en tournée, je vais comprendre. J'irai pas leur annoncer ça pour leur faire une grande déception. On va laisser ça là. Et il me dit, Claudette, pas aujourd'hui, demain, je vais être là. J'ai dit, t'es tellement fin. Mais là, je vais pas dans la chambre l'annoncer tout de suite. J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose en cours de route et son horaire a été changé. J'ai dit, quand tu vas être à 10-15 minutes à peu près de la maison, peux-tu me rappeler, mon homme? Il dit oui, Claudette. Il me rappelle, il dit, Claudette, je suis à tel endroit, je suis au coin de la rue, je tourne. Hey, là, je pars. Je cogne à la porte. Êtes-vous prête de la belle visite, vous autres? Il dit oui. Mario s'en vient. Elle, là, toute sereine, mon beau Mario. Sa fille pleurait, son mari, évidemment. Le fils, l'iPad. Il dit, Claudette, je peux-tu filmer? Mario dit, tu peux filmer ce que tu veux. C'est ton moment, c'est ta maman, c'est le moment ou jamais. Ils ont tous filmé ça. Mon Mario, là, il la regardait, puis il dit, je vais vous chanter quelque chose. Il s'est mis à chanter. Puis il s'est mis à pleurer tellement en sanglots, là, qu'il n'était pas consolable. Puis j'étais là, présente à côté de lui, tu sais. Puis elle, là, puis elle dit, pauvre petit garçon. Mais c'est fou, hein, parce que c'est souvent les autres, les gens autour de la personne qui... C'est correct. C'est correct de pleurer aussi. Ils sont beaucoup plus émotionnels. Exactement. Puis elle est très sereine, puis elle a demandé ça, puis ça lui arrive. Elle est dans le bonheur, elle, là. Puis elle dit, Mario, sais-tu pourquoi tu pleures, cher? Parce qu'elle avait son petit accent du lac, là. Il dit, non, je sais pas. Il dit, moi, je me pense fort puis grand, là. Puis il dit, vous, si fragile, là, puis c'est moi qui pleure, là. Je m'excuse tellement, là. Elle dit, c'est parce que t'as pas chanté ma chanson. Il dit, c'est quoi votre chanson? Il s'est levé debout. Il l'a chanté avec une telle force, avec un tel courage, avec un tel talent. On connaît son talent. Écoute, c'était tellement magnifique, là. Puis elle a fermé les yeux tranquillement. Elle était fatiguée aussi parce que c'est court, ces moments-là, mais en même temps, c'est intense pour eux. Il a embrassé tout le monde, il a quitté à dormir. C'est magnifique. Comment vous pourriez décrire l'état d'esprit de la maison à Desmardillons ou dans la maison à Desmardillons? Parce que, bon, oui, il y a 12 lits, il y a 12 patients, mais c'est des gens qui partent, d'autres personnes arrivent, ils repartent. Comment vous pouvez décrire l'état d'esprit? Je te dirais que je pense qu'on a réussi à faire de cette maison-là. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pas un hôpital, c'est pas un centre, c'est la maison à Desmardillons. Alors, ça ressemble à une maison de famille. Alors, on sent cette atmosphère-là qui les entoure d'amour, d'humanisme, puis de compréhension et d'écoute. Il y a de la grande tendresse partout. Tout le monde se regarde avec tellement d'empathie, avec tellement de... T'as-tu vu un tel? J'ai dit oui, je l'ai vu ce matin. Wow! Alors, c'est vraiment... On s'attache, mais on le sait que c'est pour un court temps. Et dans ce court temps-là, ce qui est magnifique, c'est qu'on a tout donné, ce qu'on pouvait. Et je pense que c'est tout l'amour, la tendresse. La maison sent ça, respire ça. C'est vraiment un état familial. Claudette, à l'émission Star à la rescousse, on a toujours un petit moment spécial. Oui. Ça s'appelle 30 secondes pour convaincre. Ce que tu fais, c'est que tu regardes la caméra juste là-bas et tu expliques aux gens pourquoi ils devraient faire des dons ou s'impliquer auprès de la maison à Desmardillons. D'accord? Oui. On fait ça dans 3, 2, 1, c'est parti! Moi, je pense que vous devriez donner, si c'est pas de votre temps, un peu d'argent pour que cette maison-là puisse survivre. Parce que je pense que c'est le meilleur endroit au monde pour une fin de vie. Entourés de leur famille, entourés d'amour, entourés de tendresse. C'est pas possible de mourir à l'hôpital, ça se peut pas.
parce que l'espoir de guérir est encore là. Alors, s'il vous plaît, donnez généreusement, puis à la limite, ben, venez nous voir. Merci beaucoup, Claudette. Ça me fait plaisir. Et en terminant, bon, vous vous impliquez aussi pour d'autres fondations, d'autres associations. Tout à Je pense fait. à la Fondation Maman Dion. Fondation Maman Dion qui envoie les enfants à l'école, 6 à 7 000 demandes. Quand on fait des événements pour obligatoire l'école. Tu peux pas dire, ben cette année, j'ai pas d'argent, puis maman, j'ai pas mon sac d'école, j'ai pas... Il y a des frais parascolaires aussi. Ça prend des lunettes, c'est 300-400 pièces. Nous, on offre ça. C'est pas suffisant. Alors, encore une fois, on a besoin d'argent, on a besoin de votre compréhension. On peut pas... Les enfants peuvent pas être pris en otage de la maladresse des parents ou de ce qui leur arrive. Tu sais, des fois, ça dure 1 an ou 2, là. Il peut avoir arrivé un grand malheur dans vos familles. Pourquoi les enfants sont pris en otage de ça? C'est pas possible d'accepter ça. Alors, nous, on leur vient à la rescousse encore. Merci beaucoup, Claudette. Je t'en prie. Merci beaucoup pour votre générosité. Et à la maison, si vous désirez en connaître davantage sur la Fondation Maman Dion et surtout sur la maison Adéman Dion, ce qu'on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à visiter les sites Internet qui sont à l'écran. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Star à la rescousse, c'est une émission de télévision qui vous permet de découvrir vos personnalités sous différentes facettes. Et l'invité qu'on reçoit aujourd'hui est un homme qui est reconnu pour ses controverses. Bienvenue, Stéphane, à Star à la rescousse. Merci. Merci d'être des nôtres. Écoute, Stéphane, on voit dans les médias, bon, tu es un homme qui fait beaucoup de controverses, tu es aussi quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, mais on ne voit pas souvent dans les médias, tu es aussi un homme qui a grand cœur, tu t'impliques dans plusieurs causes, notamment tu fais du bénévolat à la maison Adéman Dion. Après-midi, tu vas voir des gens en soins palliatifs, mais tu t'impliques aussi auprès de ta communauté à Huntingdon, où tu as déjà été maire. Oui, trop longtemps, pendant 10 ans. Déjà là, c'est pratiquement du bénévolat. Hein. Bien, tu t'es impliqué dans plusieurs organismes, entre autres la Maison des jeunes de Huntingdon. Pourquoi que c'est une cause qui te tient autant à cœur? Ben parce qu'au début du mandat, évidemment, j'avais été très tagué anti-jeune. Hein? Le couvre-feu, toutes ces niaiseries-là. D'ailleurs, le couvre-feu que je regrette, ça a été une bêtise complètement ridicule qui n'a rien donné sauf brasser un débat. Et il fallait faire de quoi pour les jeunes et on a décidé de relancer la Maison des jeunes qui était complètement moribonde. Quand je suis arrivé maire, là, c'était... La Maison des jeunes, c'était plus un baisodrome de drogue qu'autre chose. Là. Je le dis bien candidement. Là, on ramassait des matelas partout, les murs étaient défoncés. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. Et pour toi, c'est quoi l'importance d'avoir une maison des jeunes à Huntingdon? Bien, une vraie maison des jeunes, comme on l'a organisée. Évidemment, c'est pas un organisme de la ville. Hein? C'est un OSBL qui est en périphérie de la ville. Et nous, ce qu'on a fait, puis j'y croyais fermement, c'était de mettre des conditions gagnantes pour qu'elle se développe. Donc, à un moment donné, on a acheté des bâtiments suite à la fermeture des usines. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir la plus grosse maison de jeunes au Québec. Qui s'est réalisé, en fait. Oui, effectivement, ça s'est fait. D'ailleurs, on a pris une partie du siège social de Klein & Tinker, qui était une grosse compagnie de textile qu'on avait rachetée à la fermeture, et on a divisé ça en deux. Alors, la première partie, on se fait une bibliothèque municipale. 60 000 volumes qu'on a amenés, une bibliothèque privée. On a dit, voici vos locaux. Pour les jeunes? Oui, bien, pour tout le monde, pour tous les âges qui existaient déjà, là. Et on a dit, bien, l'autre partie, 10-15 000 pieds carrés, ça sera la maison des jeunes. Puis, évidemment, on a aidé là-dedans, puis on a donné des crédits de taxes, des subventions. On a facilité les choses. Vous avez restructuré la Maison des jeunes pendant que tu étais maire à l'époque, c'est bien? C'est exact? Oui, parce que ça allait très mal. Quand je suis arrivé, la Maison des jeunes était pratiquement en tutelle par le CLSC et l'Agence des services sociaux.
Comment vous l'avez restructuré? Bien, il y a un administrateur qui a été nommé par le CLSC, François Dupuis, pour ne pas le nommer, qui, lui, a veillé au grain pendant cette période de transition-là. Puis c'est tellement drôle. À un moment donné, je vous raconte ça, une anecdote. Oui. François est assis dans mon bureau, puis moi, je suis assis en face, mais on avait inversé les rôles. Alors, lui, il était dans le siège du boss, puis moi, j'étais dans le siège du citoyen. Puis là, on jasait de la Maison des jeunes, puis là, François, il dit, tu sais-tu quoi? Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, je pense que ta blonde, elle serait bonne là-dedans, en parlant de ma conjointe. Oui. Ben là, je dis, c'était un peu délicat, tu sais, parce que ma conjointe était dans la petite enfance, puis elle a toujours œuvré dans le communautaire, dans ces affaires-là. Mais pas à Huntingdon, tu vois, ailleurs. Puis c'est de même que l'idée est venue, puis elle a postulé sur le poste, puis elle a été engagée comme directrice, mais moi, j'avais rien à voir là-dedans parce que la ville est complètement séparée, tu sais. On n'a même pas un siège au conseil d'administration. Mais je pense que Nathalie a fait du bon travail. Oui. Exceptionnel. Oui. Et qu'est-ce qui a... Bien là, maintenant, c'est devenu, avec la nouvelle direction, plus un carrefour, dans tous les sens du mot. Le midi, ils peuvent aller manger là. Quand ils se font expulser de l'école secondaire anglophone ou francophone, là, peu importe, là, bien, ils peuvent avoir un endroit de répit alternatif à aller dans une salle pas de fenêtre à l'école ou à renvoyer chez eux. Tu sais, il y a du suivi pédagogique qui se fait. Il y a des travailleurs communautaires qui font du dépistage, du soutien, de l'aide. Admettons, la fille tombe enceinte, elle veut aller se faire avorter, on va l'aider. On va l'aider dans ses choix personnels. De la drogue, le soutien à la toxicomanie, c'est épouvantable. Là, maintenant, actuellement, c'est la drogue chimique qui fait beaucoup de ravages. Là. Le pot est déjà rendu passé date. Là. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux à Huntingdon et la Maison des jeunes est là pour tenter de contrôler ça. Oui, vraiment, la Maison des jeunes s'est rendue un pilier fondamental. Il y en a des organismes, tu as le CLSC, tu as l'aide à la famille, tu as la Maison des jeunes, tu as vraiment du soutien en santé mentale. On a beaucoup d'organismes. Puis la Maison des jeunes est devenue un incontournable pour tous les problèmes de la jeunesse de 12 à 18 ans. Pauvreté, abus sexuels, inceste, c'est pas tout du négatif. Là, on fait des sorties l'été, on va faire des voyages découvertes du Québec un peu partout, on part en randonnée. Le défi Pierre Lavoie, il y a plein de choses qu'on fait positives aussi, mais il y a beaucoup d'interventions d'urgence qu'il faut faire parce que Huntingdon, dans le Haut-Saint-Laurent, c'est l'endroit le plus pauvre de tout ce que tu peux imaginer dans la grande région de Montréal. Il y a même un organisme à Huntingdon qui montre aux familles comment cuisiner. C'est grave, là, dans le sens que ces gens-là sont démunis. Alors, taux d'obésité épouvantable, surpoids, il y en a partout. Il y a beaucoup. Juste pour vous donner une idée, l'école anglophone à côté de l'hôtel de ville où j'ai été pendant 10 ans, là, le taux de dents cariées chez les jeunes, 70 presque. 70 des enfants ont les dents. Non, puis ils mangent tout croche. Du sucre. C'est bien plus facile de mettre du sucre dans une assiette que de cuisiner de quoi. Est-ce que tu penses que les problèmes des jeunes à Huntingdon représentent les problèmes des jeunes partout dans les régions du Québec? Oui, de plus en plus, oui. Oui, c'est sûr qu'on est très pauvres. Là. Il y a 2 MRC très pauvres au Québec, une en Gaspésie puis chez nous. Mais plus on s'éloigne des grands centres, le monde est moins mobile. On n'a même pas d'autobus chez nous. Admettons, là, moi, je reste à Dundee. Je donne l'exemple, qui est dans la MRC, chez moi. Eh bien, c'est quand même 30 minutes de Huntingdon. Là. Le territoire, c'est 3 fois grand comme l'île de Montréal. Juste chez nous. Alors, comment tu fais pour te déplacer? Alors, tu restes effoiré, puis tu regardes la télévision, puis tu manges des chips. Tu sais, tu peux pas socialiser. Les gens sont isolés. C'est à peu près les conditions d'une réserve amérindienne, à peu près. Toi, tu as déjà été maire d'Huntingdon. Ça te touche particulièrement. Est-ce que, depuis la restructuration, est-ce que tu as vu un impact sur la communauté à Huntingdon? Oui. Puis ça s'est fait ça en même temps qu'on a acheté les usines. Alors, tu sais, il y avait des... Moi, ce que je disais là, dans ma politique, c'est plus on va avoir d'organismes communautaires, mieux ça va aller. La Maison des jeunes est un exemple.
Puis à chaque fois, j'essayais d'aller voler des organismes communautaires à Valleyfield ou dans d'autres villes pour dire, venez-vous à Huntington. J'ai amené, je vais vous donner un exemple, une résidence pour femmes victimes de violences, des femmes battues, qui étaient dans une autre municipalité, parce que je savais qu'il y avait une problématique chez nous. J'ai essayé d'en attirer le plus. Je leur donnais des crédits de taxes, des subventions, des loyers gratuits. Et quand les usines ont fermé, c'est quand même 850 jobs qui disparaissent dans une communauté d'un coup sec. Là, on a commencé à tout acheter les usines. Moi, j'ai tout acheté, les 7 usines au complet. La ville ou toi, personnellement? La ville. Quand je parle de moi, c'est maire. Et puis, on a tout restructuré l'économie, on a diversifié, on a divisé ça, des condos industriels, des entreprises. On a créé peut-être 400-500 jobs au total, ce qui est la moitié de ce qu'on avait perdu, mais quand même. Puis là, la roue a commencé à repartir. Alors là, ça prenait des organismes communautaires aussi pour faire le suivi de tout ça, comprends-tu? Alors, moi, je suis content de ça. Stéphane, on est allé voir la Maison des Jeunes. Tu étais là avec ta conjointe qui est directrice là-bas. On regarde ça tout de suite. Stéphane, peux-tu nous parler de la mission de la Maison des Jeunes d'Huntington? Bien, la Maison des Jeunes, ça a commencé il y a longtemps, dans une époque immémoriale, là, avant même que j'arrive dans la région. Mais la mission qui s'est développée au fil des années, c'est d'offrir une présence pour les jeunes, mais aussi un soutien à tous les niveaux. Et notre objectif, c'est de les rendre des citoyens responsables, critiques et engagés. C'est devenu comme un refuge pour ces jeunes-là qui veulent parfois venir chercher de l'aide à tous les niveaux. Pensez-y, si la Maison des Jeunes n'existait pas, je pense qu'il y aurait un gros vide. Est-ce que tu peux nous montrer un peu la Maison des Jeunes? Oui, alors, bon, ici, c'est l'ancien siège social de la Klein & Tinker. Donc avant, moi, quand je suis rentré ici à l'époque, c'était des bureaux. C'est une des plus grandes maisons de jeunes du Québec en termes de superficie. C'est incroyable comme setup, là, tout ce qu'on a pu faire ensemble. Ça, c'est une grande murale qui avait été faite en collaboration avec la Sûreté du Québec, puis les jeunes, ça a fait le tour de la région. Tu sais, les habitudes, tu sais, puis c'est en même temps une approche de prévention, les problèmes de consommation, drogue, alcool et tout ça. Quand un élève était suspendu, ben, on l'envoyait dans un local pas de fenêtre ou on l'envoyait chez eux. Mais là, maintenant, la Maison des Jeunes a pris le relais de ça. Alors, au lieu de l'envoyer dans la rue, il vient ici. Moi, j'ai un intervenant jeunesse. Il fait ses devoirs, mais aussi, il y a des interventions psychosociales. Donc, on travaille sur la cause et les raisons pour lesquelles il n'est pas capable d'être scolarisé à ce niveau-là. Ça a apporté beaucoup. Puis, si tu parles au corps policier, ils vont te le dire aussi. La Sûreté du Québec est très heureuse de l'intervention qu'on fait. Le CLSC, la même chose. Ça a apporté un baume un peu sur une espèce de misère qu'on a dans un milieu pauvre en région. C'est dur de te suivre, Stéphane. Le 13 décembre 2004, j'avais été convoqué par le président directeur général de la Klein, qui embauchait quand même 800 personnes dans la région. Et j'étais assis juste là, drette là, quand on m'a annoncé que ça fermait. C'est rare qu'une maison de jeunes a des gymnases, là. Mais ici, c'est une ancienne salle des machines du temps où c'était une usine de textile et ça a été converti en gymnase pour les jeunes. Mais là, actuellement, c'est la vente de garage. Alors, vous voyez tout ce qui va être à vendre au cours de la prochaine semaine. Tout ça pour essayer de ramasser de l'argent, là. Ici, ça vient d'Angleterre, hein? C'est beau. Une belle... Très fancy. Mais en tout cas, je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui. J'ai pris mes médicaments. La ville d'Huntington ne donne même pas une scène à la Maison des Jeunes. Alors, ils reçoivent une subvention des services sociaux de Québec, puis ils font des levées de fonds, puis ils tirent par la queue, mais ils s'en sortent très bien. Comment trouvez-vous l'implication de Stéphane auprès de la Maison des Jeunes? C'est sûr que lorsqu'il était maire, il y avait une plus grande implication. Maintenant, avec son horaire, il s'implique quand il a le temps de venir nous aider, mais son implication était très importante au moment où on développait des nouveaux projets ici à la Maison des Jeunes. Et je pense que quand M. Gendron était maire, il a même donné une partie de son salaire de maire ici à la maison.
Oui, parce qu'à l'époque, on l'a sollicité parce qu'on avait un bailleur de fonds qui nous aidait à organiser notre camp pour les adolescents pour l'été et on n'avait plus d'argent à ce moment-là. Donc, on devait annuler le projet. Et quand je lui en ai parlé, il a dit, bien, écoute, moi, ça me fait plaisir, je te donne 100 % de mon salaire pour qu'on puisse continuer à donner ce service-là aux jeunes de la communauté. Moi, je marche un peu comme... Donc, je n'ai pas vraiment pensé pourquoi, là. C'était pour régler le problème. Alors, on l'a réglé. Cet été-là, de pouvoir offrir un camp, parce que nous, ici, on ne charge pas aux jeunes. Donc, ça nous a permis de maintenir le service auprès des jeunes et de nous permettre de voyager avec eux. Oui, puis tu sais, quand tu as des... C'est une question de principe. Là. Tu commences pas à analyser... tu sais, le salaire de mère, c'est à peu près 12 000 par année. Là. Alors, je l'ai donné, puis j'ai aucun regret. Vous avez un programme que vous adorez, mais malheureusement, il est en péril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est le manque de financement, c'est l'abolition de certaines institutions qui fait qu'on n'aura pas le financement pour l'automne prochain. Donc, on travaille depuis des mois. On a fait une vidéo avec des jeunes qui présentent ce programme-là afin de pouvoir le financer pour maintenir un service de qualité auprès des jeunes de notre communauté pour qu'ils aient au moins accès à un premier diplôme sur notre territoire. On fait des miracles avec pas grand-chose. Et actuellement, de mémoire, je pense qu'ils n'ont même pas 100 000 de budget récurrent annuellement pour assurer le local, assurer les salaires du staff, faire des projets et tout ça. Je suis vraiment fière de travailler à la Maison des jeunes. Je suis fière de pouvoir moi-même voir l'effet qu'on a sur les jeunes, l'effet qu'on a sur notre communauté. Je pense à une jeune en particulier qui fréquentait la Maison des jeunes depuis qu'elle avait 12 ans, puis maintenant qu'elle a 19 ans, puis qu'elle a un appartement tout seul, et puis qu'elle travaille, puis des choses que chez elle, c'est pas ses parents qui lui ont appris ça, c'est pas ses parents qui ont appris comment manger, faire de la nourriture, faire tout. C'est quelque chose dont on est très fiers. C'est comme des parents un peu autoritaires plus que ma mère, mais c'est comme des parents, puis ils sont là, puis tu sens qu'ils t'aiment vraiment. Ils m'ont aidé dans chaque cheminement, chaque étape de ma vie jusqu'à ici. Puis je suis fière d'avoir ma Maison des jeunes. Ça a été probablement le plus beau projet ici, de la mairie parce que, bon, on transformait un ancien siège social d'une entreprise qui a fait vivre la communauté, puis on la redonnait à la communauté, mais pour les jeunes. Très beau reportage, Stéphane, oui. Spécialement Jenny. Je trouve que son témoignage m'a tellement touchée. Est-ce que tu as suivi son évolution à la Maison des jeunes? Elle a énormément changé dans le sens intéressant. Là. Elle revient de loin. On voit que ça a eu vraiment un impact sur sa vie. Oui. Ah, oui. Puis quand elle en parle dans le reportage, là, on voit ses yeux qui s'illuminent. C'est un beau cas. On voit aussi que ta conjointe, Nathalie, est très passionnée par la Maison des jeunes. Très jolie aussi, en passant. Félicitations. Mais très maternelle. Moi, je peux pas vous dire le nombre de samedis soirs qu'on a passé dans nos préliminaires à parler, préliminaires à de longues discussions sur les jeunes que j'ai sauvés cette semaine. Bien, tant mieux. Hein? Oui. Si ça peut aider les jeunes de Huntington. Oui. Tu parlais tantôt des problèmes sociaux. Ça veut dire que ça a vraiment un impact, ça fonctionne. C'est clair. Ma vie de couple a été mise à contribution. La Maison des jeunes a besoin de financement. On a vu aussi dans le reportage qu'il y a eu une vente de garage. Est-ce que ça a fonctionné, cette vente-là? Oui, c'est sûr que ça fonctionne. Mais à un moment donné, ils ont même fait des collectes de scènes noires dans la ville, des postes de péage. Il y a n'importe quoi là, qui est une raison pour faire du financement. Tous les organismes communautaires sont pauvres, par définition. Alors, ça finit jamais. Mais c'est très difficile parce que le gouvernement est en train de restructurer sa façon d'intervenir sur le terrain, veut se débarrasser des gros organismes, tu sais, comme la Conférence régionale des élus, le Forum jeunesse, toutes ces niaiseries-là. Et il veut aller directement aux organismes sur le terrain. C'est très bon, mais il faut que l'argent vienne. Tu comprends-tu? Les problèmes sont là pareil. Alors, il faut que le gouvernement mette plus d'argent. Est-ce que vous avez seulement besoin d'argent, mais vous avez besoin peut-être aussi de bénévoles à la maison? Oui, de bénévolat, d'implication, les sorties, les fins de semaine. Mais bon, tu sais, c'est quoi le bénévolat? C'est le syndrome TLM. Toujours les mêmes. Oui. C'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes.
Et bon, on voit aussi dans le reportage que tu as donné ton salaire de mère une année. Bon, là, j'ai une petite question. Une année et demie. J'ai une petite question indiscrète pour toi. Oui. Est-ce que ça arrive souvent que des mères de ville donnent leur salaire comme ça à des organismes? Bien, il y a eu des cas dans le passé. Le maire Bourque, à Montréal, a donné son salaire à une fondation pour les jeunes. Serge Marcil, ancien député libéral par chez nous au fédéral, a donné aussi son salaire quand il a été réélu, parce qu'il était revenu en politique, pour les jeunes. Oui, il y en a qui font ça. Tu t'impliques beaucoup dans ta ville, parce que tu as été maire là-bas quand même pendant combien d'années? 10 ans? 3 mandats, 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui te touchent particulièrement? Le centre de ressources familiales, qui est un autre... Tu sais, on aurait pu faire plein de topos, là. Il y a Maison des jeunes, mais il y en a d'autres. Le centre de ressources familiales du Haut-de-Saint-Laurent, comme je vous disais tout à l'heure, ils viennent en aide aux parents. Tu sais, il n'y a pas juste à aider les jeunes, mais il y a aussi les parents démunis. Qui éduquent les jeunes. Exact. Et puis, il faut même éduquer les parents. Alors, tu vois, ça, c'est un organisme qui fait un travail merveilleux et résidentiel qui héberge des femmes battues avec leurs enfants. Ça, je me suis tellement démené là, que ma lettre de démission était sur la table si le conseil municipal refusait d'amener cet organisme-là à Huntingdon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, les conseillers étaient contre parce qu'ils disaient les criminels vont venir tuer leurs femmes et la valeur de nos maisons va baisser si on a une résidence pour femmes battues. Alors, j'étais pogné avec une gang de wabos, d'idiots. Alors, j'ai dit, moi, je démissionne si ce projet-là passe pas. Il a passé. Dans le reportage, tu parles que les policiers de la Sûreté du Québec étaient très contents, justement, d'avoir une maison des jeunes. Oui. Tu as amené d'autres organismes sociaux à Huntingdon pendant que tu étais maire. Est-ce que, justement, les policiers, est-ce qu'ils ont vu sur le terrain un grand changement? Oui, puis il y a une grande proximité. Maintenant, quand la police va à Arthur Pigeon, l'école secondaire francophone, bien, tu sais, il n'y a pas personne qui est démonté de ça. Il y a un responsable, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de sensibilisation, de la formation. Tu sais, au lieu de dire « fumez pas de la drogue », les policiers viennent dire « bien, si vous consommez de la drogue en conduisant, mettez telle lunette, puis voyez ce qui va arriver. » Là, les jeunes disent « ah ouais, c'est... » Il y a une approche de concertation. Oui, c'est ça, positive, qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était plus l'approche chat défensive, puis toi, t'es un bœuf. Alors que là, maintenant, ça a changé. Il y a une espèce d'amitié là, qui se crée. Stéphane, tu t'impliques beaucoup dans certaines causes. Là, on a pour toi à l'émission Star à la rescousse un 30 secondes pour convaincre. Oui. Le 30 secondes pour convaincre, c'est que tu vas regarder cette caméra là-bas. Okay? Oui. Tu vas regarder la caméra et tu vas essayer de convaincre les gens de soit s'impliquer dans l'association pour laquelle tu t'impliques toi personnellement ou de donner des dons. Tu as 30 secondes, on va faire ça au chrono. Et je te donne un 5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Bon, écoutez, moi, personnellement, l'implication financière, oui, c'est important. Les organismes communautaires sont toujours pauvres, dont la Maison des jeunes d'Huntingdon. C'est important de donner. Mais personnellement, moi, je pense que c'est au gouvernement à prendre cette responsabilité financière-là. C'est le nerf de la guerre sur le terrain. Et s'il y a une place où vous pouvez faire la différence, c'est vraiment l'implication par le bénévolat, prendre du temps, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, de temps en temps, prendre des nouvelles, aller aider. Et ça va vous apporter plus à vous qu'à l'organisme auquel vous allez le faire. C'est bête à dire, mais c'est ça. Moi, je m'implique en premier lieu parce que ça m'apporte à moi. Oui, parce que tu apprends des choses soit sur la vie ou tout simplement... Ça peut être simplement pour apprendre une profession ou à découvrir autre chose aussi. Ah non, mais même, c'est... Moi, tu sais, les gens disent « Ah ouais, mais tu t'impliques pour aider le monde. Quel beau sentiment. » Non, non, oui, il faut aider du monde, mais moi, si je m'implique, c'est que je vais aller chercher de quoi là-dedans qui va, j'espère, me rendre meilleur. Et tu as participé à des activités de la Maison des jeunes? Oui, oui, on a fait... je me souviens, j'ai assisté à une soirée africaine. Mali qui était débarqué, puis on avait fait de la danse traditionnelle. Ah, tu dansais avec eux? Oui. Mais il n'y a pas de traces cinématographiques de ça. Et c'est déjà tout. Merci beaucoup, Stéphane. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci bien. Une petite question pour terminer. Bon, tu t'impliques toujours à ta communauté, malgré que tu n'es plus maire. Aurais-tu des conseils à donner justement à la communauté d'Huntingdon pour améliorer leurs conditions? Moi, j'ai juste une chose à dire. Si Huntingdon veut vraiment survivre, comme d'autres villes en région, d'autres villes-centres, il faut vraiment sortir des sentiers battus, puis
casser le moule. Casser le moule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux plus dire « ça a toujours été comme ça, on a toujours fait ça de même, puis c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça. C'est fini, ça. » Tu casses le moule, puis il faut que tu prennes des risques. Moi, j'ai pris des risques pendant 10 ans, là, puis la ville est riche aujourd'hui financièrement. Là. Alors, si tu veux survivre, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu casses le moule. Bien, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été des nôtres. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant la Maison des jeunes de Huntingdon, n'hésitez pas à visiter le site web dont l'adresse est en bas de l'écran. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt. Bye! Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur et homme orchestre qui s'appelle Pascal Dufour. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal, mon atelier boutique. C'est beau. Merci beau, beaucoup. ouais. Écoute, Pascal, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on se croise de temps à autre dans plusieurs événements. Puis on a comme eu un coup de foudre énergétique, je trouve. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. En fait, j'ai hâte que tu fasses des T-shirts. Je trouve que j'aime ton art, en fait. Bien, c'est ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un de mes vernissages. Oui. Et le concept de cette émission, c'est vraiment un échange artistique où je reçois des gens sur lesquels j'ai eu des coups de foudre énergétiques comme ça, puis qui sont aussi des artistes pour les gâter un peu à ma façon, puis aussi échanger une conversation un petit peu plus profonde. On te connaît pour ta participation avec Les Respectables. Oui. Vous avez gagné des trophées, faites le Centre Bell. Tu signes une de mes chansons préférées, Amalgame. Ah ouais? Ah oui, vraiment, là, je l'ai chantée plein de fois. Là. Mais en ce moment, depuis quelques années, tu as une carrière solo. Je te vois, t'es là dans ma ruelle. Oh, tu flottes comme un souvenir, ma belle. J'ai remarqué qu'avec Les Respectables, le rythme était un petit peu plus effréné, c'était vite, c'était fort. Puis quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de prendre ton temps. Est-ce que je me trompe? T'es dans le mille, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus... justement, de plus vivre le moment. Là, J'étais dans un rythme de vie depuis 17 ans qui était plus le mien, en fait. Puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis je voyais que les chansons allaient pas pour Les Respectables, en fait. Je trouvais que ça fitait pas avec ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi moi je les chanterais pas? Puis j'avais le goût d'avoir un côté plus social aussi dans mes textes, moins la décadence. Tu sais, je veux pas dénigrer la chanson, mais tu sais, moins ce côté-là. Non, dénigre-la pas, là. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça que tu essaies de dire? Oui, pour moi, où est-ce que je t'ai rendu, ouais. Étranger, je ne suis qu'un étranger. J'avais le goût d'explorer un autre type d'art qui était plus personnel à moi. J'écrivais plus pour moi et non pour d'autres. En fait. Quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de chanter pour chacun de tes fans, un à un. C'est bien dit, oui. En fait, souvent, tu es inspiré par
les gens que tu rencontres. Puis justement, tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais. Mettons un exemple, un soir, quelqu'un va te dire moi, il se passe ça dans ma vie. Puis veut pas, tu l'absorbes. Puis ils vont dire une phrase. Comme je prends l'exemple, mettons, le premier album solo, c'est « Ici, le temps nous appartient », le titre du premier album. Puis la phrase que j'étais assis avec quelqu'un, on était en train d'admirer un coucher de soleil au Costa Rica. Puis c'était un super beau moment. Puis je sais pas, avec mon espèce d'esprit un peu stressé nord-américain, j'appréciais pas le moment, tu sais, je vivais pas. Puis il y a une personne à côté, un costaricien, qui m'a tapé sur l'épaule, une costaricienne, puis qui m'a dit « Relax, here we own the time. Ici, le temps nous appartient. » Puis j'avais rien dit, là. C'est juste elle qui a senti comment j'étais, puis qui m'a dit cette phrase-là. Puis je me suis inspiré de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous dire une phrase qu'on va faire « Ah, ça pourrait être... » Tu sais, si on garde les antennes allumées, en fait, ça peut être très inspirant. Tu chantes depuis... je pense que tu chantes depuis que tu respires. Tu le dis, hein? Oui, en fait. Que chanter fait partie de ton identité. Oui, puis en fait, dans Les Respects, aussi, ce qui s'est passé, c'est que je chantais pas comme chanteur. Puis je me suis rendu compte que ça m'a manqué, ça, en fait. Trop d'étoiles se sont éteintes pour moi. Se sont éteints. J'ai commencé jeune à chanter. T'sais, on me faisait chanter à l'église. Puis j'avais joué du violon, fait que j'avais une oreille qui était pas pire, pour quelqu'un de mon âge, ça. Donc ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. On m'a dit c'est pas un chanteur. Puis j'y ai cru. T'sais. Trop longtemps. Mais j'ai envie de te demander si du jour au lendemain, tu pouvais plus chanter, qu'est-ce que tu ferais? J'essaie de ne pas être attaché à trop de choses profondément. Puis j'essaie de ne pas trop avoir de high ni de down non plus. J'essaie d'être entre l'équanimité. J'ai vraiment accroché sur les titres de tes 3 derniers albums. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Citoyen du monde, Air salin, Oui. Sur un fil. Ça sonne comme de la poésie. C'est quoi le fil conducteur de ces 3 albums? Je dirais que le fil conducteur, c'est l'évolution d'un gars qui cherche à s'améliorer, peut-être à devenir une meilleure personne. Puis en essayant de parler de ce qu'il touche profondément, avec aucun... Tu sais, pas de but en arrière de l'affaire, juste sortir de moi ce que j'ai envie de sortir, puis ce qui me touche, en fait. Toi, moi, je regarde beaucoup l'actualité. En tout cas, quand je prends le pouls de la planète, il me semble qu'il y a beaucoup de choses de tragiques qui se passent en ce moment. Le monde a besoin d'amour. Qu'est-ce que toi, tu trouves de tragique en ce moment? Ce que je trouve tragique, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que je trouve que le monde écoute trop les nouvelles. Je trouve que ça, c'est un problème majeur parce que c'est pas des nouvelles, premièrement, c'est des mauvaises nouvelles. Ça mérite pas de s'appeler des nouvelles, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils nous présentent pas les bonnes nouvelles. On dirait que les gens s'intéressent pas aux bonnes nouvelles, bizarrement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont masochistes, qui vivent dans la peur, qui aiment ça. Je dirais que c'est en fait, comme tu dis, il y a un vrai manque d'amour. Je trouve que c'est le point principal, puis souvent, ça a l'air un peu épi de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste le fondement et la base de tout. Je leur ai fait peur en refusant de mentir. Je leur ai fait peur en refusant de mourir.
Dans le passé, on donnait beaucoup de place aux chanteurs parce que justement, c'est eux qui apportaient vraiment la bonne nouvelle au travers de leur voyage d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils amenaient avec eux ce qu'ils avaient vu, puis ils mettaient ça sur des airs. Hein? C'était eux, la musique guérie. les journalistes. T'es un peu un journaliste à travers ta musique. De quoi tu parles quand tu écris? À qui tu t'adresses? En fait, j'y pense pas à qui je m'adresse quand j'écris une chanson, mais j'essaie juste que les gens que mon propos peut toucher, d'aller les chercher de la façon la plus précise possible, dans le sens que j'essaie de toucher un sujet qui est souvent... qu'on peut toucher au premier degré facilement, mais j'essaie d'y mettre une poésie en arrière aussi. T'sais. J'essaie de préciser, de mettre des degrés aussi, puis qu'il y en a qui vont prendre la chanson à un tel... J'essaie de pas trop expliquer non plus mes chansons. Parce que souvent, je trouve que quand tu expliques trop tes chansons, tu peux donner ton meaning à toi. Tu les confines un peu, hein? C'est ça, dans un... Tandis que il y a des gens que... Tu sais, il y a des gens qui me parlent de mes chansons des fois, puis ils vont mieux le décrire que moi. Puis ils vont me dire, ah, moi, j'ai vu ça dans ta chanson, puis je vais dire, ben, c'est en plein de ça que je voulais parler. Fait qu'une chanson peut être le porte-étendard de plusieurs causes. Vraiment, vraiment. Puis d'autres, ils vont la voir complètement différente, puis je leur dirai pas non. Je vais essayer de garder ça ouvert. Je trouve que en tant qu'auteur-compositeur, je trouve ça important que les gens aient leur vision de ton art et non toi qui essaie de leur prémâcher. En parlant de porte-voix, est-ce que toi, tu as des causes qui t'interpellent plus que d'autres? Il y en a... Ben, oui. En fait, moi, on a été, avec Les Respectables pendant 5 ans, porte-parole de la journée sans ma voiture. En fait, on a commencé, nous autres, on voyageait beaucoup en camion, tout ça, puis on jasait beaucoup de... J'osais pas juste de filles. Il y a d'autres choses. On parle de d'autres choses que des filles. Puis on parlait, c'était souvent naturellement d'environnement. Puis c'était pas à la mode. C'est dans le sens que, pour donner un exemple concret, la première année qu'on faisait la journée sans ma voiture à Montréal, on faisait des entrevues avec des journalistes, puis ils nous disaient, qu'est-ce que c'est ça, là, votre histoire d'environnement? Puis on se faisait traiter d'abrutis un peu. Puis finalement, les mêmes journalistes, après ça, 2-3 ans après, ils faisaient « Ouais... c'est pas si bête que ça, hein? Vous faites bien de vous impliquer, puis d'essayer d'en parler plus. Il faut en parler plus. » Puis ils commençaient à voir ce qui se passait un peu. T'sais. Fait que l'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Vraiment, ça, c'est... ça fait longtemps, en fait. Ça a commencé avec mon père, en fait. C'était plus un... Parce que c'est un marin, puis, tu sais, exemple... Lui, il était vraiment pour les bateaux à voile. Puis moi, je voulais un bateau à moteur, tu sais, quand j'étais jeune. Puis je comprenais pas. Puis il m'expliquait la puissance de chaque geste que tu fais dans la vie, jusqu'où ça peut amener, en fait. Que si tu pollues, tu rends pas le service aux voisins puis à ton prochain. Tandis que si tu fais attention, que tu fais bien les gestes, chaque geste, ben tu vas faire un pas faire avancer. Ben c'est bon, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ton père qui t'a enseigné ça? Ouais. Là, aujourd'hui, t'es papa. Ouais. De quoi t'aimerais que tes enfants se rappellent? Et on éduque par la répétition, hein? Qu'est-ce que tu répètes le plus? Je dirais que mes enfants... en fait, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le plus possible, c'est d'être heureux. Puis de voir ce qui les rend heureux, puis le respect pour les autres aussi, tu sais, l'espèce de relation. Parce que quand t'es jeune, souvent, tu réalises pas ce que tu fais, puis puis de les asseoir, puis de prendre du temps avec eux autres, en fait. Ben moi, j'avais envie de prendre ce temps-là avec toi, Pascal. Ah, je comprends. Et moi, je suis un petit peu une marchande de bonheur, comme toi. Toi, tu répands la bonne nouvelle avec ta musique, tes chansons. Puis moi, je répands la bonne nouvelle avec mon art. Et je t'ai invitée pour jaser avec toi, mais aussi pour te faire sourire encore un petit peu plus. C'est top. Merci. Ah, ça fait vraiment plaisir. Wow. Pour créer ce moment magique d'échange. C'est donc bien hot. Continue à faire ce que tu fais.
inspirant. Pour être inspirant. Merci. C'est le regard baissé que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude. On nous a assez répété, on nous répète encore de ne pas nous inquiéter, y a pas de panique à bord. Alors on reste figé, impuissant et frustré, on essaie d'oublier comme des enfants cassés tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Ce qu'on apprend à 20 ans, on n'apprend même pas à s'aimer. Ça sert à quoi rouler des joints si c'est pour continuer à tourner? Tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage. On évite les face à face, on s'évite et on s'efface. On se regarde plus en face, on fait plus face à rien. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Elle est de quelle vérité ou de quel mensonge cette peur du jour aux nouvelles du soir? Toujours au poste, elle nous fige et nous ronge. On l'entend chuchoter dans tous les couloirs. Est-ce que c'est nous qui sommes faits, mais pas si bien fait que ça? Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi?
avant qu'ils arrivent. Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, dans le cadre de la virée des designers montréalais Pôle Fusion 2015, l'effet papillon création qui nous ouvre les portes de son atelier. Alors allons-y, allons faire un tour. Pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec les nœuds papillons de confection artisanale, c'est grâce à un duo de designers montréalais que les collections de l'effet papillon création ont pris leur envol. Spécialisés dans la création de nœuds papillons pour hommes et pour femmes avec la signature distincte d'un joli bouton, les stylistes Pierrot Bedel et Julie Depeau proposent des collections qui sont inspirées d'une variation de matières luxueuses afin d'offrir aux friands de cet accessoire mode un produit d'une qualité exceptionnelle. Alors, nous voici ici dans l'atelier de Pierrot Bedel et de Julie Depeau, les designers de l'effet papillon création. Et bonjour Pierrot. Bonjour Yves Ulysse. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, c'est une belle aventure, hein, l'effet papillon création. Vos créations sont vraiment superbes, colorées, différents, uniques. Pourrais-tu expliquer un peu à l'auditoire quel a été le parcours et comment a commencé cette belle aventure? Alors ça a commencé par hasard dans une galerie d'art, la galerie 203 sur la rue Notre-Dame. On avait un rendez-vous là-bas pour une exposition et je portais un nœud papillon qu'on avait confectionné avec Julie simplement pour moi. Ça a flashé dans l'œil de Corinna Seraf. Elle nous a proposé un défi pour une soirée simplement basée sur le tuxedo, sur le fait de porter le nœud papillon autant pour les hommes que pour les femmes. Fait qu'elle nous a proposé le défi, on l'a accepté. Et nous voilà un an plus tard avec la compagnie. Belles aventures. Alors ça, c'est Tux in the City. C'est bien l'événement quand même mondain qui est très couru à Montréal. Tux in the City, c'est ça? Exactement, exactement. Elle nous a proposé de lui présenter une collection de nœuds papillons et que si jamais ça lui plaisait, on aurait pu développer à partir de là une collaboration avec Corinne. Wow, c'est superbe. Je sais que vous avez des points de vente en ce moment. Est-ce que vous êtes sur le web? Comment qu'on peut trouver vos produits, justement? Alors, on a une plateforme sur le web, l'effet papillon création. On a aussi tout récemment un point de vente au Cours Mont-Royal à Montréal. C'est le Salon Pur, un salon de coiffure renommé de par la qualité du lieu, le côté luxe et glamour. Donc, nous sommes vraiment heureux de cette collaboration qui, j'en suis sûr, va nous apporter beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui rend unique les nœuds papillons de l'effet papillon création? Qu'est-ce qui vous diffère des autres designers? Je sais qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens qui font des nœuds, mais quelle est la particularité de l'effet papillon création? Alors tout d'abord, nos nœuds papillons sont tous uniques. Ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on a pour se différencier aussi de certains designers de nœuds papillons. Mais il y a aussi le petit bouton en bas à droite. Ils sont tous rares et précieux. Ils viennent des quatre coins du monde. On en a en porcelaine peinte à la main, on en a en bois, on en a en noix de coco. Et tout récemment, nous avons fait fabriquer des nœuds papillons en céramique qui vient de l'atelier de ma cousine du sud de la France, une maître céramiste, artiste, qui nous a fait une collection de nœuds papillons exclusivement pour l'effet papillon création. Les boutons sont uniques
et ils sont exclusifs à la marque. Donc ça rajoute de la valeur au produit. Le but pour nous, ça serait de collaborer avec des designers montréalais, québécois, autant dans le métal que dans le bois, que dans différentes textures, afin de développer aussi différents artistes qui sont ici avec des nœuds papillons, l'effet papillon création, signé tel ou tel artiste. C'est ça vers là qu'on va aller. Je crois que c'est une très belle initiative, mais j'ai cru voir aussi quelque chose qui différencie beaucoup l'effet papillon création, l'emballage. Parlez-nous un peu de la collaboration que vous avez eue avec justement cette compagnie qui produit vos boîtes qui sont extrêmement super. C'est des bijoux. Alors, expliquez-nous un peu justement l'emballage. Où est-ce que l'idée vous est venue d'avoir un emballage comme celui-ci? Alors tout d'abord, tout comme nos étiquettes dans le col brodées à Montréal sur la rue Chabanel, il était important pour nous que nos boîtes soient d'excellente qualité et qu'elles soient à la hauteur du produit qu'on allait mettre à l'intérieur. Donc on a cherché des spécialistes de l'emballage haut de gamme à Montréal pour pouvoir répondre à nos attentes. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on travaille avec la compagnie Madovar. C'est des spécialistes de la boîte haut de gamme, luxe à Montréal. Et ils ont su répondre vraiment à toutes nos attentes, tant sur la qualité que sur le service à la clientèle. Ils sont vraiment à recommander pour tous les designers qui ont besoin de travailler avec des professionnels. Alors, je pense qu'on a pu faire quand même pas mal le tour. C'est vraiment un produit extraordinaire. Moi, j'en ai essayé un tout à l'heure. Et l'effet papillon création, moi, je l'ai choisi comme commanditaire et designer spécialement pour mes tenues de soirée de Close Access. Alors, suivez-les de près et allez voir leurs produits. On se voit plus tard. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous couvrons l'événement Pointe et Nœuds Papillon, une association toute spéciale entre la jeune scène d'affaires et l'École supérieure de ballet du Québec. Alors suivez-nous, on va aller faire un petit tour dans les coulisses et voir comment tout ce beau spectacle se déroule. Allons-y, on va faire un petit tour. Les nouveaux concepts de soirée glamour prennent un nouveau visage grâce à la jeune scène d'affaires et l'École supérieure de ballet du Québec, qui nous présente en 2015 la toute première édition des soirées bénéfices Pointe et Nœuds Papillon. Une initiative qui se donne comme mission de promouvoir la relève artistique afin de participer à la relance de Montréal comme métropole culturelle au Québec et au Canada. Ces soirées exclusives ont été créées dans le but de permettre aux invités de soutenir une cause tout en les faisant découvrir l'extraordinaire discipline du ballet. Après avoir assisté au spectacle des élèves de l'école supérieure, les convives seront transportés en limousine dans une ambiance glamour et festive vers un lieu secret où d'autres surprises les attendent pour une expérience de star hollywoodienne. Avec comme menu, tuxedo, tapis rouge, bouchées raffinées, animation et champagne.
ici avec la charmante Anne Dryberg, qui est professeure et aussi chorégraphe ce soir, qui va nous présenter une de ses pièces qui s'intitule Juxtaposition. Et nous sommes dans la salle Pierre-Mercure et comme vous pouvez le voir, les jeunes travaillent très fort pour nous préparer un spectacle hors du commun ce soir. Alors bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quel a été le parcours qui vous a permis et qui a permis à ces jeunes-là d'arriver à produire ce spectacle ce soir. D'abord, une grande passion de la danse, plusieurs heures de répétition, un dévouement acharné et surtout des chorégraphies hautes en couleurs, dynamiques, drôles aussi, originales, différentes. Tout ça mis ensemble, je pense que ça fait un spectacle extraordinaire. Enfin, si on peut... La première hier était incroyable. Je suis sûr que ça va être extraordinaire encore ce soir parce que d'après ce que je peux voir dans la salle en bas, il y a une très grande fébrilité déjà. Les gens sont impatients de participer, d'assister à ce spectacle. Et comme j'ai pu constater aussi dans les répétitions, j'ai cru voir que certains des élèves ne sont pas de la même âge. Et ça se passe bien entre les jeunes et ça se supporte bien? Mais en fait, on a des jeunes... notre programme commence en 5e primaire et va jusqu'au collégial. Et c'est formidable parce que quand on est en spectacle, on voit vraiment là, les jeunes qui sont avec les plus grands qui aident les jeunes. Donc, c'est vraiment le moment que tout le monde se rassemble comme une grande famille et c'est fantastique. Vraiment. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bonsoir. Nous voici maintenant dans la fameuse limousine, notre ride de ce soir. Nous nous rendons à l'endroit mystère de cet événement glamour à Pointe et Nœud Papillon. Les deux instigatrices de cet événement, Natasha Angel et Eliane Roy. Alors, mesdames, bonsoir. Alors, explique-moi un peu le concept de Pointe et Nœud Papillon. Je sais que toi, tu as fait de la danse pendant des années. Et tu avais le goût de redonner un peu aussi à la communauté et à la relève de la danse. Parle-nous un peu de l'École supérieure de ballet du Québec. Oui, moi, j'ai effectivement étudié à l'École supérieure de ballet du Québec. J'étais là jusqu'à 16 ans. Et finalement, maintenant, tout à fait différent. Je suis dans le milieu des affaires. Et j'ai une passion pour la danse. Et en même temps, j'ai une passion pour le milieu des affaires. Et je voulais vraiment rallier, faire le lien plus entre affaires et art. Puis ça se fait de plus en plus à Montréal, on entend de plus en plus parler. Il y a des groupes qui font des liens entre art et affaires. Puis je trouvais important de le faire non seulement pour les arts, mais pour la relève artistique. Donc nous, c'est un peu ça la différence, c'est qu'on on vient pas seulement supporter les arts, mais en plus, on vient supporter les jeunes de la relève, les étudiants de l'école, les prochains qu'on va former, les prochaines Annick Bissonnette. Et donc, c'était ça un peu l'idée. Et aussi de rendre vraiment la danse plus accessible. Donc, d'amener les gens plus proches de ça. Et le spectacle, pour moi, le spectacle de l'École supérieure de ballet du Québec, c'était vraiment quelque chose d'idéal pour ça parce que c'est plein de petits numéros de danse, des petites chorégraphies. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on voit des choses différentes. On voit vraiment, on fait un petit tour d'horizon rapidement avec des danseurs. On pense que c'est un spectacle d'école, mais finalement, c'est comme des professionnels. Alors, tout le monde est super impressionné. Alors, je voulais que les gens puissent venir voir ce spectacle-là. Est-ce que ça a été dur parfois? Est-ce qu'il y a eu des challenges? Parce que d'après ce que je peux voir, c'est très bien organisé ce soir. Explique-nous un peu ta démarche. Bien, en fait, on a fondé le groupe La Jeune Scène d'affaires au mois d'octobre-novembre. En 2014, dans le fond. Puis là, on montait notre premier événement bénéfice. Fait que le premier objectif, dans le fond, c'est de monter notre comité de La Jeune Scène d'affaires. Puis d'abord, qu'est-ce qui est important pour nous, c'était d'avoir autant d'hommes que de femmes dans le comité pour vraiment briser un peu ce lien-là, que c'est juste, le ballet, c'est seulement accessible, seulement pour les gens qui en ont fait, les filles qui en ont fait. Fait qu'on voulait vraiment aller toucher un public qui est plus grand.
par rapport à ça. Ça fait qu'on a monté notre comité. Après ça, là, aujourd'hui, c'est notre premier événement bénéfice. Puis on a essayé de monter notre objectif, c'est vraiment de faire un événement différent, de faire un événement qui était très glamour, mais vraiment une expérience. Fait qu'il y a la première portion qui est vraiment le spectacle de ballet. Puis après ça, on transportait tous les invités dans le lieu secret où il y a... on peut-tu en parler maintenant? Non, pas encore. Ça reste secret. C'est encore secret. Mais c'est ça, notre objectif, c'était vraiment de créer quelque chose qui était à un autre niveau. Donc oui, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de travail qu'on pensait au départ, mais on est très, très heureux et fiers, franchement, de la soirée qui en découle. On a bien hâte de voir la suite. En tout cas, un gros bravo à la jeune scène d'affaires qui ont fait la fondation depuis novembre. Et nous sommes quoi? Nous sommes en juin presque. On est presque en juin. Et là, vous avez déjà réussi à établir tout ça et à monter une grosse soirée extrêmement glamour. Félicitations. Alors, on va continuer à s'amuser. On va aller faire un tour dans l'endroit secret. À tout à l'heure. Et voilà ce qui complète notre émission sur Pointe et Nœud Papillon. Et comme vous avez pu le constater, l'endroit mystère était le fameux musée Grévin. Alors c'est Yves Ulysse pour Success.tv. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes sur le quai Jacques-Cartier pour assister à l'une des représentations de Volta, la toute nouveauté du Cirque du Soleil. Alors, si vous voulez bien, on va aller faire un tour en coulisses. On y va? Alors, nous voici ici devant le chapiteau avec la charmante Amélie Robitaille, qui est l'attachée de presse de la tournée de Volta. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors Amélie, écoute, j'aimerais te poser quelques questions. Volta, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nom du spectacle fait référence au terme volte-face parce que le personnage principal de l'histoire, donc Boise, est un célèbre animateur d'un jeu télé. Et en arrivant au 1000e épisode de cette émission, il décide de remettre en question sa vie. Je suis ici sur un site qui est absolument extraordinaire, c'est gigantesque. Le spectacle, nous allons observer et voir le spectacle tout à l'heure. Mais explique-moi, VIP, chapiteau, il y a au moins 3 chapiteaux, sinon il n'y en a pas plus encore. Combien de temps ça prend et combien de personnes que ça prend pour monter justement une structure comme celle-ci? Effectivement, c'est très impressionnant de considérer qu'un spectacle de cette envergure-là bouge et déménage de ville en ville environ à tous les 2 mois. Comme équipe, là, quand je compte le cast et le crew de Volta,
là, on est 126 employés qui travaillent à temps plein pour le spectacle et qui voyagent avec le spectacle. Ensuite, pour combler les autres besoins, de ville en ville, on engage environ 150 personnes localement. Les placiers, les hôtesses du VIP, les gens qui servent le popcorn. Toute ce groupe-là de personnes va servir à gérer les opérations. Mais quand on parle vraiment d'installation, on dit que c'est environ 6 jours pour monter un setup comme ici. Oui, effectivement, il y a 3 tentes majeures sur le site et c'est 2 jours pour démonter. On a besoin d'engager environ 100 personnes locales du local labor, qu'on dit, pour nous aider à monter le chapiteau parce que c'est encore fait avec la force physique et non pas avec la machinerie lourde. Avec tout notre équipement et environ 2000 tonnes d'équipement. Wow! Alors maintenant, après toutes ces explications, on va aller faire un tour dans les coulisses et voir toute la magie qui se crée justement pour ce genre de spectacle. Allons faire un tour. Alors, nous voici ici avec Charlotte et Thomas du Cirque du Soleil qui vont nous raconter un peu leur aventure avec justement ce spectacle et comment le tout a débuté. Alors, Charlotte et Thomas, pouvez-vous nous expliquer comment c'est arrivé, toi, tu as su que tu avais été sélectionné pour le cirque? Alors moi déjà j'ai postulé par vidéo au Cirque du Soleil. Je me suis inscrite sur la plateforme générale sur internet il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'étais impatiente d'avoir un contrat, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est dur de trouver la position adaptée. Donc j'ai relancé plusieurs fois par vidéo et il se trouve qu'on est tous les deux donc artistes et on a été séparés pendant quelques temps, on ne travaillait pas ensemble. Et Thomas a été contacté pour faire ce spectacle Volta et moi aussi. Donc on a su qu'il y avait opportunité d'être sur le même spectacle, donc on a tous les deux postulé pour Volta par vidéo. Mais Thomas, vas-y, raconte ton parcours qui est différent. Donc moi en fait mon aventure avec le cirque elle a commencé en 2011. J'avais été sur notre création sur le show de Michael Jackson. Donc à partir de ce moment-là j'étais dans la base de donner des artistes potentiels pour le cirque. Et mon profil correspondait parfaitement pour cette nouvelle création de Volta parce que je suis sur l'acte des anneaux balançants. Et cet acte-là était déjà présent sur Michael Jackson, donc pour moi ça a été comme une transition assez facile de passer d'un show à l'autre. Mais la très bonne nouvelle de ce spectacle, c'est qu'on peut être tous les deux sur le même show, donc ça c'est vraiment une très grande chance pour nous et on est très heureux. Est-ce que vous avez été séparés pendant longtemps, dépendant des spectacles? 1 an, sans travailler ensemble, ouais. Ouais, parce qu'en attendant, il en a fait un autre, c'est ça qu'il vous a pas dit, Avatar, Toruk. J'avais été en tournée en Amérique du Nord sur le show de Toruk et pendant ce temps-là, elle était toujours sur un autre spectacle à Macao, en Chine. Donc pendant 1 an, on était sur 2 productions différentes, donc c'est pas évident de pouvoir mélanger la vie affectueuse et le travail. Donc là, c'est la première fois qu'on est ensemble, donc on est content. Alors, le fait que vous vous retrouvez ensemble finalement, alors vous allez quand même voyager pas mal ensemble. Cette tournée va durer à peu près combien de temps, vous voyez? Notre contrat est signé jusqu'à fin 2018. Donc on sait qu'on va pour l'instant à Gatineau et Toronto et ensuite on part aux États-Unis jusqu'à fin 2018. Alors je vous souhaite bonne chance et toutes mes félicitations de pouvoir vivre cette expérience ensemble et aussi longtemps. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre les backstage de ce qui se passe sur Volta, vous pouvez le suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai un daily vlog en fait, donc je parle de tout ce qui se passe sur scène et backstage et c'est très intéressant. C'est au nom de Thomas Hubener sur YouTube. Alors, nous voici ici avec Laurie, qui est l'une des artistes justement de cette tournée, le Volta extraordinaire. Nous allons lui poser quelques questions, mais tout d'abord, allô Laurie. Allô. Ça va bien? Oui, vous? Écoute, raconte-moi un petit peu ton parcours, parce que je sais que tu sors de l'École nationale de cirque. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, le parcours qui t'a amené justement à participer à ce spectacle qui est justement extraordinaire? J'ai commencé en gymnastique quand j'étais jeune. Mon papa a vu c'était quoi le cirque du Soleil à Montréal. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Et une fois que j'ai gradué, j'ai eu une job directement après l'école qui m'a amenée de faire un artiste de cirque professionnel. Mais en fait, c'est toujours été mon rêve. Depuis que je suis toute petite, c'était les Olympiques ou le Cirque du Soleil.
Mais le cirque, c'est vraiment... c'est comme vivre un rêve, comme tu le dis. Et les heures de pratique qui doivent être quand même c'est beaucoup d'heures de pratique pour pouvoir monter un spectacle comme celui-ci. Ah oui, beaucoup, beaucoup. On travaillait, la création, c'était des journées 6 jours par semaine, de 10 h le matin à 10 h le soir. On était toujours sur la scène, toujours en train de créer quelque chose, de changer une chorégraphie. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça a donné un spectacle magnifique. Ça vaut la peine. Ouais. Mais je sais aussi que, mis à part ton premier rôle que tu fais, justement dans des acrobaties, tu dois t'entraîner aussi pour un second rôle au cas où pour pouvoir remplacer certains autres artistes. Oui, exactement. En ce moment, ils travaillent les ladders. Je suis la backup pour les ladders. Donc, je fais les bungees dans le spectacle. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui se blesse ou quoi que ce soit, j'ai le profil qui fonctionne avec ce numéro-là. Donc, toutes les semaines, on a des répétitions pour que j'apprenne le numéro, les chorégraphies. Au cas qu'il arrive quoi que ce soit, je suis prête à rentrer dans le spectacle. Alors, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Laurie. Tu as une très belle carrière devant toi avec le Cirque du Soleil et cette tournée. Je sais que vous allez partir bientôt en tournée. Vous allez commencer par Gatineau et vous allez par la suite aller dans d'autres villes. Alors, je te souhaite encore bonne chance et félicitations. Merci beaucoup. Voilà qui termine cet épisode sur les coulisses de Volta du Cirque du Soleil. Alors, après Montréal, le spectacle va se déplacer à Gatineau. Ici Yves Ulysse pour closeaccess.tv. Star à la rescousse, c'est une émission qui vous permet de découvrir des organismes à but non lucratif par vos stars préférées. Aujourd'hui, on rencontre Annie Pelletier. Bonjour Annie, bienvenue à Star à la rescousse. Merci. On voit que tu es venue accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Annie, on te rencontre aujourd'hui parce que tu t'impliques beaucoup dans les Olympiques spéciaux. C'est un organisme qui te tient particulièrement à cœur. Ça fait 18 ans que tu t'impliques avec eux. Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Bon, il y a 18 ans, en fait, après la médaille olympique, il y avait eu plusieurs articles de journaux où on parlait de mon frère qui vit avec une déficience intellectuelle qui s'appelle Michel. Et j'avais dit aussi dans ces articles-là, dans les entrevues, qu'avant de remporter une médaille olympique, j'avais commencé à étudier en orthopédagogie dans le but, dans le rêve d'enseigner un jour aux enfants trisomiques. J'avais cette passion-là, cette fascination-là pour la trisomie 21, pour les jeunes trisomiques. Et je pensais gagner ma vie dans ce domaine-là. Et il y a Pierre Boivin, à l'époque, qui était le président de la cause olympique spéciaux au Québec. Et il avait lu ça dans les journaux et il avait besoin d'une présidente d'honneur pour sa soirée de levée de fonds. Alors, il avait fait appel à moi et à Guy Lafleur. Donc, on était deux coprésidents d'honneur. Je crois que c'était en 97. Et donc, ça a été ma première initiation, si tu veux, au mouvement. Et pourquoi avoir continué pendant 18 ans? Parce que c'est quand même, c'est toute une période, là. Je veux dire, c'est une partie de ta vie, carrément, que tu as dévouée aux Olympiques spéciaux. Bien, c'est la conviction du mouvement. Tu sais, je crois en ce mouvement-là. Et comme j'ai un frère qui vit avec une déficience intellectuelle et qui fait, lui, c'est un as des quilles, j'ai vu comment le sport a amélioré sa vie, sa condition physique, comment il s'est fait des amis, sa confiance en lui, comment il a eu à respecter des règles. J'ai vu tout l'apport du sport dans sa vie. Et s'il n'y avait pas eu les quilles, le bowling, là, lui dit qu'il joue au bowling, s'il n'y avait pas eu le bowling dans sa vie, je suis certaine qu'il y a une grande partie de ses petits et grands bonheurs qui n'auraient pas existé. Donc, d'être convaincu de la cause, du bienfait de la cause et de m'être attachée au fil des ans à ces jeunes athlètes-là. Il y en a que je les connais depuis qu'ils ont 6-7 ans. Tu comprends? Donc, il y a 18 ans, ils avaient 6-7 ans. Aujourd'hui, c'est des adultes en devenir. Même si c'est des Olympiques, il n'y a pas d'âge pour y participer. Bien, en fait, là, nous, on a, à Olympiques spéciaux Québec, il y a des programmes qui commencent dès l'âge de 2-3 ans dans les écoles, donc au niveau scolaire primaire. Et je te dirais que les compétitions commencent plus vers 7-8-9 ans. Là, on commence à voir des jeunes et ça va jusqu'à 77 ans. Et pour nous mettre en contexte, quelle est la mission des Olympiques spéciaux?
Alors, c'est d'enrichir par le sport la vie des gens présentant une déficience intellectuelle, que, peu importe le syndrome qu'ils ont, peu importe de la façon que la déficience est arrivée. Et pour ton frère, tu nous as parlé un petit peu plus tôt, bon, c'est quelqu'un qui, bon, est passionné de bowling. Oui. Comment ça a changé sa vie? Tu nous parlais de ses bonheurs. Est-ce qu'il y a autre chose qui a fait en sorte que ça a complètement changé sa vie? Tu sais, juste le fait d'avoir cette passion-là, tu sais, de se découvrir une passion, premièrement, pour un sport, donc d'avoir ça dans sa routine de vie, parce qu'il n'a jamais travaillé à temps plein comme toi et moi, là, tu sais. Il a fait des stages en entreprise. Tu sais, moi, j'ai tout le temps trouvé ça, tout le temps été difficile pour lui de trouver sa place. Mais je peux dire que quand il est arrivé au bowling, il avait sa place dans sa ligue de bowling. Et de voir la confiance qu'il a acquis avec ce sport-là, la valorisation aussi, parce que moi, je l'ai déjà vu, j'étais témoin. Il a été capable de faire devant moi 7 abats de suite. Alors, c'est moi qui étais comme... J'étais comme ça. Puis là, je me suis levée debout, puis je suis allée demander un autographe. Écoute, il riait tellement. Là, mon frère, quand il rit, là, il est comme crampé, comme on dit. Il est rouge comme une tomate. Puis j'ai vu tout le bonheur, tu sais, la valorisation, le fait d'être accepté aussi dans une ligue régulière. Pour lui, c'est un grand accomplissement. Puis écoute, ça fait plus de 20 ans qu'il joue et même encore aujourd'hui, tous les vendredis, il joue au centre de quai sur l'Assomption, pas loin de mon travail. Puis il m'arrive des fois d'aller le voir puis de l'encourager. Puis sinon, le soir, il va m'appeler ou la semaine d'après, il va me dire c'était quoi son score au bowling. Puis je vois que c'est une grande, grande source de bonheur pour lui. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que déjà qu'il n'y a pas eu une vie facile, ça aurait été encore plus ardu. Est-ce que ça peut aider aussi les parents et les autres membres de la famille, justement, avec quelqu'un qui a des déficiences intellectuelles? Est-ce que l'organisme fait des choses aussi pour la famille? Bien, en fait, ce que je dirais, l'impact sur la famille, c'est justement quand les familles décident d'aller voir leurs jeunes en compétition. Parce que moi, je me suis déplacée, là. Je me déplace depuis 18 ans dans tous les championnats provinciaux, alors un peu partout au Québec. Et je vois comment l'impact sur la famille, sur les autres frères et sœurs, comment c'est une source de fierté, une source... tu sais, quand on devient parent, évidemment qu'on espère le mieux pour notre enfant. Et quand on voit qu'il est différent, qu'il y a certaines limites, on se demande toujours, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est reliée à ça pour avoir parlé à plusieurs parents. Et de voir comment le sport a changé leur vie. Les parents, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont soulagés. Ils ont l'impression que leur fils, leur fille a trouvé une certaine place qui leur revient dans leur vie, qui sont encouragés, ils sont encadrés, ils sont valorisés par tout ce que le sport leur apporte, que ce soit l'entraînement comme tel, les performances, les leçons de vie aussi, parce que c'est pas vrai qu'ils gagnent des médailles à toutes les compétitions. Puis des fois, moi, j'ai eu à en consoler qui montaient pas sur le podium, puis je leur disais, écoute, Julie, Valérie, écoute, Nicolas, tu es un athlète à part entière et moi, j'ai pas toujours gagné de médaille dans les compétitions que j'ai faites. Alors, toi non plus, c'est correct que tu gagnes pas de médaille. Ça veut dire qu'il faut retourner à l'entraînement, travailler encore plus fort, encore plus écouter les directives de ton entraîneur, puis tu vas t'améliorer et peut-être qu'à la prochaine compétition, tu vas remporter des médailles, tu vas atteindre tes objectifs. Puis c'est comme ça. Donc, c'est de les valoriser aussi dans ce sens-là. Ils sont des athlètes à part entière qui s'entraînent et des fois, ça fonctionne bien, puis des fois, ça fonctionne moins bien, mais il faut toujours continuer à persévérer puis à regarder vers l'avant. Est-ce que les autres athlètes olympiques qui ne sont pas déficients intellectuels, est-ce qu'ils reconnaissent quand même les Olympiques spéciaux? Bien, de plus en plus, moi, ça fait 18 ans que je suis impliquée, puis ça fait 18 ans que j'en invite au fameux Festival des célébrités sportives là, qui a souvent lieu au Palais des Congrès à Montréal au mois de mai, qui est le plus gros événement de levée de fonds de ce mouvement-là. Et on ratisse, justement, on rallie tout le monde. Alors, les gens du milieu des affaires, aussi des athlètes olympiques, médaillés olympiques, des athlètes du sport professionnel aussi et des athlètes spéciaux pour faire une grande, grande famille et les encourager, justement, les athlètes spéciaux, à leur dire que nous, on n'a pas toujours gagné de médailles, on n'a pas toujours été sur les plus hautes marches du podium et qu'il a fallu travailler très fort comme eux le font et qu'à travers tout ça, c'est important, le cheminement. Tu sais, que tu vis, c'est pas juste important aussi le nombre de médailles que tu remportes dans ta carrière, mais tout ce que tu apprends pendant que tu t'entraînes, les amis que tu te fais, toutes les habiletés que tu développes, ça, c'est important parce que ça te suit au jour le jour, tout au long de ta vie, alors qu'une médaille, tu la remportes le dimanche, puis le lundi, la vie continue. Tu sais, tu fais face à d'autres défis, d'autres épreuves dans la vie, et c'est vraiment le bagage que tu acquiers. Donc, c'est de leur faire comprendre tout ça. Et pour eux, bien, ça les valorise, je pense, de savoir qu'on s'intéresse aussi à ce qu'ils font et à ce qu'ils sont. Ça, c'est important. Et on prend le temps, en tout cas, moi, je prends le temps de les écouter, de leur répondre sur Facebook. Peut-être pas tous les jours, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment intenses sur Facebook. Des fois, ils me disent « Allô, Annie?
Annie, ça va? Quoi de neuf? Allô, Annie, ça va? Quoi de neuf? Mais toi, tant que j'ai pas répondu, là, fait que des fois, je sens une urgence là, de me dire, OK, oui, ce jeune-là, là, tu sais, la semaine prochaine, je lui réponds, puis... C'est parce que toi, tu as suivi leur évolution depuis Oui. 18 ans quand même, Oui. donc tu t'es attachée à eux Tout et à eux fait. s'attachent à toi. Oui, c'est... Je pense que pour moi, c'est un de mes plus bels accomplissements. Tu sais, oui, la médaille olympique, c'est une chose. J'ai vécu aussi des gros highs dans ma vie, des bels accomplissements, mais d'avoir cette fidélité-là envers eux, puis cette loyauté-là qui est partagée maintenant, et de sentir que c'est pas la médaille olympique qu'ils aiment. Tu comprends? C'est pas la personnalité publique qu'ils apprécient ou qu'ils admirent. C'est vraiment Annie. Si c'est quand j'arrive quelque part, c'est Annie qui est là, c'est notre marraine, elle est venue nous voir, nous. Puis là, c'est la dose d'amour que je reçois, puis que moi, c'est la dose d'amour que je leur redonne en les écoutant, puis en riant avec eux, puis en les encourageant, en remettant des médailles, puis en étant bénévole à toutes les compétitions où je peux aller. C'est ça qui me rend le plus fière, c'est que ça va au-delà de l'image, tu comprends? C'est vraiment la relation que j'ai réussi à établir avec eux. Dans les hauts et les bas de ma vie, parce que moi aussi, tu sais, j'ai eu des hauts et des bas en 20 ans. Comme tout le monde. Et il y a des fois que j'ai laissé des choses de côté. J'ai pris le taureau par les cornes. J'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai dû laisser tomber des trucs. Mais les Jeux olympiques spéciaux, jamais. Tu sais, là, j'en arrache là, dans cette période de vie-là pour telle et telle raison. Mais je vois les autres comment ils se battent, là. Puis moi, c'est à mon tour de retrouver mon chien en dedans de moi, là. Puis juste pour eux, là, il faut que je sois là la prochaine fois encore plus en forme. Annie, justement, les athlètes sont allés à Los Angeles pour aller compétitionner aux Olympiques mondiaux. Ça représente énormément pour eux. On est allé faire un reportage, tu les as accueillis à l'aéroport. Ben, en fait, tu es allé leur dire au revoir à l'aéroport. Oui. Ils sont par la suite revenus. On va aller voir ce reportage-là à l'instant. Annie, t'accompagnes les athlètes vraiment jusqu'à l'enregistrement des bagages. Oui, c'est comme ça. Pas mal à chaque grosse compétition, je viens à l'aéroport. Le matin, des fois, c'est très tôt. Puis même le soir, quand ils arrivent, des fois, c'est 1h, 2h du matin. Je suis là avec les parents, avec les accompagnateurs. On est vraiment fiers aujourd'hui. On a 11 athlètes qui partent pour les Jeux de Los Angeles. 11 athlètes qui représentent 3 sports, c'est-à-dire les quilles, l'athlétisme et la natation. Alors, c'est vraiment, là, c'est le summum pour eux, là. Tu sais, puis ils sont seulement que 11 Québécois qui nous représentent sur l'équipe canadienne. Alors, puis il y a des espoirs de médailles. Fait que vraiment, c'est la crème de la crème. Comment les Olympiques spéciaux, selon vous, ont changé la vie des athlètes? Les rencontres, les possibilités intellectuelles, c'est pas toujours facile. Bon, il y a les écoles, il y a les centres d'adaptation, on essaie de créer des milieux. Mais l'entraînement régulier des athlètes aux Olympiques spéciaux, c'est leur social, c'est là qu'ils rencontrent leurs amis. Le sport, pour eux, ça devient vraiment un moyen pour socialiser, être plus inclus, se faire des amis. Ils vont chercher des aptitudes de leader, puis ils s'extériorisent, sont drôles, sont comiques, sont fort spontanés. Audrey, c'est une grosse journée pour toi parce que tu t'en vas à Los Angeles. Oui, c'est une grosse journée, puis ça commence. Ce matin, tu étais en cas semi-endormi. Là, le stress commence à monter, le goût de curiosité. J'ai hâte que ça part, là. Ça fait combien de temps que tu t'entraînes pour les Olympiques mondiaux? Ça va faire bientôt 16 ans que je suis partie des Jeux olympiques spéciaux. Ça fait 8 ans que je fais ces disciplines-là, mais sérieusement, ça fait 3 ans. 3 ans que tu t'entraînes pour les Olympiques mondiaux. Sérieusement, oui. Je m'entraîne avec beaucoup de détermination pour arriver à ces Jeux-là. Écoute, depuis que j'ai commencé la natation, je nage comme un dauphin dans l'eau. Faut pas avoir peur, approcher de nous autres. Et c'est à force de continuer, à force de faire des compétitions, le monde dit « Ah, ça a dit cette fondation-là. » Grâce aux Olympiques spéciaux, est-ce que tu t'es fait des amis? Oui, j'en ai fait pas mal. J'ai même eu Annie Pelletier, qui est une de mes amies. C'est vraiment une bonne personne, mais quand j'essaie de la croiser, on parle comme moi et toi. Elle a une énergie incroyable, une énergie renouvelée. Les athlètes l'adorent. Elle est à la fois motivante et je pense à la fois motivée par nos athlètes. Alors, c'est une belle relation d'amitié, d'amour. C'est incomparable. Elle se donne à 100 et les athlètes le sentent et l'apprécient tellement. Si vous avez la chance d'assister à un événement, lorsqu'elle se présente aux athlètes, bon, c'est l'ovation pour 3 minutes. Est-ce que c'est ton
premier voyage à l'étranger? Oui. Est-ce que tu as hâte d'arriver à Los Angeles? Oui. J'en ai des frissons. C'est beau, c'est magnifique. Let's go Los Angeles. Regarde, c'est un miracle. C'est comme mes ongles représentent les flammes. Et on dirait que je suis comme enflammée. Valérie, on espère que tu vas remporter la médaille d'or. En fait, on espère pas, on sait que tu vas remporter la médaille d'or. Oh, ben regarde, t'en as... Une vraie! Oui, une vraie. Deux semaines se sont écoulées depuis notre passage à l'aéroport et on est de retour parce qu'on veut accueillir les athlètes qui reviennent de Los Angeles. Je pense que ça va être assez riche en émotions. Nicole, on peut dire que le voyage à Los Angeles, ça a été un succès? Écoutez, ça a été incroyable. On avait 11 athlètes. Ils reviennent avec 24 médailles. Chantal, là, vous êtes excitée de voir Valérie. Un paquet de nerfs en place. Parce que Valérie a remporté 2 médailles, incluant une médaille d'or. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'il arrive? Ils vont être bons. Commentaire à chaud, comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. Il faut tellement que tu sois fière de toi. 2 médailles, une médaille d'or aux Jeux olympiques. Mon Dieu, Valérie. Je suis tellement fière, là, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. C'est magique, là, c'est intense. Ta maman est juste là? C'est un exploit qu'elle s'est dépassée. Puis comme elle dit, c'est une athlète. Elle se voit pas déficiente, elle se voit une athlète tout court et elle est belle dans son cheminement. Félicitations! Est-ce que tu es fière de toi, Audrey? Oh, ouais. Tout le parcours que j'ai fait. Non, c'était la peine. Ce qui était beau, c'était de voir les athlètes, pas seulement sur le terrain, dans leur propre compétition. C'était dans les moments où ils étaient libres, c'était de les voir dans les estrades, d'échanger avec les gens de d'autres pays, les voir échanger avec les gens de l'équipe canadienne. C'était incroyable. Donc, la prochaine fois que je vais vouloir me mettre en forme, je vais appeler Valérie. Définitivement, oui, je t'avoue que ça mettrait quelqu'un en forme. Annie, c'est tellement touchant, spécialement Valérie. Elle pleure à la fin du reportage. Est-ce que ça fait longtemps que tu la connais? Bien, elle disait que ça faisait 16 ans qu'elle s'entraînait avec le programme d'Olympiques spéciaux Québec. Puis moi, ça fait 18 ans, fait que j'ai sûrement vu il y a 16 ans, là, à ses tout débuts. Il faut dire qu'il y a 5555 athlètes en ce moment. Quand j'ai commencé, il y en avait un peu moins, mais je les connais pas tous par leur prénom et nom de famille et discipline sportive. Mais oui, ça fait très longtemps quand même que je la suis. Et Valérie, ce qui est fascinant, c'est qu'elle a 30 ans et elle compétitionne contre des gens qui ont 18, 19 ans quand même. Bien oui, ça va vraiment, on essaie de faire des standards au niveau des performances. Donc, il y a on appelle ça du divisionnement. Donc, dans les premiers jours de compétition, on va leur faire des genres de compétitions préliminaires pour vraiment évaluer leur calibre au niveau sportif. Et ensuite, on fait un classement. Et là, ils peuvent se mesurer à armes égales. Alors, dans le cas de Valérie, dans son cas, effectivement, elle peut compétitionner contre des jeunes, 18, 19, 20 ans, c'est comme dans la force de l'âge, alors qu'elle a quand même déjà 30 ans. Mais justement, elle nous disait au mois de mai dernier qu'elle avait voulu bien performer puis qu'elle avait voulu perdre du poids. Alors, elle avait commencé à faire du Zumba, puis elle était tellement fière de ça. Puis elle nous a fait rire là, avec sa spontanéité, hein, on l'a vu dans le reportage. Oui. Donc, elle a perdu du poids et elle a réussi à avoir ces belles performances-là à Los Angeles. Et dans le reportage, on voit aussi Audrey, qui est une autre athlète qui semble beaucoup t'aimer. Oui. Ça fait longtemps que tu la connais? Oui, elle aussi, ça fait longtemps que je la suis. Puis elle aussi, c'est vraiment un rayon de soleil. Quand tu la rencontres, là, elle est tellement brillante, elle a une façon particulière de s'exprimer. Et quand tu lui... elle est toujours dans le détail. Elle a une mémoire d'éléphant. Et quand tu veux lui demander, bon, comment ça a été
ta compétition, il faut vraiment que tu t'attelles, là, parce que ça se pourrait que ça prend 20 minutes là, à ce qu'elle te raconte sa course qui a duré comme genre 4 minutes et quart, tu comprends? Elle va tout se souvenir des détails, puis sa stratégie aussi, elle est très, très, très brillante. Et comme je le dis souvent, on a vraiment intérêt à les écouter, à prendre le temps, parce que oui, ils sont comiques, ils sont spontanés, ils sont drôles, puis ils peuvent nous faire rire, nous émouvoir, mais ils ont aussi une intelligence qui est différente. Et ça, c'est ce que j'essaie d'apporter le plus à ce mouvement-là, c'est de faire découvrir aux gens que, tu sais, la déficience intellectuelle, si on change les deux lettres, on parle de, au lieu de parler de la DI, on parle de la ID, de l'intelligence différente. Puis dans le cas d'Audrey puis de Valérie, c'est flagrant. La relation que tu as avec les athlètes, là, on voit qu'il y a une proximité, tu es très proche d'eux. Est-ce que ça vient de la relation que tu as avec ton frère? Est-ce que ça vient de là? Bien, probablement que dès mon jeune âge, tu sais, j'ai été confrontée à la différence. Donc, à pas avoir... à pas être... Je sais pas, c'est pas si c'est le bon mot, mais à pas avoir de dédain, tu comprends? Il y a des gens qui ont de la difficulté à s'approcher parce que des fois, ils vont positionner, ces jeunes, des fois, ils vont baver, ils vont avoir un peu plus de salive. Puis des fois, bien, ils sont très affectueux. Hein? Des fois, je suis allée dans des danses, là, puis il y a des jeunes trisomiques qui voulaient danser avec moi un slow. Puis là, je disais oui, mais il y a des fois, là, il fallait que je déplace certaines mains, là. Puis là, ils me donnaient des becs, là, puis là, il y avait un peu de bave dans le bec. Puis là, je leur disais à un moment donné, ben là, on va faire des high five. Là, tu sais, je trouvais toujours des moyens. On va faire des trucs comme ça, on va se serrer la main. Ou, tu sais, des fois, il fallait que je les décolle un peu. Puis c'est correct aussi. On le fait avec humour, on le fait avec douceur, avec tendresse. Puis ils comprennent qu'il y a des choses à respecter aussi. Et quand tu vois Valérie, par exemple, pleurer dans le reportage, est-ce que tu t'identifies à elle ou aux athlètes en général? Parce que toi, tu as quand même déjà remporté une médaille en 96. Est-ce que tu ressens un peu leurs émotions? Bien, c'est sûr et certain. Je le sais, tout le poids que ça représente. Puis c'est des gens très, très émotifs, encore plus que nous, je pense. Les gens qui vivent avec une déficience intellectuelle sont encore plus spontanés que nous. Nous, des fois, on fait attention pour l'image, on projette l'image qu'on projette, on veut faire attention. Eux sont vraiment... C'est de l'or en barre, c'est pur, la pureté. Là. Puis quand ils sont contents, ils sourient, ils pleurent. Quand ils sont pas contents, ils pleurent aussi. Puis quand ça va mal, ça va mal. Fait que oui, ça me rappelle mes jeunes années d'athlète, quand je revenais, quand mes parents étaient là à l'aéroport et que je sentais leur sentiment de fierté, c'est bien sûr. Tu as l'impression du devoir accompli, mission accomplie. Puis c'est encourageant. Alors on me dit souvent, merci de t'impliquer. Mais non, je leur dis merci à vous d'être dans ma vie. Parce que c'est vous qui me donnez de l'énergie pour revenir, puis de toujours avoir hâte de vous revoir parce que c'est positif, l'échange qui se passe là. Oui. Annie, tu es enceinte à 41 ans. Ton frère est déficient intellectuel. Tu es souvent entourée de déficients intellectuels. Est-ce que ça te fait peur pour ton bébé? C'est sûr que ça a été une question. Hein? Quand on devient parent, qu'on soit une future maman, un futur papa, d'avoir un enfant en santé, que ce soit la déficience intellectuelle ou toute autre maladie, dans le fond, c'est une préoccupation, évidemment. Donc, à 41 ans, j'ai eu à passer plusieurs tests pour la pression, puis tout ça, des tests vraiment de routine. Mais aussi, j'ai eu des tests pour la trisomie, notamment. Et c'est sûr que ça a été... Je peux vous avouer que si j'avais eu à prendre une décision de mettre un terme à ma grossesse ou non par rapport à des tests très négatifs, ça aurait été la décision la plus dure de toute ma vie que j'aurais eu à prendre. Ça aurait été le plus grand déchirement que j'aurais eu à assumer. Parce que moi, je me suis toujours dit, si j'avais un enfant trisomique, que je le garderais. Mais quand on vieillit, puis qu'on se dit, bon, ben là, de plus en plus, la médecine fait en sorte que l'espérance de vie des jeunes trisomiques, tu sais, maintenant, j'en connais, moi, j'en côtoie au Stade olympique, là. Ils ont 40, 45, 50, 55 ans. Là, moi, j'ai déjà 41. C'est sûr que je me serais posé la question, qui va en prendre soin quand moi, je vais partir? Est-ce que c'est l'État? C'est pas mes parents, parce que mes parents, ils ont déjà 75 ans. Est-ce que mes frères et sœurs? Ben non, ils sont plus vieux que moi, donc c'est pas eux qui vont pouvoir en prendre soin. Et ça aurait été tout un dilemme à prendre une décision. Et j'ai pas été confrontée à ça parce que finalement, les tests ont révélé que le bébé est en santé. Mais c'est quelque chose, je pense qu'on soit près de la déficience intellectuelle ou du monde médical, du monde de la santé, qu'on ait vu des enfants souffrir, abonnés à l'hôpital, quand on se fait confronter à cette décision-là, est-ce que vous voulez mettre l'enfant au monde ou non, sachant qu'il y a tel syndrome ou telle situation physique ou... Ça aurait été épouvantable. Annie, tu t'impliques beaucoup au sein des Olympiques spéciaux. Pour que ça fonctionne, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des bénévoles.
À cette heure, à la rescousse, on t'offre 30 secondes pour convaincre. 30 secondes. 30 secondes. Alors, tu vas regarder la caméra Okay, et tu vas expliquer aux gens pourquoi c'est si important de s'impliquer dans cette cause ou de faire des dons pour que l'organisme puisse continuer. On te donne 30 secondes. C'est un 30 secondes qui t'appartient. Ça commence en 3, 2, 1, vas-y. Alors, Olympiques Spéciaux Québec, c'est un mouvement qui veut enrichir par le sport la vie des gens présentant une déficience intellectuelle. Et non seulement de ces jeunes-là, déficients intellectuels, mais aussi, je pense que ça rayonne partout autour. Alors, pour les entraîneurs, les accompagnateurs qui sont impliqués, pour les parents de ces jeunes-là, pour les frères et sœurs, je pense que c'est important d'en parler le plus possible. Il y a un site Internet, olympiquespéciauquebec.qc.ca. Il faut aller voir, il faut aller sensibiliser nos jeunes à la différence et je pense qu'on va en sortir tous grandis. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir. Et pour terminer l'émission, quels sont tes projets à long terme? J'imagine c'est... À long terme? Bien là, à court terme, dans quelques mois, ça va être le plongeon vers le bas de ce petit garçon ou cette petite fille. On ne sait pas, on s'est gardé la surprise. Et ce sera de vivre une première année, D'abord, c'est une première grossesse, donc c'est l'initiation à la maternité. Et je vais tenter, avec tout le bagage que j'ai acquis depuis les dernières années, avec Olympiques Spéciaux Québec, toutes les belles leçons de vie que j'ai apprises, mais toutes les épreuves aussi que je peux avoir surmontées, comme tout le monde, je vais tenter de donner le meilleur coffre à outils à mon enfant. Alors, ça va être ça, la première année là, qui s'en vient, ça va être ça. Merci beaucoup, Annie, d'avoir été des nôtres. Si vous voulez avoir plus de renseignements concernant les Olympiques spéciaux, n'hésitez pas à visiter leur site Internet. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Aujourd'hui, à Star à la rescousse, on discute d'un organisme que vous connaissez déjà très bien, avec une personnalité que vous connaissez encore plus. On rencontre Geneviève Borne. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir accepté notre invitation à Star à la rescousse. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un organisme qui te touche particulièrement parce que tu es la porte-parole, mais aussi parce que tu t'impliques beaucoup pour cet organisme. C'est Vision mondiale. Oui. Pourquoi tu décidais de t'impliquer autant dans cet organisme? Bien, j'ai remarqué à travers les années qu'à chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Finalement, c'est le sort des enfants qui me préoccupe. Puis, si je peux faire quelque chose pour les aider, pour améliorer leur avenir ou leurs conditions de vie, bien, ça me fait plaisir de m'impliquer. Et donc, Vision mondiale œuvre partout à travers le monde pour veiller sur les enfants. Et ils m'ont approchée en souhaitant que j'accepte d'être leur ambassadrice. Puis, ça a commencé avec un voyage en Inde. Ils m'ont amenée en Inde pour que je puisse aller voir sur le terrain, sur les lieux, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement. Parce que ça peut être flou dans notre esprit. Vision mondiale, j'ai toujours su qu'il y avait un parrainage d'enfants, par exemple. Mais c'est beaucoup plus que ça. Puis, je suis allée le constater sur le terrain. Et ce que j'ai vu m'a convaincue. J'ai vu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils faisaient, à quel point ils aidaient les enfants. Et j'ai accepté d'être leur ambassadrice. Et sur les lieux, quelle est la mission de Vision mondiale? C'est très vaste, hein? C'est très varié. Ça peut être à la fois de construire une école ou de créer un réseau d'approvisionnement en eau. Ça peut être aussi d'aider des familles à démarrer une petite entreprise. Ça peut être aussi d'aider une communauté à faire de l'agriculture ou d'avoir du bétail qui va leur permettre, en fait, d'avoir du lait, du fromage, d'avoir la possibilité de vendre éventuellement des animaux au marché pour faire des sous. Donc, c'est très vaste. Puis le parrainage, c'est une façon de faire des dons. Parce qu'on peut faire un don directement à Vision mondiale ou on peut aussi décider de parrainer un enfant. Puis quand on parraine un enfant, l'argent ne va pas directement à l'enfant.
L'argent est géré par Vision mondiale pour une communauté précise. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on cible d'abord une communauté où on voit qu'il y a des besoins, qu'il y a des demandes précises. Comme par exemple, ça peut être une communauté où il n'y a pas d'école, puis les enfants doivent marcher des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'école. Donc, on décide de faire construire une école. Alors, dans cette communauté-là, il y a une quarantaine d'enfants. On les rend disponibles au parrainage. Donc, avec des photos, avec le nom, l'âge, tout ça de l'enfant, ça personnalise cette approche-là. Et là, les gens choisissent un enfant qu'ils veulent parrainer et ils donnent des sous chaque mois pour parrainer cet enfant-là. Mais cet argent-là est dédié à la construction, par exemple, d'une école. Et qui s'occupe de cette construction? Est-ce que c'est la ville, la communauté? Est-ce que c'est un organisme sur les lieux? C'est les gens de Vision mondiale sur les lieux. Et c'est des employés locaux qui travaillent pour Vision mondiale. Donc, Vision mondiale crée de l'emploi aussi. Alors, c'est des gens qui travaillent pour l'organisme sur place, qui gèrent ces choses-là. Il peut y avoir une association aussi avec le gouvernement. Le gouvernement, souvent, décide de doubler le montant ou d'apporter des sommes supplémentaires pour appuyer les projets. Okay. Donc, c'est géré sur place là-bas. Est-ce qu'il y a une raison spécifique pourquoi on ne donne pas l'argent à la famille de l'enfant? Oui. Parce que on ne sait pas, tu sais, par exemple, si le père est alcoolique, s'il reçoit 40 $ par mois, puis qu'il décide de prendre cet argent-là pour s'acheter de l'alcool, pour boire, ou de carrément décider de faire d'autres choses avec cet argent-là, c'est très important, en fait, que l'argent soit géré sur place par Vision mondiale. Sinon, ça pourrait faire des jalousies aussi, parce qu'un enfant peut être parrainé, mais le petit voisin ne l'est pas. Donc, c'est mieux comme ça. Mais le parrainage existe dans le but de personnaliser le don qu'on fait. Puis comme ça, on sent une complicité avec un enfant précis qu'on aide, parce qu'on l'aide, dans le fond, en aidant sa communauté, parce qu'on sait que celui-là va pouvoir aller à l'école éventuellement, ou va pouvoir avoir de l'eau sur place, ou toutes sortes de soins, ou toutes sortes d'encadrements dont il a besoin. Et il y a un mythe dans la population qui dit qu'environ 50 % de l'argent de Vision mondiale va dans du côté de l'administration, dans le marketing. Est-ce que c'est vrai, ça? Non, il y a beaucoup plus de sous qui vont directement, vraiment, pour les œuvres et les projets. C'est jusqu'à 83-85 % des sous qui sont vraiment remis pour la cause, pour les projets. Les autres sommes d'argent, c'est normal, en fait. Il faut payer des employés qui travaillent. Il y a des bénévoles, mais il y a aussi des employés, donc il faut les payer. Alors, c'est des frais d'administration. Et il y a des frais aussi de marketing ou de publicité. Quand on fait de l'affichage ou quand il y a des messages qui passent à la télé, il faut payer ça. Et des fois, heureusement, certains médias vont faire un rabais parce que c'est pour une bonne cause, mais il faut quand même payer ces espaces-là. Donc, que ce soit des pamphlets, des publicités à la télé, dans les journaux, ça prend des sous. Et pourquoi Vision mondiale ne font pas seulement affaire avec des bénévoles? Pourquoi ils doivent payer certains employés? Pourquoi? Parce qu'ils doivent être dédiés à la cause, j'imagine? Oui, et des fois, tu as besoin de la meilleure personne en marketing ou tu as besoin de la meilleure personne en gestion. Tu as besoin de la meilleure personne qui a de l'expérience sur le terrain et qui s'y connaît en travail international. Des fois, il faut aller chercher des cadres qui ont de l'expérience et qui vont décider d'aller travailler chez Vision mondiale plutôt que de travailler ailleurs. Mais il faut les payer, ces gens-là, si on veut les avoir au sein de l'organisation. Et quels sont les autres services que Vision mondiale offre avec leur organisme? J'imagine qu'il y a un service d'éducation aussi? Il y a beaucoup de choses. Un exemple très précis, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Et ça peut être, entre autres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les fournitures scolaires. Donc, Vision mondiale, grâce aux dons, peut offrir un sac d'école complet avec les livres, avec les fournitures scolaires, puis le petit pack-sac, tout ça. Ce que Vision mondiale fait beaucoup aussi, c'est de faire en sorte que chaque enfant a un certificat de naissance, des papiers d'identification. Parce que si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas de certificat de naissance, tu n'existes pas officiellement et donc tu n'as pas accès aux écoles gouvernementales.
Alors, c'est de les faire exister officiellement d'abord et de les aider d'avoir accès, à avoir accès. Dans combien de pays Vision mondiale est présente? 97 pays. Ah oui, dans beaucoup, beaucoup de pays. C'est énorme. C'est partout. Puis, ce qui est très important aussi, c'est de savoir que c'est pas uniquement un organisme de parrainage ou qui vient en aide seulement aux enfants. C'est aussi un organisme qui intervient dans des grandes situations d'urgence. Quand il y a eu le typhon aux Philippines, quand il y a des tremblements de terre, Vision mondiale travaille auprès d'organismes comme la Croix-Rouge, par exemple, pour fournir des médicaments, des vêtements chauds, des couvertures. C'est des gens qui perdent tout comme ça. Donc, ils ont besoin de médicaments, ils ont besoin d'eau potable, ils ont besoin de se vêtir, ils ont besoin d'un abri. Donc, Vision mondiale travaille beaucoup en ce sens-là aussi. Est-ce que Vision mondiale est seulement présente dans des pays du tiers-monde où on pourrait avoir un Vision mondiale au Québec? Il y a Vision mondiale au Québec, Vision mondiale en Europe, Vision mondiale en Russie. Et au Québec, Vision mondiale en Amérique du Sud. Et Vision mondiale au Québec, qu'est-ce qu'elle fait? La même chose. La même chose? La Donc, même elle va chose. éduquer... C'est de venir en aide... C'est de faciliter l'accès à l'éducation, c'est de venir en aide aux enfants. C'est vraiment le but premier. Geneviève, Vision mondiale t'a permis de voyager, de découvrir ces communautés qui ont besoin des services de Vision mondiale. Oui. On a préparé un reportage, on regarde tout de suite. Je suis rendue à Guwahati, en Inde, où il y a beaucoup à faire. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde avec 1,2 milliard d'habitants. Plus de 70 % de la population a moins de 25 ans. C'est un pays magnifique et inspirant où la culture est complexe et fascinante. Mais la pauvreté atteint des niveaux inimaginables. Et Caroline, est-ce que vous pouvez nous parler de votre financement? Comment ça fonctionne chez Vision mondiale? Oui, le financement, la grosse question. Donc, 5,2 % vont aux frais d'administration. Donc, c'est tout, on appelle les frais pour le loyer et tout ça. Ensuite, 13,9 % va aller aux collectes de fonds. Toutes les campagnes qu'on appelle parrainage, les cadeaux durables et tout ça, ça, c'est vraiment nos collectes de fonds qui vont amener à 80,9 % qui vont aller sur le terrain, aider les enfants et les familles. Donc, presque 81 % va dans les projets directement. Chaque fois que le train passe, il apporte de l'espoir. Parce que les enfants peuvent monter à bord rapidement pour récupérer les bouteilles qui ont été abandonnées par les passagers ou récupérer les bouteilles aux alentours des voies ferrées, des bouteilles qui ont été jetées par la fenêtre par les passagers. Ensuite, les enfants viennent ici au centre de collecte pour vendre leurs bouteilles. Geneviève, c'est une personne super dynamique. Son implication dépasse nos attentes. Sincèrement, on est très heureux. Geneviève travaille avec nous du début à la fin. Alors, Geneviève, quand elle va sur le terrain, est prête à monter une montagne pendant 1h15 de temps à 42 degrés, traîner de l'équipement, se revirer de bord, faire une entrevue. Alors, pour nous, toute l'implication, puis elle fait ça de façon bénévole. Alors, les gens ne sont pas conscients de ça, mais Geneviève, c'est sur son temps. Je pense qu'en parrainant un enfant, on peut l'aider à sortir du cycle de la pauvreté. C'est de l'aider à avoir les moyens d'avoir une vie meilleure, d'aller à l'école, d'avoir des soins médicaux, de vivre dans une communauté qui fonctionne mieux, qui est plus saine. Et éventuellement, ça va avoir des répercussions sur ses propres enfants aussi. Donc, son bénévolat ne se résulte pas seulement à l'étranger, à faire des voyages, mais aussi à Montréal. Elle participe au Brainstorm. Elle doit participer à vos événements aussi de collecte de fonds? Oui, tout à fait. Donc, Geneviève est vraiment associée à toute la mission de Vision mondiale, que ce soit du parrainage, que ce soit les cadeaux durables, que ce soit les dons mensuels, les dons uniques. Puis toute la situation d'urgence, là, on le sait actuellement, on a une crise en Syrie, mais Geneviève, dès qu'elle peut mentionner qu'on fait de l'aide d'urgence en plus de nos projets de tous les jours, Geneviève est toujours disponible pour nous aider dans toutes les facettes de notre rôle sur le terrain. J'ai besoin d'aider, j'ai envie de faire en sorte que la vie des enfants soit meilleure. Moi, j'ai jamais eu d'enfant, en fait, j'en ai jamais porté d'enfant, mais je peux en porter des milliers dans mon cœur. Et donc, c'est ce qui me plaît à l'idée de collaborer avec Vision mondiale, c'est que je peux aider. C'est une machine à aider, Geneviève. On est tellement contente de l'avoir avec nous. On ne pouvait pas souhaiter une meilleure ambassadrice.
Geneviève, ce que j'ai vraiment aimé dans le reportage, c'est qu'on te voit rencontrer la petite fille que tu parraines. Est-ce que tu peux nous parler plus d'elle? Oui, bien, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir aller la rencontrer. C'est une petite Cambodgienne. Puis moi, je savais que si j'avais à parrainer un enfant, je voudrais que ce soit un enfant du Cambodge, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup, que je porte dans mon cœur depuis longtemps. C'est vraiment mon pays préféré en Asie. Puis c'est un pays qui a été blessé. C'est un pays meurtri. Son peuple a souffert beaucoup. Et donc, le sort des enfants de là-bas m'interpelle beaucoup aussi. Puis, donc, j'ai choisi de parrainer Lim. Elle est toute petite. Elle est née en 2008. OK. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de la rencontrer. Puis ça, c'est vraiment... On peut rencontrer les enfants qu'on parraine. Il faut faire la demande auprès de Vision mondiale. Puis il faut que ça soit fait dans un contexte encadré. Mais il y a moyen. C'est possible. Dans le reportage, on te voit vraiment sur le terrain. Oui. Il y a beaucoup d'exploitation aussi des enfants, les enfants qui travaillent très, très, très jeunes. Qu'est-ce que fait Vision mondiale par rapport à ça? C'est vraiment de tenter de les convaincre d'aller à l'école. Okay. Et ça, c'est un grand défi parce qu'il y a des millions d'enfants à travers le monde qui travaillent, qui doivent travailler. C'est des enfants qui doivent apporter des sous à la maison, qui n'ont pas le choix. Parce que la situation familiale est trop difficile, il faut que tout le monde rapporte des sous. Donc, les enfants travaillent, tout le monde travaille. Et pendant ce temps-là, ils ne vont pas à l'école. Et donc, ce que Vision mondiale essaie de dire, c'est on comprend que vous devez travailler, mais prenez une petite heure peut-être dans la journée. Puis on voyait justement dans le reportage une école où les enfants peuvent aller faire un tour, aller apprendre à lire, à écrire, même si c'est 1 heure, 2 heures par jour. Ils peuvent aller manger aussi. Et ça les fait évoluer, ça leur permet d'apprendre des choses, d'avoir un papier officiel aussi, un certificat de naissance, des papiers d'identification, puis d'avoir des fournitures scolaires. Et donc, éventuellement, ils apprennent à lire, à écrire, puis éventuellement, ils vont entrer dans une école et être plus éduqués, puis éventuellement avoir accès à des meilleurs emplois. Puis c'est toute une roue, en fait. C'est d'améliorer la qualité de vie de chacun, donner un accès à l'éducation pour avoir accès à des meilleurs emplois éventuellement. Et quand tu étais là-bas, est-ce que tu as vu l'impact que Vision mondiale avait sur les communautés? Oui, parce que le travail des gens de Vision mondiale, je dirais que ça ressemble un peu à un travail de travailleur social. Okay. Ils sont vraiment là, ils sont vraiment sur le terrain avec eux, ils les aident, ils veillent sur eux, ils les guident. On a vu aussi qu'il y avait un problème de toxicomanie, par exemple, donc il y a des centres de désintoxication aussi. Alors, ces travailleurs-là de Vision mondiale, comme ils côtoient les enfants, ils les connaissent, ils savent les problèmes qu'ils ont, ils savent... il y a des orphelins là-dedans. Il y a des enfants qui sont en mouvement, qui ont quitté la ville et la maison familiale pour se rendre dans une autre ville où il y a davantage de travail. Alors, c'est des enfants qui errent, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de papier, et certains, donc, tombent dans des problèmes de drogue, de consommation. Alors, c'est tout ça là, que Vision mondiale fait, c'est de veiller sur le bien-être des enfants. Et tous ces problèmes amènent aussi des problèmes de prostitution juvénile? Parce que ces enfants-là peuvent se faire embarquer dans des réseaux. Au Cambodge, on a tourné une publicité, justement, un message publicitaire qui montre à quel point c'est un problème grave. Parce que, justement, il y a des enfants, des tout-petits-enfants, qui vont gagner des sous en faisant de la prostitution. Il y a un très grave problème de trafic d'enfants aussi. En Indonésie, quand on a tourné là-bas, c'est ce qu'on a voulu aborder aussi. C'est qu'il y a des gens qui font du porte-en-porte et qui vont dans des familles et qui vont acheter les enfants. Ils vont dire aux parents, vous avez de la difficulté à vous occuper de votre enfant, nous, on va le prendre, on va l'amener à un endroit où il y a du travail, puis il va pouvoir vous envoyer des sous. Puis là, les enfants partent comme ça, mais les parents ne les reverront peut-être plus jamais. Puis on ne sait pas dans quelles conditions ils vont se retrouver, quelle sorte de travail ils vont faire. Donc, ça devient des esclaves, parfois. Beaucoup de travail dans des maisons, ils deviennent des domestiques. Et puis, c'est un très, très, très grave problème.
Qu'est-ce que fait Vision mondiale pour contrer ce problème? Bien, déjà de convaincre les parents de ne pas laisser partir leurs enfants, de ne pas avoir la naïveté de croire que les enfants vont revenir ou envoyer de l'argent à distance comme ça. De régler les problèmes familiaux sur place, de les aider, de trouver des solutions pour que les enfants restent dans les familles, restent sur place, éviter l'exil vers d'autres pays et vers des conditions atroces. Souvent, il y a des gens qui vont dire que lorsqu'on montre la misère, par exemple dans des pays pauvres, et que c'est diffusé, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils disent, bon, c'est de vendre la pauvreté. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que justement, on a pris la peine de tourner d'une façon non sensationnaliste, mais plus informative, et qu'on puisse deviner l'ampleur des problèmes, mais tout en donnant de l'information. Puis c'est aussi de comprendre que ce qu'on essaie de faire, c'est, en sachant que les enfants n'ont pas le choix de travailler, c'est de se dire, OK, de quelle façon est-ce qu'on peut les laisser travailler, mais dans un contexte où ils ne sont pas exploités? Parce qu'il y a des enfants qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour, qui ne mangent pas, qui sont en contact avec des produits dangereux, des produits toxiques, des machines dangereuses et des enfants qui mettent carrément leur vie en danger en travaillant. Donc, c'est d'arriver à trouver une solution pour que, OK, ces enfants travaillent, ils n'ont pas le choix, mais de s'assurer qu'ils ont des heures de travail raisonnables, qu'ils vont avoir un repas, qu'ils vont manger pendant qu'ils sont là, qu'ils ne seront pas en train de manipuler des machines très dangereuses, tout ça. Alors, c'est de servir un peu de vigile, de veiller sur ces enfants-là. Est-ce que les enfants s'aperçoivent qu'ils se font exploiter? Ou pour eux, c'est juste normal de faire ça? C'est dur à dire. Ils sont tellement petits, ils savent juste qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont été envoyés là, ils ont été recrutés ou les parents les envoient. Ils n'ont pas le choix de travailler. Donc, ça fait partie de leur vie. Ils sont conditionnés à ça. Puis on en voit sur la rue, là, ils ont 2 ans, 3 ans, puis ils quêtent ou ils vendent des choses. Et c'est comme un automatisme, en fait, oui. Geneviève, à l'émission, on a toujours un petit moment spécial. C'est 30 secondes pour convaincre. Tu as 30 secondes pour parler aux gens à la maison, pour leur mentionner pourquoi ils devraient faire des dons à Vision mondiale ou s'impliquer. Ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti! En faisant un don à Vision mondiale, on s'assure d'améliorer la qualité de vie des enfants. L'enfance, c'est une période qui devrait être remplie d'insouciance, de bonheur, de plaisir, de légèreté. Malheureusement, c'est des millions et des millions d'enfants à travers le monde qui n'ont pas cette insouciance-là, qui doivent travailler, qui doivent rapporter des sous à la maison en travaillant dans des conditions extrêmement difficiles. Alors, en faisant des dons, on arrive à aider les enfants, leur donner un accès à l'éducation, améliorer leur qualité de vie et donc leur assurer un avenir meilleur. Geneviève, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci. Et quand tu n'es pas à l'étranger en train de sauver des enfants, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'investis dans d'autres associations ou organismes ici au Québec? J'essaie de toujours être à l'affût, justement, de façons d'aider. C'est sûr que le travail avec Vision mondiale se poursuit quand je suis à la maison aussi, parce qu'on a différentes communications à faire. On a fait une exposition de mes photos d'enfants que j'ai prises en voyage avec Vision mondiale, par exemple. Donc, on a fait ça à Montréal. On fait différents événements comme ça qui sont reliés à mon implication puis qui permettent d'amasser des sous. Encore une fois, merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Vision mondiale, n'hésitez pas à consulter leur site Internet. Sur ce, bonne journée.
Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur et homme-orchestre qui s'appelle Pascal Dufour. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal, mon atelier boutique. C'est beau. Merci beau, beaucoup. ouais. Écoute, Pascal, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on se croise de temps à autre dans plusieurs événements. Puis on a comme eu un coup de foudre énergétique, je trouve. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. En fait, j'ai hâte que tu fasses des T-shirts. Je trouve que j'aime ton art, en fait. Bien, c'est ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un de mes vernissages. Oui. Et le concept de cette émission, c'est vraiment un échange artistique où je reçois des gens sur lesquels j'ai eu des coups de foudre énergétiques comme ça, puis qui sont aussi des artistes pour les gâter un peu à ma façon, puis aussi échanger une conversation un petit peu plus profonde. On te connaît pour ta participation avec Les Respectables. Oui. Vous avez gagné des trophées, faites le Centre Bell. Tu signes une de mes chansons préférées, Amalgame. Ah ouais? Ah oui, vraiment, là, je l'ai chantée plein de fois. Là. Mais en ce moment, depuis quelques années, tu as une carrière solo. Je te vois, t'es là dans ma ruelle. Oh, tu flottes comme un souvenir, ma belle. J'ai remarqué qu'avec Les Respectables, le rythme était un petit peu plus effréné, c'était vite, c'était fort. Puis quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de prendre ton temps. Est-ce que je me trompe? T'es dans le mille, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus... justement, de plus vivre le moment. Là, j'étais dans un rythme de vie depuis 17 ans qui était rendu qui était plus le mien, en fait. Puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis je voyais que les chansons allaient pas pour Les Respectables, en fait. Je trouvais que ça fitait pas avec ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tout ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi moi je les chanterais pas? Puis j'avais le goût d'avoir un côté plus social aussi dans mes textes, moins la décadence. Tu sais, je veux pas dénigrer la chanson, mais tu sais, moins ce côté-là. Non, dénigre-la pas, là. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça que tu essaies de dire? Oui, bien pour moi, où est-ce que je t'ai rendu, ouais. Étranger, je ne suis qu'un étranger. J'avais le goût d'explorer un autre type d'art qui était plus personnel à moi. J'écrivais plus pour moi et non pour d'autres. En fait. Quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de chanter pour chacun de tes fans, un à un. C'est bien dit, oui. En fait, souvent, tu es inspiré par les gens que tu rencontres. Puis justement, tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais. Mettons un exemple, un soir, quelqu'un va te dire moi, il se passe ça dans ma vie. Puis veut pas, tu l'absorbes. Puis ils vont dire une phrase. Comme je prends l'exemple, mettons, le premier album solo, c'est « Ici, le temps nous appartient », le titre du premier album. Puis la phrase que j'étais assis avec quelqu'un, on était en train d'admirer un coucher de soleil au Costa Rica. Puis c'était un super beau moment. Puis je sais pas, avec mon espèce d'esprit un peu stressé nord-américain, j'appréciais pas le moment, tu sais, je vivais pas. Puis il y a une personne à côté, un costaricien, qui m'a tapé sur l'épaule, une costaricienne, puis qui m'a dit « Relax, here we own the time. Ici, le temps nous appartient. » Puis j'avais rien dit, là. C'est juste elle qui a senti comment j'étais, puis qui m'a dit cette phrase-là. Puis je me suis inspiré de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous dire une phrase qu'on va faire « Ah, ça pourrait être... » Tu sais, si on garde les antennes allumées, en fait, ça peut être très inspirant. Tu chantes depuis... je pense que tu chantes depuis que tu respires. Tu le dis, hein? Oui, en fait. Que chanter fait partie de ton identité. Oui, puis en fait, dans Les Respects, aussi, ce qui s'est passé, c'est que je chantais pas comme chanteur. Puis je me suis rendu compte que ça m'a manqué, ça, en fait. Trop d'étoiles se sont éteintes pour moi. Trop d'étoiles se sont éteintes. J'ai commencé jeune à chanter. T'sais, on me faisait chanter à l'église. Puis j'avais joué du violon, fait que j'avais une oreille qui était
pareil, qui était pas pire, tu sais, pour quelqu'un de mon âge, tout ça. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. On m'a dit, c'est pas un chanteur. Puis j'y ai cru, tu sais. Trop longtemps. Mais j'ai envie de te demander si du jour au lendemain, tu pouvais plus chanter, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je ferais d'autres choses, en fait. J'essaie de pas m'attacher à... J'essaie de pas être attaché à trop de choses profondément. Puis j'essaie de pas trop avoir de high ni de down non plus. J'essaie d'être entre l'équanimity. J'ai vraiment accroché sur les titres de tes 3 derniers albums. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Citoyen du monde, Air salin, Oui. Sur un fil. Ça sonne comme de la poésie. C'est quoi le fil conducteur de ces 3 albums? Je dirais que le fil conducteur, c'est l'évolution d'un gars qui cherche à s'améliorer, peut-être à devenir une meilleure personne. Puis en essayant de parler de ce qui le touche profondément, avec aucun... Tu sais, pas de but en arrière de l'affaire, juste sortir de moi ce que j'ai envie de sortir, puis ce qui me touche, en fait. Toi, moi, je regarde beaucoup l'actualité. En tout cas, quand je prends le pouls de la planète, il me semble qu'il y a beaucoup de choses de tragiques qui se passent en ce moment. Le monde a besoin d'amour. Qu'est-ce que toi, tu trouves de tragique en ce moment? Ce que je trouve tragique, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que je trouve que le monde écoute trop les nouvelles. Je trouve que ça, c'est un problème majeur parce que c'est pas des nouvelles, premièrement, c'est des mauvaises nouvelles. Ça mérite pas de s'appeler des nouvelles, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils nous présentent pas les bonnes nouvelles. On dirait que les gens s'intéressent pas aux bonnes nouvelles, bizarrement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont masochistes, qui vivent dans la peur, qui aiment ça. Je dirais que c'est en fait, comme tu dis, il y a un vrai manque d'amour. Je trouve que c'est le point principal, puis souvent, ça a l'air un peu épi de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste le fondement et la base de tout. Je leur ai fait peur en refusant de mentir. Je leur ai fait peur en refusant de mourir. Dans le passé, on donnait beaucoup de place aux chanteurs parce que justement, c'est eux qui apportaient vraiment la bonne nouvelle au travers de leur voyage, d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils amenaient avec eux ce qu'ils avaient vu, puis ils mettaient ça sur des airs. Hein? C'était eux, la musique guérit. Les journalistes. T'es un peu un journaliste à travers ta musique. De quoi tu parles quand tu écris? À qui tu t'adresses? En fait... J'y pense pas à qui je m'adresse quand j'écris une chanson, mais j'essaie juste que les gens que mon propos peut toucher, d'aller les chercher de la façon la plus précise possible, dans le sens que j'essaie de toucher un sujet qui est souvent... qu'on peut toucher au premier degré facilement, mais j'essaie d'y mettre une poésie en arrière aussi, tu sais. J'essaie de préciser, de mettre des degrés aussi, puis qu'il y en a qui vont prendre la chanson à un tel... J'essaie de pas trop expliquer non plus mes chansons. Parce que souvent, je trouve que quand tu expliques trop tes chansons, tu peux donner ton meaning à toi. Tu les confines un peu, hein? C'est ça, dans un... Tandis qu'il y a des gens que... Tu sais, qu'il y a des gens qui me parlent de mes chansons, des fois, puis ils vont mieux la décrire que moi. Puis ils vont me dire, ah, moi, j'ai vu ça dans ta chanson, puis je vais dire, ben c'est en plein de ça que je voulais parler. Fait qu'une chanson peut être le porte-étendard de plusieurs causes. Vraiment, vraiment. Puis d'autres, ils vont la voir complètement différente, puis je leur dirai pas non. Tu sais, je vais essayer de garder ça ouvert. Je trouve que en tant qu'auteur-compositeur, je trouve ça important que les gens aient leur vision de ton art et non toi qui essaie de leur prémâcher. En parlant de porte-voix, est-ce que toi, tu as des causes qui t'interpellent plus que d'autres? Il y en a... Ben, oui. En fait, moi, on a été avec Les Respectables pendant 5 ans, porte-parole la journée sans ma voiture. En fait, on a commencé, nous autres, on voyageait beaucoup en camion, tout ça, puis on jasait beaucoup de... J'osais pas juste de filles. Il y a d'autres choses. On parle de d'autres choses que des filles. Puis on parlait, c'était souvent naturellement d'environnement. Puis c'était pas à la mode
C'est dans le sens que, pour donner un exemple concret, la première année qu'on faisait la journée sans ma voiture à Montréal, on faisait des entrevues avec des journalistes, puis ils nous disaient « Qu'est-ce que c'est ça, là, votre histoire d'environnement? » Puis on se faisait traiter d'abrutis un peu. Puis finalement, les mêmes journalistes, après ça, 2-3 ans après, ils faisaient « Ouais... c'est pas si bête que ça, hein? Vous faites bien de vous impliquer, puis d'essayer d'en parler plus. Il faut en parler plus, puis ils commençaient à voir ce qui se passait un peu. T'sais. Fait que l'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Vraiment, ça, c'est... ça fait longtemps, en fait... ça a commencé avec mon père, en fait. C'était plus parce qu'il c'était un marin, puis, tu sais, exemple, lui, il était vraiment pour les bateaux à voile, puis moi, je voulais un bateau à moteur, tu sais, quand j'étais jeune, puis je comprenais pas. Puis il m'expliquait la puissance de chaque geste que tu fais dans la vie, jusqu'où ça peut amener, en fait. Que si tu pollues, tu rends pas le service aux voisins puis à ton prochain, tandis que si tu fais attention, que tu fais bien les gestes, chaque geste, ben tu vas faire un pas pour faire avancer. Ben c'est bon, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ton père qui t'a enseigné ça? Ouais. Là, aujourd'hui, t'es papa. Oui. De quoi t'aimerais que tes enfants se rappellent? Et on éduque par la répétition, hein? Qu'est-ce que tu répètes le plus? Je dirais que mes enfants, en fait, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le plus possible, c'est d'être heureux. Puis de voir ce qui les rend heureux, puis le respect pour les autres. Aussi, tu sais, l'espèce de relation parce que quand t'es jeune, souvent, tu réalises pas ce que tu fais, puis puis de les asseoir, puis de prendre du temps avec eux autres, en fait. Ben moi, j'avais envie de prendre ce temps-là avec toi, Pascal. Ah, je comprends. Et moi, je suis un petit peu une marchande de bonheur, comme toi. Toi, tu répands la bonne nouvelle avec ta musique, tes chansons. Puis moi, je répands la bonne nouvelle avec mon art. Et je t'ai invité pour jaser avec toi, mais aussi pour te faire sourire encore un petit peu plus. C'est top. Merci. Ah, ça fait vraiment plaisir. Wow. Pour créer ce moment magique d'échange. C'est donc bien hot. Continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien puis tu m'inspires beaucoup. Merci. Puis comme on dit, il faut être inspiré pour être inspirant. Merci. C'est le regard baissé que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude. On nous a assez répété, on nous répète encore de ne pas nous inquiéter, y a pas de panique à bord. Alors on reste figé, impuissant et frustré, on essaie d'oublier comme des enfants cassés tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Est-ce qu'on apprend à 20 ans? On n'apprend même pas à s'aimer. Ça sert à quoi rouler des joints si c'est pour continuer à tourner? Tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage. On évite les face à face, on s'évite et on s'efface. On se regarde plus en face, on fait plus face à rien. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi?
Elle est de quelle vérité ou de quel mensonge? Cette peur du jour aux nouvelles du soir. Toujours au poste, elle nous fige et nous ronge. On l'entend chuchoter dans tous les couloirs. Est-ce que c'est nous qui sommes faits, mais pas si bien fait que ça? Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus. Tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes au Casino de Montréal pour célébrer la théâtralité, la créativité et le glamour, bien sûr. Alors, c'est une association toute spéciale entre le Casino de Montréal, l'Opéra de Montréal et Moisson Montréal. Alors, suivez-nous, on va aller faire un petit tour. Fondé à Montréal en 1980, l'Opéra de Montréal se voit être la plus importante maison lyrique francophone en Amérique du Nord. Supervisée par son directeur général Pierre Dufour, cette institution compte au moins dans sa saison 4 opéras et des activités qui lui permettent d'accueillir au-delà de 50 000 spectateurs annuellement. Parmi ces activités, le groupe a dernièrement mis sur pied le concept de la toute première édition de l'événement bénéfice Mardi Gras. Une soirée grandiose et festive au profit de Moisson Montréal et de l'Opéra de Montréal. La thématique permet aux convives de vivre une expérience dans une ambiance exubérante où l'excès sera favorisé avec des décors et des personnages plus grands que nature. En mettant le paquet sur un événement qui réunit des experts de la gastronomie et du divertissement, l'Opéra de Montréal démontre ainsi sa capacité d'évoluer avec son temps en mélangeant son expertise dans le domaine des arts et le réseautage d'affaires. Alors, nous voici ici avec Auriol Thomas, qui est le metteur en scène de l'Opéra de Montréal et de la soirée ce soir au Casino de Montréal. Alors, bonsoir Auriol. Bonsoir. Alors, explique-nous un petit peu ce concept très éclaté, fantastique. C'est merveilleux, c'est superbe ici, le décor est fabuleux. Explique-nous un peu ta démarche et comment tu as conceptualisé ce décor. Alors, nous nous sommes dit avec l'Opéra de Montréal que nous voulions faire une soirée de Mardi Gras, donc carnaval. On s'est inspiré du carnaval de Rio, on s'est inspiré du carnaval de Venise, également des Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans.
Et à tout ça, nous avons voulu apporter une saveur opératique et j'ai décidé de proposer aux invités une soirée meurtre et mystère. Et la question, c'est qui a tué la Castafiore? Et les gens doivent se promener dans les 9 lieux du jeu Clou. Donc, nous avons reproduit ici dans la salle le hall d'entrée, la cuisine, la salle de bal, le salon, tous les lieux que nous retrouvons sur le carton-jeu du jeu Clou. Et à la fin de la soirée, nous dévoilerons le meurtrier avec quelle arme et dans quel lieu. Wow! Alors, je crois qu'il y a plein de surprises qui se préparent ce soir. Il y a aussi des prix à gagner ou un prix à gagner, je crois, non? Exactement. Nous offrons des billets pour aller à la Nouvelle-Orléans ainsi que des abonnements pour l'Opéra de Montréal. Wow, c'est extraordinaire, mais on ne va pas dévoiler tous les prix, là. On va laisser ça comme ça. Mais je sais aussi que dernièrement, nous sommes allés faire un tour à l'Opéra et nous sommes allés voir Othello. Peux-tu nous expliquer un peu combien de temps et toute la démarche et que ça prend pour pouvoir bâtir et mettre en scène un événement ou un spectacle comme Othello, par exemple? Alors, normalement, un spectacle comme Othello, normalement, quand on me demande de faire une mise en scène d'opéra, c'est à peu près 1 an à 2 ans à l'avance. On me demande de commencer à concevoir l'idée, mais à l'Opéra de Montréal, les répétitions sont très courtes. Elles sont de 2 semaines et demie, voire 3 semaines. Donc, l'équipe de concepteurs travaille en amont 1 an à l'avance, mais l'équipe de la réalisation, la mise en scène, c'est vraiment 2 semaines et demie, 3 semaines. Alors, moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que quand on arrive là, on voit le spectacle, on voit tout le travail qu'il y a là-dessus. Et finalement, tu dis que c'est 2 semaines que les gens ont eu pour répéter. Alors moi, je trouve ça absolument incroyable, extraordinaire, tout le pouvoir, justement, créatif qu'il y a à Montréal. Alors merci beaucoup, Auréole, pour cette magnifique entrevue. Et je vous souhaite bon succès pour ce premier événement et les événements à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, on va aller regarder tout ça. Voici ici avec Pierre Dufour, qui est le directeur général de l'Opéra de Montréal et qui va nous expliquer un peu, pas juste un peu, mais qui va vraiment nous donner une description de c'est quoi la soirée du Mardi Gras, mais aussi, surtout, son implication avec le Casino de Montréal, l'Opéra de Montréal et aussi, il y a Moisson Montréal qui sont impliqués dans ce projet. Alors, expliquez-nous un peu la thématique et la démarche de vos 3 entreprises. Alors, je vais commencer par la démarche. Ça fait maintenant plusieurs mois, années qu'on pense au projet du Mardi Gras. On le sait, à Montréal, ça foisonne d'activités bénéfices, d'activités caritatives. Et pour nous, c'était important de trouver une niche où on pourrait s'identifier et qu'il n'y ait pas nécessairement de comparable. Alors, on est rentré en contact avec les gens du casino. La salle du casino était en réparation et ils l'ont toute refaite. C'est une toute nouvelle salle dans laquelle ils investissent beaucoup de technologie qui est très versatile. Et ils ont réouvert au mois de septembre dernier. Alors, quand on a approché les gens du casino, on leur parlait de la thématique du Mardi Gras, sachant que les choses avançaient, parce que si on n'avait pas de salle, on ne pouvait pas le faire l'événement. Et je dis, les gens du casino étaient super intéressés. Et le Casino de Montréal a pour cause principale Moisson Montréal. Et on trouvait ça intéressant de travailler le Mardi Gras, qui est au niveau du costume, du décor, des sens, de travailler l'aspect gastronomique, l'aspect, des drinks, l'aspect aussi théâtral, costume. On s'était posé la question, est-ce qu'on oblige tout le monde à se costumer? Puis je vous dirais, c'est 50-50. 50% des gens disent oui et 50% des gens disent non. Donc, c'est un start-up ce soir. C'est la première édition et on travaille vraiment sur un plan pluriannuel pour le développer au cours des prochaines années. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est magnifique. On arrive ici, on rentre dans une ambiance absolument chaleureuse. On sent que l'on doit être transformé. Moi, j'ai l'impression d'être sur un chapiteau du Cirque du Soleil avec les décors et tout cela. Alors, je trouve que c'est un travail absolument incroyable. Je vous souhaite toutes mes félicitations pour cette première édition et pour les éditions à venir. J'en suis persuadé parce que la salle est bondée de monde. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Au plaisir. Et on va aller faire un tour.
émission sur l'Opéra de Montréal en association avec le Casino et Moisson Montréal. Alors, je vous dis à la prochaine. Ici Yves Ulysse pour closeaccess.tv et je continue à m'amuser. Hey, tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes sur le quai Jacques-Cartier pour assister à l'une des représentations de Volta, la toute nouveauté du Cirque du Soleil. Alors, si vous voulez bien, on va aller faire un tour en coulisses. On y va? Alors, nous voici ici devant le chapiteau avec la charmante Amélie Robitaille, qui est l'attachée de presse de la tournée de Volta. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors Amélie, écoute, j'aimerais te poser quelques questions. Volta, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nom du spectacle fait référence au terme volte-face parce que le personnage principal de l'histoire, donc Boise, est un célèbre animateur d'un jeu télé. Et en arrivant au 1000e épisode de cette émission, il décide de remettre en question sa vie. Je suis ici sur un site qui est absolument extraordinaire, c'est gigantesque. Le spectacle, nous allons observer et voir le spectacle tout à l'heure. Mais explique-moi, VIP, chapiteau, il y a au moins 3 chapiteaux, sinon il n'y en a pas plus encore. Combien de temps ça prend et combien de personnes que ça prend pour monter justement une structure comme celle-ci? Effectivement, c'est très impressionnant de considérer qu'un spectacle de cette envergure-là bouge et déménage de ville en ville environ à tous les 2 mois. Comme équipe, là, quand je compte le cast et le crew de Volta, on est 126 employés qui travaillent à temps plein pour le spectacle et qui voyagent avec le spectacle. Ensuite, pour combler les autres besoins, de ville en ville, on engage environ 150 personnes localement. Les placiers, les hôtesses du VIP, les gens qui servent le popcorn, toute ce groupe-là de personnes va servir à gérer les opérations. Mais quand on parle vraiment d'installation, on dit que c'est environ 6 jours pour monter un setup comme ici. Oui, effectivement, il y a 3 tentes majeures sur le site et c'est 2 jours pour démonter. On a besoin d'engager environ 100 personnes locales du local labor, qu'on dit, pour nous aider à monter le chapiteau parce que c'est encore fait avec la force physique et non pas avec la machinerie lourde pour monter la tente. Et puis, on parle d'environ 72 camions semi-remorques là, pour voyager avec tout notre équipement et environ 2000 tonnes d'équipement. Wow! Alors maintenant, après toutes ces explications, on va aller faire un tour dans les coulisses et voir toute la magie qui se crée justement pour ce genre de spectacle. Allons faire un tour.
Alors, nous voici ici avec Charlotte et Thomas du Cirque du Soleil qui vont nous raconter un peu leur aventure avec justement ce spectacle et comment le tout a débuté. Alors, Charlotte et Thomas, pouvez-vous nous expliquer comment c'est arrivé, toi, tu as su que tu avais été sélectionné pour le cirque? Alors moi déjà j'ai postulé par vidéo au Cirque du Soleil. Je me suis inscrite sur la plateforme générale sur Internet il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'étais impatiente d'avoir un contrat, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est très dur de trouver la position adaptée. Donc j'ai relancé plusieurs fois par vidéo et il se trouve qu'on est tous les deux donc artistes et on a été séparés pendant quelques temps, on ne travaillait pas ensemble. Et Thomas a été contacté pour faire ce spectacle Volta et moi aussi. Donc on a su qu'il y avait opportunité d'être sur le même spectacle, donc on a tous les deux postulé pour Volta par vidéo. Mais Thomas, vas-y, raconte ton parcours qui est différent. Donc moi en fait mon aventure avec le cirque elle a commencé en 2011. J'avais été sur notre création sur le show de Michael Jackson. Donc à partir de ce moment-là j'étais dans la base de donner des artistes potentiels pour le cirque. Et mon profil correspondait parfaitement pour cette nouvelle création de Volta parce que je suis sur l'acte des anneaux balançants. Et cet acte-là était déjà présent sur Michael Jackson, donc pour moi ça a été comme une transition assez facile de passer d'un show à l'autre. Mais la très bonne nouvelle de ce spectacle, c'est qu'on peut être tous les deux sur le même show, donc ça c'est vraiment une très grande chance pour nous et on est très heureux. Est-ce que vous avez été séparés pendant longtemps, dépendant des spectacles? Un an sans travailler ensemble, ouais. Ouais, parce qu'en attendant, il en a fait un autre, c'est ça qu'il vous a pas dit, Avatar, Toruk. J'avais été en tournée en Amérique du Nord sur le show de Toruk et pendant ce temps-là, elle était toujours sur un autre spectacle à Macao, en Chine. Donc pendant un an, on était sur 2 productions différentes, donc c'est pas évident de pouvoir mélanger la vie affectueuse et le travail. Donc là, c'est la première fois qu'on est ensemble, donc on est content. Alors, le fait que vous vous retrouvez ensemble finalement, alors vous allez quand même voyager pas mal ensemble. Cette tournée va durer à peu près combien de temps pour vous? Notre contrat est signé jusqu'à fin 2018. Donc on sait qu'on va pour l'instant à Gatineau et Toronto et ensuite on part aux États-Unis jusqu'à fin 2018. Alors je vous souhaite bonne chance et toutes mes félicitations de pouvoir vivre cette expérience ensemble et aussi longtemps. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre les backstage de ce qui se passe sur Volta, vous pouvez suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai un daily vlog en fait, donc je parle de tout ce qui se passe sur scène et backstage, c'est très intéressant. C'est au nom de Thomas Hubener sur YouTube. Alors, nous voici ici avec Laurie, qui est l'une des artistes justement de cette tournée, le Volta extraordinaire. Nous allons lui poser quelques questions, mais tout d'abord, allô Laurie. Allô. Ça va bien? Oui, vous? Écoute, raconte-moi un petit peu ton parcours, parce que je sais que tu sors de l'École nationale de cirque. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, le parcours qui t'a amené justement à participer à ce spectacle qui est justement extraordinaire? J'ai commencé en gymnastique quand j'étais jeune. Mon papa a vu c'était quoi le cirque du Soleil à Montréal. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Et une fois que j'ai gradué, j'ai eu une job directement après l'école qui m'a amenée de faire un artiste de cirque professionnel. Mais en fait, ça a toujours été mon rêve. Depuis que je suis toute petite, c'était les Olympiques ou le Cirque du Soleil. Mais le cirque, c'est vraiment... c'est comme vivre un rêve, comme tu le dis. Et les heures de pratique, qui doivent être quand même c'est beaucoup d'heures de pratique pour pouvoir monter un spectacle comme celui-ci. Ah oui, beaucoup, beaucoup. On travaillait... la création, c'était des journées 6 jours par semaine, de 10 h le matin à 10 h le soir. On était toujours sur la scène, toujours en train de créer quelque chose, de changer une chorégraphie. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça a donné un spectacle magnifique, ça vaut la peine. Ouais. Mais je sais aussi que, mis à part ton premier rôle que tu fais, justement dans des acrobaties, tu dois t'entraîner aussi pour un second rôle au cas où pour pouvoir remplacer certains autres artistes? Oui, exactement. En ce moment, ils travaillent les ladders. Je suis la backup pour les ladders. Donc, je fais les bungees dans le spectacle. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui se blesse ou quoi que ce soit, j'ai le profil qui fonctionne avec ce numéro-là. Donc, toutes les semaines, on a des répétitions pour que j'apprenne le numéro, les chorégraphies. Au cas qu'il arrive quoi que ce soit, je suis prête à rentrer dans le spectacle.
Alors, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Laurie. Tu as une très belle carrière devant toi avec le Cirque du Soleil et cette tournée. Je sais que vous allez partir bientôt en tournée. Vous allez commencer par Gatineau et vous allez par la suite aller dans d'autres villes. Alors, je te souhaite encore bonne chance et félicitations. Merci beaucoup. Voilà qui termine cet épisode sur les coulisses de Volta du Cirque du Soleil. Alors, après Montréal, le spectacle va se déplacer à Gatineau. Ici Yves Ulysse pour closeaccess.tv. À Star à la rescousse, on adore recevoir les plus grandes stars avec les plus grands cœurs. L'artiste qu'on reçoit aujourd'hui, vous la connaissez très bien grâce à son talent, sa voix et son cœur d'or. Il s'agit de Claudette Dion. Bienvenue à Star à la rescousse, Claudette. Merci de la belle invitation. Ça fait plaisir. Claudette, vous êtes connue pour être une femme de cœur et vous vous impliquez dans plusieurs organisations, entre autres la Maison Adhémar Dion. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de la Maison Adhémar Dion parce qu'elle porte votre nom? Oui, c'est très flatteur d'ailleurs. C'est un gros mandat aussi. Mais c'est tout simplement parce que l'hôpital de notre coin, le C3S de la Naudière, on fait appel à nous pour demander la permission à ma mère et à notre famille que la Maison des soins palliatifs à Terrebonne pourrait porter le nom de la Maison Adhémar Dion. C'est vrai que c'est flatteur. On s'est dit au début, mon Dieu, pourquoi? Mais on a compris que c'est tout simplement pour que les gens puissent vivre jusqu'au bout de leur vie. Et comme mon père a eu cette chance-là, mourir dans les bras de ma mère, entouré de sa famille, il n'a jamais été à l'hôpital non plus. Il est vraiment resté à la maison jusqu'à la dernière heure. Est-ce que vous avez eu le droit de regard sur la construction de la Maison Adhémar Dion? Ils nous ont montré les plans. Ils nous ont fait voir ça. On disait hey, « wow! » Puis quand ils ont dit 12 lits, on disait « Ah, bien pourquoi pas 14? » Parce qu'on était 14 chez nous. Alors moi, c'est l'inspiration qui m'est venue. Mais 12 lits, c'est déjà une belle grande maison. Mais tout a été pensé. L'accueil, le foyer aussi, le petit salon privé, la grande cour en arrière, l'envol, les bains, le salon familial aussi où les gens vont jaser entre eux, laisser dormir le résident. Tout a été pensé, une petite salle de jeu avec les enfants, des crayons coloriés, des livres. Tout a été pensé, c'est vraiment familial et c'est l'esprit qui est dans la Maison Adhémar Dion. Les familles peuvent dormir là, peuvent manger là, peuvent vivre là, auprès de l'être aimé, jusqu'à ce qu'ils ont envie d'être là. C'est leur maison, même si ça porte le nom de notre père. C'est leur maison, c'est l'endroit où il faut venir découvrir avec un résident et avec les enfants. Tout le monde était... On a déjà eu un petit chien, un chat aussi. Ah oui? Un cheval, ça, c'était quelque chose. Il dit, je m'ennuie. C'est un monsieur qui était propriétaire d'un cheval. Puis il dit, je m'ennuie. Parce que le chevaux, d'abord, cette grande force, c'est la tendresse à travers ses yeux. Il tentait de nous expliquer ça et on l'a fait venir. On a fait venir le cheval dans son truc et par la fenêtre, il a passé sa tête dans la chambre du résident. Ils ont passé des heures à se regarder en silence. C'était très touchant. C'était formidable. Parce que le monsieur ne pouvait pas se lever parce qu'il était en soins palliatifs, donc en fin de vie. En fin de vie. Mais il a pu voir quand même un cheval. On va parler d'autres anecdotes un petit peu plus tard parce que je sais que vous en avez tellement des anecdotes par rapport à cette maison-là. Incroyable. Mais le fait que la maison soit à l'extérieur d'un hôpital, comment ça change l'atmosphère? Bien, mon Dieu, moi, je pense que quand on est à l'hôpital, on a encore l'espoir de guérir. Quand tu vas à l'hôpital, c'est pour prendre du mieux, c'est pour en sortir gagnant, c'est pour en sortir guéri. Les soins palliatifs, ça se vit autrement.
ça se vit pas en urgence. Ça se vit pas non plus en pesant sur un bouton rouge, en alerte, quand l'infirmière est partie dans une autre chambre ou que son heure est terminée. C'est impensable. Ça prend des gens 24 heures sur 24, disponibles, compréhensifs. Puis je dis pas qu'à l'hôpital, c'est pas ça qu'ils font, là. Mais il y a des horaires, ils ont leur propre travail à faire. C'est pas des soins palliatifs à l'hôpital. Alors, une maison des soins palliatifs, c'est vraiment particulier. C'est pas un caprice, c'est pas un luxe, c'est vraiment un besoin. Parce que quand t'es en fin de vie, tu sais, quand c'est une crise de cœur, c'est différent, un accident. Mais en soins palliatifs, un décès d'un cancer qui se prolonge et qui n'en finit plus, comme mon père a eu. Tout le monde disait 6 mois, ça a duré 8 mois, parce qu'ils ont dit il est tellement bien aussi. Alors, on a entendu des histoires comme ça, que ça peut même prolonger la vie quand on est bien. Alors, c'est important. On a demandé le nom de votre famille pour cette maison, pour ce centre de soins palliatifs. Mais pourquoi vous, personnellement, vous avez décidé de vous impliquer à ce point? Je vous dirais que parce que ça porte le nom Dion, ça, j'aimerais ça que ce soit clair une fois pour toutes. Parce que ça porte le nom Dion, tout le monde pense, oui, c'est gratuit pour les résidents, mais il faut la faire vivre, cette maison-là. Ça coûte 1 800 000 par année. Parce qu'il y a des médecins, il y a des infirmiers, on paye notre électricité comme tout le monde, puis les lignes téléphoniques, puis la nourriture, puis les employés qui circulent à l'intérieur. C'est pas la famille Dion qui fait vivre cette maison-là. C'est sûr qu'on fait du bénévolat, c'est sûr qu'on est là pour les aider le mieux qu'on peut. On crée des événements pour ramasser des sous. Moi, j'en suis la porte-parole et je suis très touchée de ça, je suis très honorée de ça aussi parce qu'ils ont dit, Claudette, si tu pourrais dire non, je le sais parce que t'es porte-parole puis t'es ailleurs, mais c'est comme s'il n'y avait pas d'âme dans la maison. Alors, j'ai décidé de m'impliquer parce qu'on me l'a demandé et quand je suis rentrée là, je te dirais que j'étais incapable de voir non seulement le nom de mon père, mais la photo aussi, et d'affronter la mort. Comment je peux les aider quand ils sont si souffrants et moi si en vie? Je ne savais pas comment, mais ça s'apprend. Ça s'apprend au fur et à mesure. Tu as juste à écouter et tu as juste à... C'est là que tu apprends de quoi ils ont envie. On vous a accompagné une journée à la maison à Desmardions. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas. De tous les patients, là. De tous les patients. Vous les connaissez par cœur, vous parlez avec eux. Il y a vraiment, là, vous avez développé une relation. Oui, là. oui. Le personnel, oui. Salut Claudette! Puis tout le monde m'accueille bien. Puis on dirait que je suis comme une grande sœur. Puis tout le monde me connaît. Puis Claudette, veux-tu demander ça à ta mère? Oui, ma belle. Alors, c'est comme... On sent vraiment l'atmosphère familiale. C'est ça qui me fait chaud au cœur. C'est comme si on avait reconstruit un peu cette ambiance. Puis on côtoie une grand-mère, on côtoie un grand-papa, une petite fille qui vient voir sa grand-mère. Alors, c'est vraiment une famille. Puis ils m'interpellent. Puis des fois, sur mon nom, à côté du bureau, ils vont me faire un cœur. Ils vont me faire, que ce soit les enfants ou les résidents, ils vont me faire des fleurs. C'est tellement... J'ai vraiment senti que je fais partie de cette maison-là. Et je les côtoie parce que je les aime, puis je sens que j'ai un retour exceptionnel. Mais de vous attacher comme ça, lorsque ces personnes-là décèdent, comment vous vivez ça après? Écoute, c'est une espèce... C'est peut-être beaucoup de dire ça, une espèce de satisfaction, parce qu'ils partent, ils ne souffrent plus. Mais moi, j'ai comme l'impression d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais leur apporter. Si je le faisais pas, et j'ai appris à le faire. Donc, tout ça me dit, c'est terminé, mais mon Dieu, le bon temps qu'on a passé. Justement, les gens qui sont en soins palliatifs, qu'est-ce qu'ils ont le plus besoin? Je pense que c'est beaucoup de tendresse et de cette attention, justement. Okay. Parce que des soins, ils en ont eu à l'hôpital. Et c'est terminé. Quand la science ne peut plus rien, qu'est-ce qui te reste à vivre? Bien, il te reste les derniers jours à vivre jusqu'au bout. Et ça, c'est pas nous qui décidons. Mais d'être là, de les côtoyer, et puis de leur demander... puis ils se racontent, puis ils viennent en tête les plus beaux moments de leur vie. Je me souviendrai toujours de ça. Et c'est ce qui me rend heureuse. Tu sais, on parlait du cheval, on parlait d'un sculpteur, puis il dit, moi, j'adore sculpter les oiseaux. Puis on y a mis une cage avec un oiseau dans sa chambre, puis il l'a sculpté. Il dit, avant, j'avais pas le temps de faire ça. Je travaillais.
Et mais si j'ai le temps de le faire. C'est des petites attentions, mais je pense qu'en soins palliatifs, c'est le temps ou jamais de réaliser ce que tu as envie de réaliser puis que tu n'avais pas eu le temps de faire. Claudette, on a vraiment le goût de la voir, cette maison-là. Et on a fait un reportage, justement, vous étiez là avec nous. On regarde ça à l'instant. Il peut y avoir quelque chose de beau avec la mort. Tout à fait, parce que l'abandon, c'est toute notre vie, on stresse, on se demande si on va arriver, on se demande quelle fin nous attend. Et quand on est rendu là, qu'on le sait, je l'ai entendu, que la dame a dit « Inquiétez-vous pas pour moi, je suis déjà au paradis ». Je te l'ai dit tantôt, mais je te le redis parce que ces paroles-là, je les ai entendues, je les ai pas inventées. Tu sais, les rêves, c'est fait pour être réalisé. Et puisqu'il faut y arriver à la mort, on va tous arriver là un jour, pourquoi pas le faire le mieux qu'on peut, sans souffrance, entouré des gens qu'on aime, puis d'essayer de réaliser tout ce qui nous est permis. Je voudrais que tout le monde connaisse en fin de vie ce qu'on a pu avoir comme rapprochement avec notre père. Je pense que tout le monde mérite ça. Claudette, on arrive dans le salon. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? C'est ici que les parties ont lieu, les rêves qui sont réalisés aussi. Les résidents sortent de leur chambre, sur leur lit roulant. On ouvre ça. Ils peuvent faire partie du party aussi. Ils peuvent chanter avec nous, surtout à Noël, à Minuit chrétien. Je vais te dire, ici, ça poigne. Ah, écoutez, le climat est fantastique ici. C'est des missionnaires que j'ai ici, là, je vous le dis. C'est des professionnels de la santé. Hein. J'ai des infirmières diplômées, des auxiliaires diplômés. On a des médecins. J'ai une équipe d'une dizaine de médecins. Alors, ces gens-là, c'est des gens qui, d'abord, sont payés moins cher que dans le réseau de la santé et qui, vraiment, sont dédiés à ce qu'ils font, au point où même ils nous aident dans nos activités de financement, nous aident dans toute forme de bénévolat. Travailler ici, premièrement, c'est pas comme dans le milieu de la santé où tu es un numéro d'employé en tant que tel. Tu rentres ici, je suis Julie Grenier, je suis l'infirmière de... Puis je suis l'infirmière de tel monsieur un tel, pas un numéro de chambre. On est plus proche que dans les hôpitaux. Les hôpitaux, c'est très rapide. Ici, on a du temps pour eux. Fait que c'est vraiment, ce côté-là est vraiment formidable. Puis moi, la façon que je vois ça, on est leur dernier vrai sourire ici. Quand on les voit le matin, on sourit parce qu'on est content de les voir, tandis que les familles ont des émotions. Fait qu'ils vont sourire avec une petite émotion de tristesse ou de peine en arrière, tandis que nous, on les voit, puis on sourit, on est content qu'ils soient là ce matin, puis on arrive, on a un petit rayon de soleil. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le bain? Un bain, ça peut avoir l'air tout simple, mais je te dirais que les résidents qui sont en douleur, quand tu es dans l'eau, tu sens plus tes os. Tu es en état d'apesanteur, tu sens plus la douleur non plus. C'est un moment de détente extraordinaire, malgré que ça peut avoir l'air simple. Et un jour, on a demandé, c'est ma mère surtout qui a dit « Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? » Encore une fois, on va toujours dans le rêve, on va toujours dans... Elle a dit « Bien, des fois, j'aimerais ça prendre un autre bain, mais le bain est occupé pour 12 résidents. Donc, il n'est pas toujours libre. Elle dit, j'en prendrais 2 par jour si on me le permettait. Elle dit, on est tellement bien. Donc, on s'est informé le prix, 35 000 $. Puis mon père avait laissé un peu d'argent à ma mère de par son assurance vie. Puis elle a pris cet argent-là, puis elle a acheté un deuxième bain pour les résidents ici. Ah, Claudette, c'est, je vous dirais, l'âme de la maison. C'est une Dion, vraiment. Puis Claudette, c'est une personne qui n'a pas peur de frapper aux portes, qui n'a pas peur de mettre en évidence notre mission, de dire à quoi on sert, de convaincre les gens sur l'utilité et le besoin de la population, sur ce qu'on offre comme service. La pièce s'appelle L'Envol. C'est une pièce importante ici à la Maison Adémentium. C'est très important. Ça a tellement été bien pensé. C'est que quand ils entrent comme résidents, c'est leur premier jour, les gens savent qu'il y a un nouveau résident à telle adresse, à telle porte. Quand ils sortent, ils ne savent pas combien de temps qu'il a vécu ici. Ils savent pas. Alors, cette pièce-là, on sort par derrière, par le jardin.
Et cette pièce qu'on voit derrière nous est très significative. Je pense qu'on pourrait même l'appeler la route des anges, si on veut. Mais en fait, c'est l'eau, la terre, les arbres et le ciel. Tout est là pour prendre son envol avec le meilleur des souvenirs de la Maison Adhémar, bien sûr. Vous n'êtes pas seulement à la recherche d'argent, de dons, mais aussi de bénévoles pour venir aider ces gens en fin de vie. Bien, les bénévoles qui s'occupent de l'entretien, chacune des chambres, laver les lits, laver les patients aussi, ça prend beaucoup de sensibilité, mais d'aplomb aussi en même temps. Comment décrirez-vous justement le travail des bénévoles et des employés ici à la Maison Adhémar-Dion? C'est des anges. C'est des anges parce que je pense qu'ils les transportent avec eux. Ils font connaissance avec eux. Ils communient avec eux. Ils sont là au petit déjeuner, au dîner, au souper, à l'heure du bain. Ils sont là tout le temps. Ils peuvent même les appeler par leur prénom. Ils sont presque devenus un membre de la famille. Puis j'ai entendu une belle phrase un jour. Il dit « On vient pas mourir ici. Vient naître des anges parce qu'on est soigné par des anges. » Claudette, quand elle rentre dans la maison, là, on dirait qu'il y a un gros soleil qui rentre, qui se met au-dessus de la maison, puis elle va voir tout le monde, premièrement. Elle est très humaine, elle va voir tout le monde, que ce soit secrétaire, entretien ménager, les résidents, les familles, le chien, elle va voir n'importe qui. Elle dit bonjour, merci de votre implication. Elle est vraiment très attachée à la maison, puis à la porte de la joie, là, c'est... On va dire qu'il mouille, là, il y a un soleil pareil parce que Claudette est dans la maison. C'est une grande dame. Vraiment, vraiment très sympathique, très humaine. Oh boy, c'est une vraie grande dame. Quand elle vient ici, les gens veulent la voir. Elle va voir les résidents veulent la voir. Donc, elle est chez elle, hein? C'est sa maison. Moi, je suis ici depuis à peu près le début, fait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu un mariage, plusieurs mariages ici, fait qu'on a eu plusieurs émotions en même temps qui se sont chamboulées. Ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Une personne qui m'est arrivée puis qui m'a dit « Wow, je suis au vestibule du paradis ici. » C'était vraiment beau. Je voudrais que tout le monde ait ce privilège de vivre avec son père ou avec sa mère ou avec son enfant ou sa grand-mère, peu importe l'être aimé, ce privilège-là d'être proche d'eux et d'être capable d'être dans le secret et d'être capable d'être proche pour bien comprendre puis de tout donner l'amour possible à celui qui va mieux partir sereinement et heureux. Claudette, ce que je trouve vraiment fascinant dans le reportage qu'on vient de voir, c'est que vous êtes tellement une femme qui a amené de la bonne humeur partout et on parle de mort et vous êtes capable de nous donner du positivisme là, par rapport à ça. C'est fascinant. Bien, ça s'apprivoise parce que je n'étais pas capable d'y entrer. Je n'étais pas capable de les côtoyer au début. Puis je me disais, ça sert à quoi d'abord? Ça sert à quoi d'être là si tu n'es pas en mesure de donner quelque chose? Alors, j'ai pleuré beaucoup à l'extérieur de la porte. Quand je suis entrée aussi. Mais je voulais pas me dévoiler cette faiblesse-là à tout le monde. Puis après ça, je me suis dit, bien, je vais le faire au nom de mon père. Parce que quand mon père il a annoncé qu'il avait un cancer, je partais pour l'Europe. J'ai eu cette chance d'aller faire l'Olympia de Paris un jour. J'avais tellement hâte de revenir pour lui raconter ça. Toute mon expérience, mais me dit, je veux te dire quelque chose avant que tu partes, mais je veux pas que tu pleures. J'ai dit, OK. On savait qu'il filait pas, il avait mal une hanche. C'était pas vital, c'était pas dramatique. Et j'ai pas pleuré parce qu'il me l'a demandé. Puis je voulais être forte pour lui. Puis j'ai entendu une femme un jour qui m'a dit, quand mon mari est rentré, je suis allée le reconduire jusqu'à sa chambre. Elle dit, je pleurais comme une madeleine. Puis il me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai de la peine. Elle dit, écoute, j'ai surtout pas besoin de ça en ce moment. Je comprends, mais j'ai pas besoin de ça. Elle dit, je suis allée pleurer chez nous. J'ai compris. Puis quand je suis retournée, j'ai été forte pour lui. Et c'est un peu ce que je fais. Et c'est un peu ce que mon père m'a demandé.
Puis il y avait une autre phrase pour les autres membres de ma famille, mais à moi particulièrement, qui sait que je suis sensible, puis j'étais un petit peu broyarde, il faut le dire. Puis il me dit, je veux pas que tu pleures. Alors ça, c'était sa recommandation. Si c'est ça qu'il a besoin, au moment où lui est attristé, puis qu'on vient de lui annoncer que c'est terminé, bien, il faut essayer d'être fort, il faut essayer d'offrir à l'autre le meilleur de toi-même. Alors ça s'apprend. Je l'ai appris. Quand vous visitez les patients, est-ce que vous avez l'impression de revivre un peu ce moment-là avec votre père? Bien, quand je suis entrée, c'est ça. Je me dis, je pourrais pas passer à travers. Revivre ça, c'est pas possible, c'est trop douloureux. Ça fait combien de temps? Écoute, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans. On n'oublie jamais. On se console jamais parce que c'est viscéral, hein? C'est dans le cœur. C'est pas juste dans la tête, tes souvenirs, là. Tes souvenirs sont au creux de toi. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. T'oublies jamais et tu guéris jamais. Mais ça s'apprivoise, ça se modère et tout ce courage doit servir à quelque chose aussi. De les aider, eux. C'est eux qui partent, c'est pas toi. Alors, il faut que tu te mettes dans la peau de l'autre puis que tu prennes ton courage à 2 mains puis leur dire, bien, je serai là pour toi. Dis-moi quels sont tes besoins. Alors, ça s'apprivoise, je te dis que ça s'apprend. Vraiment, vraiment. Quand on pense au centre de soins palliatifs, on pense, bon, ce sont des personnes âgées souvent qui vont pour décéder, mais non, il y a des jeunes aussi. Et vous avez même une anecdote à nous raconter par rapport à ça. On dirait que le cancer est de plus en plus... Il fait des désastres partout, peu importe l'âge. Tu sais, on connaît la leucémie pour les enfants. Oui. Mais un jour, il nous arrive un jeune homme de 27 ans. Il est amoureux fou d'une belle demoiselle. Elle dit, en fait, c'est du camping ensemble, on était ados ensemble, on était allés à l'école ensemble. C'est mon amoureux. Mais quand tu arrives aux soins palliatifs, tu sais que c'est une fin de vie. Et c'est les 3 derniers mois de vie. Et je me dis, ça se fait pas, il va mourir, là. Puis il devait se marier durant l'été. Il l'avait demandé en mariage, puis il avait dit oui. Alors, comme il est sorti de l'hôpital puis qu'il n'y a plus d'espoir, il arrive aux soins palliatifs. Je peux te dire que tout le personnel pleurait. Tu sais, à un moment donné, tu te questionnes puis tu doutes aussi, là. Mais quand tu les vois si heureux d'être encore ensemble, de se supporter mutuellement, et le mariage s'est fait à la maison palliatif, à Desmordiens, est arrivé avec sa belle robe blanche, avec sa petite couronne de fleurs puis son petit voile. Lui aussi, il était en blanc dans son fauteuil roulant. Il se tenait la main, la famille était tout autour. « Tu veux-tu m'épouser? » Elle a dit oui, là, tellement sûre d'elle. Là. Ça a été vraiment très, très, très intense. On se permet, en fin de vie, tout ce qui est possible pour qu'il soit le plus heureux possible, pour partir comme un ange, comme on disait dans le reportage. Vous mentionnez dans le topo que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles. Et ce que je trouve intéressant, c'est vous n'êtes pas seulement à la recherche de bénévoles pour parler aux gens qui sont en soins palliatifs. On peut faire du jardinage. Ça, on n'est pas confortable avec la mort parce que, bon, on a tous des personnalités différentes, on a tous des caractères différents. On deal avec la mort tous d'une façon différente. Alors, on peut faire du jardinage, on peut faire à manger. On n'est pas obligé simplement de parler avec les patients. On peut faire autre chose qui va aider la maison à fonctionner. Tout à fait. Et il y a des gens qui font le ménage aussi, puis ils veulent pas trop approcher si on respecte ça. Puis quand ils viennent donner leur nom puis pour être bénévoles, on leur demande ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient, dans quoi ils sont bons. Hey, ça peut être pour décorer le salon familial ou apporter des poupées pour les enfants, ou peu importe ce qu'ils aimeraient faire. Et il y a des fois, c'est 3 heures dans une journée. Ils arrivent à 9 h le matin pour dîner, ils s'en retournent. Ils sont venus donner le meilleur d'eux-mêmes pendant 3 heures, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. C'est pas grave. Et si on est un artiste, par exemple, vous avez une anecdote à nous raconter avec Mario Pelcha. Oh my God! Ça, écoute, il y a la famille d'une dame qui vient de Roberval, Lac-Saint-Jean, dans ces coins-là. Et on sait que Mario Pelcha, c'est un petit gars du lac aussi. Donc, sa famille vient me demander, ma mère, elle aimerait ça vous voir, Madame Dion. J'ai dit, vous allez bien? Elle dit, oui, je vais bien. Je vais très bien. Elle dit, on est tellement bien. J'ai dit, c'est ça que je voulais entendre aussi. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour que vous soyez mieux? Y a-t-il quelque chose qui vous vient en tête? Un désir quelconque? Elle dit, j'ai tout, ma petite fille. J'ai dit, si vous pensez à quoi que ce soit, si vous avez quelque chose que vous souhaiteriez, ben, dis-là, si tu m'amenais Mario Pelcha, je dirais pas non. Je dis, écoutez, on sait jamais. Je vous le souhaite, chère madame. Puis un petit bisou, puis un petit câlin, puis je repars. Moi, j'appelle.
Mario. Mario, c'est Claudette. C'est qui a ma belle Claudette? J'écoute, je suis à la maison à Desmardillons. Puis on le sait que t'as pas un délai, là. Si t'es en tournée, je vais comprendre. J'irai pas leur annoncer ça pour leur faire une grande déception. On va laisser ça là. Et il me dit, Claudette, pas aujourd'hui, demain, je vais être là. J'ai dit, t'es tellement fin. Mais là, je vais pas dans la chambre l'annoncer tout de suite. J'ai trop peur qu'il arrive quelque chose en cours de route et son horaire a été changé. J'ai dit, quand tu vas être à 10-15 minutes à peu près de la maison, peux-tu me rappeler, mon homme? Il dit oui, Claudette. Il me rappelle, il dit, Claudette, je suis à tel endroit, je suis au coin de la rue, je tourne. Hey, là, je pars. Je cogne à la porte. Êtes-vous prête de la belle visite, vous autres? Il dit oui. Mario s'en vient. Elle, là, toute sereine, mon beau Mario. Sa fille pleurait, son mari, évidemment. Le fils, l'iPad. Il dit, Claudette, je peux-tu filmer? Mario dit, tu peux filmer ce que tu veux. C'est ton moment, c'est ta maman, c'est le moment ou jamais. Ils ont tous filmé ça. Mon Mario, là, il la regardait, puis il dit, je vais vous chanter quelque chose. Il s'est mis à chanter. Puis il s'est mis à pleurer tellement en sanglots, là, qu'il n'était pas consolable. Puis j'étais là, présente à côté de lui, tu sais. Puis elle, là, puis elle dit, pauvre petit garçon. Mais c'est fou, hein, parce que c'est souvent les autres, les gens autour de la personne qui... C'est correct. C'est correct de pleurer aussi. Ils sont beaucoup plus émotionnels. Exactement. Puis elle est très sereine, puis elle a demandé ça, puis ça lui arrive. Elle est dans le bonheur, elle, là. Puis elle dit, Mario, sais-tu pourquoi tu pleures, cher? Parce qu'elle avait son petit accent du lac, là. Il dit, non, je sais pas. Il dit, moi, je me pense fort puis grand, là. Puis il dit, vous, si fragile, là, puis c'est moi qui pleure, là. Je m'excuse tellement, là. Elle dit, c'est parce que t'as pas chanté ma chanson. Il dit, c'est quoi votre chanson? Il s'est levé debout. Il l'a chanté avec une telle force, avec un tel courage, avec un tel talent. On connaît son talent. Écoute, c'était tellement magnifique, là. Puis elle a fermé les yeux tranquillement. Elle était fatiguée aussi parce que c'est court, ces moments-là, mais en même temps, c'est intense pour eux. Il a embrassé tout le monde, il a quitté à dormir. C'est magnifique. Comment vous pourriez décrire l'état d'esprit de la maison à Desmardillons ou dans la maison à Desmardillons? Parce que, bon, oui, il y a 12 lits, il y a 12 patients, mais c'est des gens qui partent, d'autres personnes arrivent, ils repartent. Comment vous pouvez décrire l'état d'esprit? Je te dirais que je pense qu'on a réussi à faire de cette maison-là. C'est pour ça qu'on appelle ça. C'est pas un hôpital, c'est pas un centre, c'est la maison à Desmardillons. Alors, ça ressemble à une maison de famille. Alors, on sent cette atmosphère-là qui les entoure d'amour, d'humanisme, puis de compréhension et d'écoute. Il y a de la grande tendresse partout. Tout le monde se regarde avec tellement d'empathie, avec tellement de... T'as-tu vu un tel? J'ai dit oui, je l'ai vu ce matin. Wow! Alors, c'est vraiment... On s'attache, mais on le sait que c'est pour un court temps. Et dans ce court temps-là, ce qui est magnifique, c'est qu'on a tout donné, ce qu'on pouvait. Et je pense que c'est tout l'amour, la tendresse. La maison sent ça, respire ça. C'est vraiment un état familial. Claudette, à l'émission Star à la rescousse, on a toujours un petit moment spécial. Oui. Ça s'appelle 30 secondes pour convaincre. Ce que tu fais, c'est que tu regardes la caméra juste là-bas et tu expliques aux gens pourquoi ils devraient faire des dons ou s'impliquer auprès de la maison à Desmardillons. D'accord? Oui. On fait ça dans 3, 2, 1, c'est parti! Moi, je pense que vous devriez donner, si c'est pas de votre temps, un peu d'argent pour que cette maison-là puisse survivre, parce que je pense que c'est le meilleur endroit au monde pour une fin de vie. Entourés de leur famille, entourés d'amour, entourés de tendresse. C'est pas possible de mourir à l'hôpital, ça se peut pas. Parce que l'espoir de guérir est encore là. Alors, s'il vous plaît, donnez généreusement, puis à la limite, venez nous voir. Merci beaucoup, Claudette. Ça me fait plaisir. Et en terminant, bon, vous vous impliquez aussi pour d'autres fondations, d'autres associations. Tout à fait. Je pense à la Fondation Maman Dion. Fondation Maman Dion qui envoie les enfants à l'école, 6 à 7 000 demandes. Quand on fait des événements pour en envoyer 2-3 000, on s'entend-tu que la moitié des enfants est encore mis de côté? C'est obligatoire, l'école. Tu peux pas dire, bien, cette année, j'ai pas d'argent, puis maman, j'ai pas mon sac d'école, j'ai pas... Il y a des frais parascolaires aussi. Ça prend des lunettes, c'est 300-400 pièces. Nous, on offre ça. C'est pas suffisant. Alors, encore une fois, on a besoin d'argent, on a besoin de votre compréhension. On peut pas... Les enfants peuvent pas être pris en otage de la maladresse des parents ou de ce qui leur arrive. Tu sais, des fois, ça dure 1 an ou 2, là. Il peut avoir arrivé un grand malheur dans vos familles. Pourquoi les enfants sont pris en otage de ça? C'est pas possible d'accepter ça. Alors, nous, on leur vient
à la rescousse encore. Merci beaucoup, Claudette. Je t'en prie. Merci beaucoup pour votre générosité. Et à la maison, si vous désirez en connaître davantage sur la Fondation Maman Dion et surtout sur la maison Adémar Dion, ce qu'on a parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à visiter les sites Internet qui sont à l'écran. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Star à la rescousse, c'est une émission de télévision qui vous permet de découvrir vos personnalités sous différentes facettes. Et l'invité qu'on reçoit aujourd'hui est un homme qui est reconnu pour ses controverses et son franc-parler, mais un petit peu moins pour son côté tendre et givré, Stéphane Gendron. Bienvenue, Stéphane, à Sœur à la rescousse. Merci. Merci d'être des nôtres. Écoute, Stéphane, on voit dans les médias, bon, t'es un homme qui fait beaucoup de controverses, t'es aussi quelqu'un qui a beaucoup d'opinions, mais on ne voit pas souvent dans les médias, t'es aussi un homme qui a grand cœur, tu t'impliques dans plusieurs causes, notamment tu fais du bénévolat à la maison Adémar Dion tous les mercredis après-midi. Tu vas voir des gens en soins palliatifs, mais tu t'impliques aussi auprès de ta communauté à Huntingdon, où tu as déjà été maire. Oui, trop longtemps, pendant 10 ans. Déjà là, c'est pratiquement du bénévolat. Hein. Bien, tu t'es impliqué dans plusieurs organismes, entre autres la Maison des jeunes de Huntingdon. Pourquoi que c'est une cause qui te tient autant à cœur? Bien, parce qu'au début du mandat, évidemment, j'avais été très tagué anti-jeune. Hein? Le couvre-feu, toutes ces niaiseries-là. D'ailleurs, le couvre-feu que je regrette, ça a été une bêtise complètement ridicule qui n'a rien donné sauf brasser un débat. Et... il fallait faire de quoi pour les jeunes et on a décidé de relancer la Maison des jeunes qui était complètement moribonde. Quand je suis arrivé maire, là, c'était... La Maison des jeunes, c'était plus un bésodrome de drogue qu'autre chose. Là. Je le dis bien candidement. Là, on ramassait des matelas partout, les murs étaient défoncés. C'était du n'importe quoi. N'importe quoi. Et pour toi, c'est quoi l'importance d'avoir une maison des jeunes à Huntingdon? Bien, une vraie maison des jeunes, comme on l'a organisée. Évidemment, c'est pas un organisme de la ville. Hein? C'est un OSBL qui est en périphérie de la ville. Et nous, ce qu'on a fait, puis j'y croyais fermement, c'était de mettre des conditions gagnantes pour qu'elle se développe. Donc, à un moment donné, on a acheté des bâtiments suite à la fermeture des usines. Et moi, mon rêve, c'était d'avoir la plus grosse maison de jeunes au Québec. Qui s'est réalisé, en fait. Oui, effectivement, ça s'est fait. D'ailleurs, on a pris une partie du siège social de Klein & Tinker, qui était une grosse compagnie de textile qu'on avait rachetée à la fermeture, et on a divisé ça en deux. Alors, la première partie, on se fait une bibliothèque municipale. 60 000 volumes qu'on a amené, une bibliothèque privée. On a dit, voici vos locaux. Pour les jeunes? Oui, bien, pour tout le monde, pour tous les âges qui existaient déjà. Là. Et on a dit, bien, l'autre partie, 10-15 000 pieds carrés, ça sera la maison des jeunes. Puis évidemment, on a aidé là-dedans, puis on a donné des crédits de taxes, des subventions. On a facilité les choses. Vous avez restructuré la Maison des jeunes pendant que tu étais maire à l'époque, c'est bien? C'est exact? Oui, parce que ça allait très mal. Quand je suis arrivé, la Maison des jeunes était pratiquement en tutelle par le CLSC et l'Agence des services sociaux. Comment vous l'avez restructuré? Bien, il y a un administrateur qui a été nommé par le CLSC, François Dupuis, pour ne pas le nommer, qui, lui, a veillé au grain pendant cette période de transition-là. Puis c'est tellement drôle. À un moment donné, je vous raconte ça, une anecdote. Oui. François est assis dans mon bureau, puis moi, je suis assis en face, puis on avait inversé les rôles. Alors, lui, il était dans le siège du boss, puis moi, j'étais dans le siège du citoyen. Puis là, on jasait de la Maison des jeunes, puis là, François, il dit, tu sais-tu quoi? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il dit, je pense que ta blonde, elle serait bonne là-dedans, en parlant de ma conjointe. Oui. Bien là, je dis, c'était un peu délicat, tu sais, parce que ma conjointe était dans la petite enfance, puis elle a toujours œuvré dans le communautaire, dans ces affaires-là. Mais pas à Huntingdon, tu vois, ailleurs. Puis c'est de même que l'idée est venue, puis elle a postulé sur le poste, puis elle a été engagée comme directrice, mais moi, j'avais rien à voir là-dedans parce que la ville est complètement séparée, tu sais. On n'a même pas un siège au conseil d'administration. Mais je pense que Nathalie a fait du bon travail. Oui. Exceptionnel.
Oui, et qu'est-ce qui a changé à la Maison des jeunes de Huntingdon? Quelles sont les activités que vous proposez? Bien là, maintenant, c'est devenu, avec la nouvelle direction, plus un carrefour d'appui aux jeunes. Appui dans tous les sens du mot. Le midi, ils peuvent aller manger là. Quand ils se font expulser de l'école secondaire anglophone ou francophone, là, peu importe, là, bien, ils peuvent avoir un endroit de répit alternatif à aller dans une salle pas de fenêtre à l'école ou à renvoyer chez eux. Tu sais, il y a du suivi pédagogique qui se fait. Il y a des travailleurs communautaires qui font du dépistage, du soutien, de l'aide. Admettons, la fille tombe enceinte, elle veut aller se faire avorter, on va l'aider. On va l'aider dans ses choix personnels, de la drogue, le soutien à la toxicomanie, c'est épouvantable. Là, maintenant, actuellement, c'est la drogue chimique qui fait beaucoup, beaucoup de ravages. Là. Le pot, là, c'est déjà rendu passé date. Là. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de problèmes sociaux à Huntingdon et la Maison des jeunes est là pour tenter de contrôler ça. Oui, vraiment, la Maison des jeunes s'est rendue un pilier fondamental. Il y en a des organismes, tu as le CLSC, tu as l'aide à la famille, tu as la Maison des jeunes, tu as vraiment du soutien en santé mentale. On a beaucoup d'organismes. Puis la Maison des jeunes est devenue un incontournable pour tous les problèmes de la jeunesse de 12 à 18 ans. Pauvreté, abus sexuels, inceste, c'est pas tout du négatif. Là, on fait des sorties l'été, on va faire des voyages découvertes du Québec un peu partout, on part en randonnée, le défi Pierre Lavoie. Il y a plein de choses qu'on fait positives aussi, mais il y a beaucoup d'interventions d'urgence qu'il faut faire parce que Huntingdon, dans le Haut-Saint-Laurent, c'est l'endroit le plus pauvre de tout ce que tu peux imaginer dans la grande région de Montréal. Il y a même un organisme à Huntingdon qui montre aux familles comment cuisiner. C'est grave, là, dans le sens que ces gens-là sont démunis. Alors, taux d'obésité épouvantable, surpoids, il y en a partout. Il y a beaucoup. Juste pour vous donner une idée, l'école anglophone à côté de l'hôtel de ville où j'ai été pendant 10 ans, là, le taux de dents cariées chez les jeunes, 70 presque. 70 des enfants ont les dents pourrites ou cariées. Parce qu'ils vont pas non plus chez le dentiste parce qu'ils sont trop pauvres. Ben non, puis ils mangent tout croche, ils mangent du sucre. C'est bien plus facile de mettre du sucre dans une assiette que de cuisiner de quoi. Est-ce que tu penses que les problèmes des jeunes à Huntingdon représentent les problèmes des jeunes partout dans les régions du Québec? Oui, de plus en plus, oui. Oui, c'est sûr qu'on est très pauvres. Là. Il y a 2 MRC très pauvres au Québec, une en Gaspésie puis chez nous. Mais plus on s'éloigne des grands centres, le monde est moins mobile. On n'a même pas d'autobus chez nous. Admettons, là, moi, je reste à Dundee. Je donne l'exemple, qui est dans la MRC, chez moi. Eh bien, c'est quand même 30 minutes de Huntingdon. Là. Le territoire, c'est 3 fois grand comme l'île de Montréal. Juste chez nous. Alors, comment tu fais pour te déplacer? Alors, tu restes effoiré, puis tu regardes la télévision, puis tu manges des chips. Tu sais, tu peux pas socialiser. Les gens sont isolés. C'est à peu près les conditions d'une réserve amérindienne, à peu près. Toi, tu as déjà été maire d'Huntingdon. Ça te touche particulièrement. Est-ce que, depuis la restructuration, est-ce que tu as vu un impact sur la communauté à Huntingdon? Oui. Puis ça s'est fait en même temps qu'on a acheté les usines. Alors, tu sais, il y avait des... Moi, ce que je disais là, dans ma politique, c'est plus on va avoir d'organismes communautaires, mieux ça va aller. La Maison des jeunes est un exemple. Puis, à chaque fois, j'essayais d'aller voler des organismes communautaires à Valleyfield ou dans d'autres villes pour dire « Venez-vous à Huntingdon ». J'ai amené, je vais vous donner un exemple, une résidence pour femmes victimes de violences, des femmes battues, qui étaient dans une autre municipalité, parce que je savais qu'il y avait une problématique chez nous. J'ai essayé d'en attirer le plus. Je leur donnais des crédits de taxes, des subventions, des loyers gratuits. Et quand les usines ont fermé, c'est quand même 850 jobs qui disparaissent dans une communauté d'un coup sec. Là, on a commencé à tout acheter les usines. Moi, j'ai tout acheté, les 7 usines au complet. Ville ou toi, personnellement? La ville. Quand je parle de moi, c'est maire. Et puis, on a tout restructuré l'économie, on a diversifié, on a divisé ça, des condos industriels, des entreprises. On a créé peut-être 400-500 jobs au total, ce qui est la moitié de ce qu'on avait perdu, mais quand même. Puis là, la roue a commencé à repartir. Alors là, ça prenait des organismes communautaires aussi pour faire le suivi de tout ça, comment dire. Alors, moi, je suis content de ça. Stéphane, on est allé voir la Maison des jeunes. Tu étais là avec ta conjointe qui est directrice là-bas. On regarde ça tout de suite.
Stéphane, peux-tu nous parler de la mission de la Maison des jeunes d'Huntingdon? Bien, la Maison des jeunes, ça a commencé il y a longtemps, dans une époque immémoriale, là, avant même que j'arrive dans la région. Mais la mission qui s'est développée au fil des années, c'est d'offrir une présence pour les jeunes, mais aussi un soutien à tous les niveaux. Et notre objectif, c'est de les rendre des citoyens responsables, critiques et engagés. C'est devenu comme un refuge pour ces jeunes-là qui veulent parfois venir chercher de l'aide à tous les niveaux. Pensez-y, si la Maison des jeunes n'existait pas, je pense qu'il y aurait un gros vide. Est-ce que tu peux nous montrer un peu la Maison des jeunes? Oui, alors, bon, ici, c'est l'ancien siège social de la Klein & Tinker. Donc avant, moi, quand je suis rentré ici à l'époque, c'était des bureaux. C'est une des plus grandes maisons de jeunes du Québec en termes de superficie. C'est incroyable comme setup, là, tout ce qu'on a pu faire ensemble. Ça, c'est une grande murale qui avait été faite en collaboration avec la Sûreté du Québec, puis les jeunes, ça a fait le tour de la région. Tu sais, les habitudes, tu sais, puis c'est en même temps une approche de prévention, les problèmes de consommation, drogue, alcool et tout ça. Quand un élève était suspendu, bien, on l'envoyait dans un local pas de fenêtre ou on l'envoyait chez eux. Mais là, maintenant, la Maison des jeunes a pris le relais de ça. Alors, au lieu de l'envoyer dans la rue, il vient ici. Moi, j'ai un intervenant jeunesse. Il fait ses devoirs, mais aussi, il y a des interventions psychosociales. Donc, on travaille sur la cause et les raisons pour lesquelles il n'est pas capable d'être scolarisé à ce niveau-là. Ça a apporté beaucoup. Puis, si tu parles au corps policier, ils vont te le dire aussi. La Sûreté du Québec est très heureuse de l'intervention qu'on fait. Le CLSC, la même chose. Ça a apporté un baume un peu sur une espèce de misère qu'on a dans un milieu pauvre en région. C'est dur de te suivre, Stéphane. Le 13 décembre 2004, j'avais été convoqué par le président-directeur général de la Klein, qui embauchait quand même 800 personnes dans la région. Et j'étais assis juste là, drette là, quand on m'a annoncé que ça fermait. C'est rare qu'une maison de jeunes a des gymnases, là. Mais ici, c'est une ancienne salle des machines du temps où c'était une usine de textile et ça a été converti en gymnase pour les jeunes. Mais là, actuellement, c'est la vente de garage. Alors, vous voyez tout ce qui va être à vendre au cours de la prochaine semaine. Tout ça pour essayer de ramasser de l'argent, là. Ici, ça vient d'Angleterre, hein? C'est beau. Une belle... Très fancy. Mais en tout cas, je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui. J'ai pris mes médicaments. La ville d'Huntingdon ne donne même pas une scène à la Maison des jeunes. Alors, ils reçoivent une subvention des services sociaux de Québec, puis ils font des levées de fonds, puis ils tirent le diable par la queue, mais ils s'en sortent très bien. Comment trouvez-vous l'implication de Stéphane auprès de la Maison des jeunes? C'est sûr que lorsqu'il était maire, il y avait une plus grande implication. Maintenant, avec son horaire, il s'implique quand il a le temps de venir nous aider, mais son implication était très importante au moment où on développait des nouveaux projets ici à la Maison des jeunes. Et je pense que quand M. Gendron était maire, il a même donné une partie de son salaire de maire ici à la maison. Oui, parce qu'à l'époque, on l'a sollicité parce qu'on avait un bailleur de fonds qui nous aidait à organiser notre camp pour les adolescents pour l'été et on n'avait plus d'argent à ce moment-là. Donc, on devait annuler le projet. Et quand je lui en ai parlé, il a dit, bien, écoute, moi, ça me fait plaisir, je te donne 100 % de mon salaire pour qu'on puisse continuer à donner ce service-là aux jeunes de la communauté. Moi, je marche un peu comme ça. On me parle d'un problème, ben, il faut régler le problème. Alors, je n'ai pas vraiment pensé pourquoi, là. C'était pour régler le problème. Alors, on l'a réglé. Ah oui? Ça a réglé le problème, le salaire de M. Gendron? Mais ça nous a permis, au moins pour cet été-là, de pouvoir offrir un camp, parce que nous, ici, on ne charge pas aux jeunes. Donc, ça nous a permis de maintenir le service auprès des jeunes et de nous permettre de voyager avec eux. Oui, puis tu sais, quand tu as des... C'est une question de principe. Là. Tu commences pas à analyser... le salaire de maire, c'est à peu près 12 000 par année. Là. Alors, je l'ai donné, puis j'ai aucun regret. Vous
Vous avez un programme que vous adorez, mais malheureusement, il est en péril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? C'est le manque de financement, c'est l'abolition de certaines institutions qui fait qu'on n'aura pas le financement pour l'automne prochain. Donc, on travaille depuis des mois. On a fait une vidéo avec des jeunes qui présentent ce programme-là afin de pouvoir le financer pour maintenir un service de qualité auprès des jeunes de notre communauté pour qu'il y ait au moins accès à un premier diplôme sur notre territoire. On fait des miracles avec pas grand-chose. Et actuellement, de mémoire, je pense qu'ils n'ont même pas 100 000 de budget récurrent annuellement pour assurer le local, assurer les salaires du staff, faire des projets et tout ça. Je suis vraiment fière de travailler à la Maison des jeunes. Je suis fière de pouvoir moi-même voir l'effet qu'on a sur les jeunes, l'effet qu'on a sur notre communauté. Je pense à une jeune en particulier qui fréquentait la Maison des jeunes depuis qu'elle avait 12 ans, puis maintenant qu'elle a 19 ans, puis qu'elle a un appartement tout seul, et puis qu'elle travaille, puis des choses que chez elle, c'est pas ses parents qui ont appris ça, c'est pas ses parents qui ont appris comment manger, faire de la nourriture, faire tout. C'est quelque chose dont on est très fiers. C'est comme des parents un peu autoritaires plus que ma mère, mais c'est comme des parents, puis ils sont là, puis tu sens qu'ils t'aiment vraiment. Ils m'ont aidé dans chaque cheminement, chaque étape de ma vie jusqu'à ici. Puis je suis fière d'avoir ma Maison des jeunes. Ça a été probablement le plus beau projet ici, de la mairie parce que, bon, on transformait un ancien siège social d'une entreprise qui a fait vivre la communauté, puis on la redonnait à la communauté, mais pour les jeunes. Très beau reportage, Stéphane, Oui. spécialement Jenny. Je trouve que son témoignage m'a tellement touchée. Est-ce que tu as suivi son évolution à la Maison des jeunes? Elle a énormément changé dans le sens intéressant. Là. Elle revient de loin. On voit que ça a eu vraiment un impact sur sa vie. Oui. Ah, oui. Puis quand elle en parle dans le reportage, là, on voit ses yeux qui s'illuminent. C'est un beau cas. On voit aussi que ta conjointe, Nathalie, est très passionnée par la Maison des jeunes. Très jolie aussi, en passant. Félicitations. Mais très maternelle. Moi, Oui. je peux pas vous dire le nombre de samedis soirs qu'on a passé dans nos préliminaires à parler, préliminaires à de longues discussions Oui. sur les jeunes que j'ai sauvés cette semaine. Bien, tant mieux. Hein? Tu sais, Oui. si ça peut aider Oui, les oui. jeunes de Huntington. Oui. Tu parlais tantôt des problèmes oui. sociaux. Ça veut dire que ça a vraiment un impact, ça fonctionne. C'est clair, ma vie de couple a été mise à contribution. La Maison des jeunes a besoin de financement. On a Oui. vu aussi dans le reportage qu'il y a eu une vente de garage. Est-ce que Oui. ça a fonctionné, cette vente-là? Oui, c'est sûr que ça fonctionne, mais à un moment donné, ils ont même fait des collectes de scènes noires dans la ville, des postes de péage. Il y a n'importe quoi là, qui est une raison de faire du financement. Tous les organismes communautaires sont pauvres, par OK. définition, Oui. alors ça finit jamais. Mais c'est très difficile parce que le gouvernement est en train de restructurer sa façon d'intervenir sur le terrain, veut se débarrasser des gros organismes, tu sais, comme la Conférence régionale des élus, le Forum jeunesse, toutes ces niaiseries-là. Et il veut aller directement aux organismes sur le terrain. C'est très bon, mais il faut que l'argent vienne. Tu comprends-tu? Les problèmes sont là pareil. Alors, il faut que le gouvernement mette plus d'argent. Est-ce que vous avez seulement besoin d'argent, mais vous avez besoin peut-être aussi de bénévoles à la maison? Oui, de bénévolat, d'implication, les sorties, les fins de semaine. Mais bon, tu sais, c'est quoi le bénévolat? C'est le syndrome TLM. Toujours les mêmes. Oui. C'est tout le temps les mêmes. Tout le temps les mêmes. Et bon, on voit aussi dans le reportage que tu as donné ton salaire de mère une année. Bon, là, j'ai une Bon, petite une année et question. demie, Une année et demie. ouais. J'ai une petite question indiscrète pour toi. Oui. Est-ce que ça arrive souvent que des maires de ville donnent leur salaire comme ça à des organismes? Bien, il y a eu des cas dans le passé. Le maire Bourque, à Montréal, a donné son salaire à une fondation pour les jeunes. Serge Marcil, ancien député libéral par chez nous au fédéral, a donné aussi son salaire quand il a été réélu parce qu'il était revenu en politique. Pour les jeunes, oui, il y en a qui font ça. Tu t'impliques beaucoup dans ta ville parce que tu as été maire là-bas Oui. quand même pendant 10 ans. combien d'années? 10 ans? 3 mandats, 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui te touchent particulièrement à Huntington? Bien, il y a le Centre de ressources familiales qui est un autre... Tu sais, on aurait pu faire plein de topos, là. Il y a Maison des jeunes, mais il y en a d'autres. Le Centre de ressources familiales du Haut-de-Saint-Laurent, comme je vous disais tout à l'heure, ils viennent en aide aux parents. Tu sais, il n'y a pas juste à aider les jeunes, mais il y a aussi Oui. les parents démunis. Qui éduquent les Oui, jeunes. Exact. Et puis, il faut même éduquer les parents. Alors, tu vois, ça, c'est un organisme qui fait un travail merveilleux et résidentiel qui héberge des femmes battues avec leurs enfants. Ça,
je me suis tellement démené là, que ma lettre de démission était sur la table si le conseil municipal refusait d'amener cet organisme-là à Huntingdon. Ah oui. Ah oui. Ah oui, les conseillers étaient contre parce qu'ils disaient les criminels vont venir tuer leurs femmes et la valeur de nos maisons va baisser si on a une résidence pour femmes battues. Alors, j'étais pogné avec une gang de wabos, d'idiots. Alors, j'ai dit, moi, je démissionne si ce projet-là passe pas. Il a passé. Dans le reportage, tu parles que les policiers de la Sûreté du Québec étaient très contents, justement, d'avoir une maison des jeunes. Oui. Tu as amené d'autres organismes sociaux à Huntingdon pendant que tu étais maire. Est-ce que, justement, les policiers, est-ce qu'ils ont vu sur le terrain un grand changement? Oui, puis il y a une grande proximité. Puis maintenant, quand la police va à Arthur Pigeon, l'école secondaire francophone, bien, tu sais, il n'y a pas personne qui est démonté de ça. Il y a un responsable, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de sensibilisation, de la formation. Tu sais, au lieu de dire « fumez pas de la drogue », les policiers viennent dire « bien, si vous consommez de la drogue en conduisant, mettez telle lunette, puis voyez ce qui va arriver. » Là, les jeunes disent « ah ouais, c'est... » Il y a une approche de concertation. Oui, c'est ça, positive, qu'on n'avait pas avant. Avant, c'était plus l'approche chat défensive, puis toi, t'es un bœuf. Alors que là, maintenant, ça a changé. Il y a une espèce d'amitié là, qui se crée. Stéphane, tu t'impliques beaucoup dans certaines causes. Là, on a pour toi, à l'émission Star à la rescousse, un 30 secondes pour convaincre. Oui. Le 30 secondes pour convaincre, c'est que tu vas regarder cette caméra là-bas. Okay? Oui. Tu vas regarder la caméra et tu vas essayer de convaincre les gens de soit s'impliquer dans l'association pour laquelle tu t'impliques toi personnellement ou de donner des dons. Tu as 30 secondes, on va faire ça au chrono. Et je te donne un 5, 4, 3, 2, 1, vas-y. Bon, écoutez, moi, personnellement, l'implication financière, oui, c'est important. Les organismes communautaires sont toujours pauvres, dont la Maison des jeunes d'Huntingdon. C'est important de donner. Mais personnellement, moi, je pense que c'est au gouvernement à prendre cette responsabilité financière-là. C'est le nerf de la guerre sur le terrain. Et s'il y a une place où vous pouvez faire la différence, c'est vraiment l'implication par le bénévolat, prendre du temps, ne serait-ce qu'une fois, 2 fois, de temps en temps, prendre des nouvelles, aller aider. Et ça va vous apporter plus à vous qu'à l'organisme auquel vous allez le faire. C'est bête à dire, mais c'est ça. Moi, je m'implique en premier lieu parce que ça m'apporte à moi. Oui, parce que tu apprends des choses soit sur la vie ou tout simplement... Ça peut être simplement pour apprendre une profession ou à découvrir autre chose. Ah non, mais même, moi, tu sais, les gens disent « Ah ouais, mais tu t'impliques pour aider le monde. Quel beau sentiment. » Non, non, oui, il faut aider du monde, mais moi, si je m'implique, c'est que je vais aller chercher de quoi là-dedans qui va, j'espère, me rendre meilleur. Et tu as participé à des activités de la Maison des jeunes? Oui, oui, on a fait... je me souviens, j'ai assisté à une soirée africaine. C'était bien parce que, bon, ça rouvre aussi les horizons. Là. Oui. Fait qu'on avait des gens du Mali qui étaient débarqués, puis on avait fait de la danse traditionnelle. As-tu dansé avec eux? Oui. Mais il n'y a pas de traces cinématographiques de ça. Et c'est déjà tout. Merci beaucoup, Stéphane. Bien, ça m'a fait plaisir. Merci bien. Une petite question pour terminer. Bon, tu t'impliques toujours à ta communauté, malgré que tu n'es plus maire. Aurais-tu des conseils à donner justement à la communauté d'Huntingdon pour améliorer leurs conditions? Moi, j'ai juste une chose à dire. Si Huntingdon veut vraiment survivre, comme d'autres villes en région, d'autres villes-centres, il faut vraiment sortir des sentiers battus puis casser le moule. Casser le moule. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu peux plus dire « ça a toujours été comme ça, on a toujours fait ça de même, puis c'est ça qui est ça. Hein? C'est ça qui est ça. C'est fini, ça. » Tu casses le moule, puis il faut que tu prennes des risques. Moi, j'ai pris des risques pendant 10 ans, là. Puis la ville est riche aujourd'hui financièrement. Là. Alors, si tu veux survivre, il faut que tu prennes des risques. Il faut que tu casses le moule. Bien, merci beaucoup, Stéphane, d'avoir été des nôtres. Si vous désirez avoir plus d'informations concernant la Maison des jeunes de Huntingdon, n'hésitez pas à visiter le site web dont l'adresse est en bas de l'écran. Et sur ce, bien, je vous dis à bientôt. Bye!
Bonjour, mon nom est Katie Antoine, Lady Special K, et bienvenue à Entrevue Lounge Urbain. Aujourd'hui, on reçoit un auteur, compositeur et homme orchestre qui s'appelle Pascal Dufour. Comment vas-tu, Pascal? Ça va bien. Ça va bien, et toi? Bien, ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation ici à Espace Urbain Montréal, mon atelier boutique. C'est beau. Merci Très beau, beaucoup. ouais. Écoute, Pascal, j'ai eu envie de t'inviter parce qu'on se croise de temps à autre dans plusieurs événements. Puis on a comme eu un coup de foudre énergétique, je trouve. Ouais. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. En fait, j'ai hâte que tu fasses des T-shirts. Je trouve que j'aime ton art, en fait. Bien, c'est ça, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors d'un de mes vernissages. Oui. Et le concept de cette émission, c'est vraiment un échange artistique où je reçois des gens sur lesquels j'ai eu des coups de foudre énergétiques comme ça, puis qui sont aussi des artistes pour les gâter un peu à ma façon, puis aussi échanger une conversation un petit peu plus profonde. On te connaît pour ta participation avec Les Respectables. Oui. Vous avez gagné des trophées, faites le Centre Bell. Tu signes une de mes chansons préférées, Amalgame. Ah ouais? Ah oui, vraiment, là, je l'ai chantée plein de fois. Là. Mais en ce moment, depuis quelques années, tu as une carrière solo. Je te vois, t'es là dans ma ruelle. Oh, tu flottes comme un souvenir, ma belle. J'ai remarqué qu'avec Les Respectables, le rythme était un petit peu plus effréné, c'était vite, c'était fort. Puis quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de prendre ton temps. Est-ce que je me trompe? T'es dans le mille, en fait. C'est un peu ça qui s'est passé. J'avais envie de faire quelque chose qui était plus... justement, de plus vivre le moment. Là, J'étais dans un rythme de vie depuis 17 ans qui était plus le mien, en fait. Puis j'ai commencé à écrire des chansons, puis je voyais que les chansons allaient pas pour Les Respectables, en fait. Je trouvais que ça fitait pas avec ce qu'on faisait comme musique à l'époque, tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi moi je les chanterais pas? Puis j'avais le goût d'avoir un côté plus social aussi dans mes textes, moins la décadence. Tu sais, je veux pas dénigrer la chanson, mais tu sais, moins ce côté-là. Non, dénigre-la pas, là. Moi, je l'aime, celle-là aussi. Mais ça a fait son temps. Ça a fait son temps, c'est ça que tu essaies de dire? Oui, pour moi, où est-ce que je t'ai rendu, ouais. Étranger, je ne suis qu'un étranger. J'avais le goût d'explorer un autre type d'art qui était plus personnel à moi. J'écrivais plus pour moi et non pour d'autres. En fait. Quand je t'écoute, on dirait que tu as envie de chanter pour chacun de tes fans, un à un. C'est bien dit, oui. En fait, souvent, tu es inspiré par les gens que tu rencontres. Puis justement, tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais. Mettons un exemple, un soir, quelqu'un va te dire moi, il se passe ça dans ma vie. Puis veut pas, tu l'absorbes. Puis ils vont dire une phrase. Comme je prends l'exemple, mettons, le premier album solo, c'est « Ici, le temps nous appartient », le titre du premier album. Puis la phrase que j'étais assis avec quelqu'un, on était en train d'admirer un coucher de soleil au Costa Rica. Puis c'était un super beau moment. Puis je sais pas, avec mon espèce d'esprit un peu stressé nord-américain, j'appréciais pas le moment, tu sais, je vivais pas. Puis il y a une personne à côté, un costaricien, qui m'a tapé sur l'épaule, une costaricienne, puis qui m'a dit « Relax, here we own the time. Ici, le temps nous appartient. » Puis j'avais rien dit, là. C'est juste elle qui a senti comment j'étais, puis qui m'a dit cette phrase-là. Puis je me suis inspiré de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre. Puis souvent, il y a des gens qui vont nous dire une phrase qu'on va faire « Ah, ça pourrait être... » Tu sais, si on garde les antennes allumées, en fait, ça peut être très inspirant. Tu chantes depuis... je pense que tu chantes depuis que tu respires. Tu le dis, hein? Oui, en fait. Que chanter fait partie de ton identité. Oui, puis en fait, dans Les Respects, aussi, ce qui s'est passé, c'est que je chantais pas comme chanteur. Puis je me suis rendu compte que ça m'a manqué, ça, en fait. Trop d'étoiles se sont éteintes pour moi. Trop d'étoiles se sont éteintes. J'ai commencé jeune à chanter. T'sais, on me faisait chanter à l'église. Puis j'avais joué du violon, fait que j'avais une oreille qui était
pareil, qui était pas pire, tu sais, pour quelqu'un de mon âge, ça. Donc, ça a commencé un peu comme ça. Puis après ça, j'ai arrêté de chanter. On m'a dit, c'est pas un chanteur. Puis j'y ai cru, tu sais. Trop longtemps. Mais j'ai envie de te demander si du jour au lendemain, tu pouvais plus chanter, qu'est-ce que tu ferais? Ah, je ferais d'autres choses, en fait. J'essaie de pas m'attacher à... J'essaie de pas être attaché à trop de choses profondément. Puis j'essaie de pas trop avoir de high ni de down non plus. J'essaie d'être entre l'équanimité. J'ai vraiment accroché sur les titres de tes 3 derniers albums. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Citoyen du monde, Air salin, Oui. Sur un fil. Ça sonne comme de la poésie. C'est quoi le fil conducteur de ces 3 albums? Je dirais que le fil conducteur, c'est l'évolution d'un gars qui cherche à s'améliorer, peut-être à devenir une meilleure personne. Puis en essayant de parler de ce qui le touche profondément, avec aucun... pas de but en arrière de l'affaire, juste sortir de moi ce que j'ai envie de sortir, puis ce qui me touche, en fait. Toi, moi, je regarde beaucoup l'actualité. En tout cas, quand je prends le pouls de la planète, il me semble qu'il y a beaucoup de choses de tragiques qui se passent en ce moment. Le monde a besoin d'amour. Qu'est-ce que toi, tu trouves de tragique en ce moment? Ce que je trouve tragique, tu viens de mettre le doigt dessus, c'est que je trouve que le monde écoute trop les nouvelles. Je trouve que ça, c'est un problème majeur parce que c'est pas des nouvelles, probablement, c'est des mauvaises nouvelles. Ça mérite pas de s'appeler des nouvelles, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils nous présentent pas les bonnes nouvelles. On dirait que les gens s'intéressent pas aux bonnes nouvelles, bizarrement. Mais il y a beaucoup de gens qui sont masochistes, qui vivent dans la peur, qui aiment ça. Je dirais que c'est en fait, comme tu dis, il y a un vrai manque d'amour. Je trouve que c'est le point principal, puis souvent, ça a l'air un peu épi de dire ça, mais c'est juste la vérité, c'est juste le fondement et la base de tout. Je leur ai fait peur en refusant de mentir. Je leur ai fait peur en refusant de mourir. Dans le passé, on donnait beaucoup de place aux chanteurs parce que justement, c'est eux qui apportaient vraiment la bonne nouvelle au travers de leur voyage, d'un village à l'autre ou d'un pays à l'autre. Ils amenaient avec eux ce qu'ils avaient vu, puis ils mettaient ça sur des airs. Hein? C'était eux, les journalistes. T'es un peu un journaliste à travers ta musique. De quoi tu parles quand tu écris? À qui tu t'adresses? En fait... J'y pense pas à qui je m'adresse quand j'écris une chanson, mais j'essaie juste que les gens que mon propos peut toucher, d'aller les chercher de la façon la plus précise possible, dans le sens que j'essaie de toucher un sujet qui est souvent... qu'on peut toucher au premier degré facilement, mais j'essaie d'y mettre une poésie en arrière aussi, tu sais. J'essaie de préciser, de mettre des degrés aussi, puis qu'il y en a qui vont prendre la chanson à un tel... J'essaie de pas trop expliquer non plus mes chansons. Parce que souvent, je trouve que quand tu expliques trop tes chansons, tu peux donner ton meaning à toi. Tu les confines un peu, hein? C'est ça, dans un... Tandis que il y a des gens que... Tu sais, il y a des gens qui me parlent de mes chansons des fois, puis ils vont mieux le décrire que moi. Puis ils vont me dire, ah, moi, j'ai vu ça dans ta chanson, puis je vais dire, ben, c'est en plein de ça que je voulais parler. Fait qu'une chanson peut être le porte-étendard de plusieurs causes. Vraiment, vraiment. Puis d'autres, ils vont la voir complètement différente, puis je leur dirai pas non. Tu sais, je vais essayer de garder ça ouvert. Je trouve que en tant qu'auteur-compositeur, je trouve ça important que les gens aient leur vision de ton art et non toi qui essaie de leur prémâcher. En parlant de porte-voix, est-ce que toi, tu as des causes qui t'interpellent plus que d'autres? Il y en a... Ben, oui. En fait, moi, on a été, avec Les Respectables pendant 5 ans, porte-parole la journée sans ma voiture. En fait, on a commencé, nous autres, on voyageait beaucoup en camion, tout ça, puis on jasait beaucoup de... J'osais pas juste de filles. Il y a d'autres choses. On parle de d'autres choses que des filles. Puis on parlait, c'était souvent naturellement d'environnement. Puis c'était pas à la mode
C'est dans le sens que, pour donner un exemple concret, la première année qu'on faisait la journée sans ma voiture à Montréal, on faisait des entrevues avec des journalistes, puis ils nous disaient « Qu'est-ce que c'est ça, là, votre histoire d'environnement? » Puis on se faisait traiter d'abrutis un peu. Puis finalement, les mêmes journalistes après ça, 2-3 ans après, ils faisaient « Ouais... c'est pas si bête que ça, hein? Vous faites bien de vous impliquer, puis d'essayer d'en parler plus. Il faut en parler plus. » Puis ils commençaient à voir ce qui se passait un peu. T'sais. Fait que l'environnement, c'est quelque chose qui tient à cœur. Vraiment. Ça, c'est... Ça fait longtemps, en fait. Ça a commencé avec mon père, en fait. C'était plus un... Parce que c'était un marin, puis, exemple... Lui, il était vraiment pour les bateaux à voile. Puis moi, je voulais un bateau à moteur, tu sais, quand j'étais jeune. Puis je comprenais pas. Puis il m'expliquait la puissance de chaque geste que tu fais dans la vie, jusqu'où ça peut amener, en fait. Que si tu pollues, tu rends pas le service aux voisins puis à ton prochain. Tandis que si tu fais attention, que tu fais bien les gestes, chaque geste, ben tu vas faire un pas faire avancer. Ben c'est bon, tu te rappelles de ça? Ouais. C'est ton père qui t'a enseigné ça? Ouais. Là, aujourd'hui, t'es papa. Ouais. De quoi t'aimerais que tes enfants se rappellent? Et on éduque par la répétition, hein? Qu'est-ce que tu répètes le plus? Je dirais que mes enfants... En fait, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est le plus possible, c'est d'être heureux. Puis de voir ce qui les rend heureux, puis le respect pour les autres aussi, tu sais, l'espèce de relation parce que quand t'es jeune, souvent tu réalises pas ce que tu fais, puis de les asseoir, puis de prendre du temps avec eux autres, en fait. Ben moi, j'avais envie de prendre ce temps-là avec toi, Pascal. Ah, je comprends. Et moi, je suis un petit peu une marchande de bonheur, comme toi. Toi, tu répands la bonne nouvelle avec ta musique, tes chansons. Puis moi, je répands la bonne nouvelle avec mon art. Et je t'ai invitée pour jaser avec toi, mais aussi pour te faire sourire encore un petit peu plus. C'est top. Merci. Ah, ça fait vraiment plaisir. Wow. Pour créer ce moment magique d'échange. C'est donc bien hot. Continue à faire ce que tu fais parce que tu le fais bien, puis tu m'inspires beaucoup. Merci. Puis comme on dit, faut être inspiré pour être inspirant. Merci. C'est le regard baissé que les enfants aux études vont apprendre à marcher, à vivre leur solitude. On nous a assez répété, on nous répète encore de ne pas nous inquiéter, y a pas de panique à bord. Alors on reste figé, impuissant et frustré, on essaie d'oublier comme des enfants cassés tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Ce qu'on apprend à 20 ans, on n'apprend même pas à s'aimer. Ça sert à quoi rouler des joints si c'est pour continuer à tourner? Tourne en rond, on tourne des pages, on tourne le dos et puis on dégage. On évite les face à face, on s'évite et on s'efface. On se regarde plus en face, on fait plus face à rien. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Elle est de quelle vérité ou de quel mensonge cette peur du jour aux nouvelles du soir?
toujours au poste, elle nous fige et nous ronge. On l'entend chuchoter dans tous les couloirs. Est-ce que c'est nous qui sommes faits, mais pas si bien fait que ça? Pas mal fait quand même, mais juste pas fait pour ça. Tous ces rêves usés auxquels on ne croit plus, tous ces espoirs qu'on nous a vendus. Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à baisser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça à fermer les yeux, à croiser les bras? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça? Qu'est-ce qui nous pousse comme ça, dis-moi? On voit que tu es venu accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, dans le cadre de la virée des designers montréalais Ford Fusion 2015, l'effet papillon création qui nous ouvre les portes de son atelier. Alors allons-y, allons faire un tour. Pour tous ceux qui ne sont pas encore familiers avec les nœuds papillons de confection artisanale, c'est grâce à un duo de designers montréalais que les collections de l'effet papillon création ont pris leur envol. Spécialisés dans la création de nœuds papillons pour hommes et pour femmes avec la signature distincte d'un joli bouton, les stylistes Pierrot Bedel et Julie Depeau proposent des collections qui sont inspirées d'une variation de matières luxueuses afin d'offrir aux friands de cet accessoire mode un produit d'une qualité exceptionnelle. Alors, nous voici ici dans l'atelier de Pierrot Bedel et de Julie Depeau, les designers de l'effet papillon création. Et bonjour Pierrot. Bonjour Yves Ulysse. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, c'est une belle aventure, hein, l'effet papillon création. Vos créations sont vraiment superbes, colorées, différents, uniques. Pourrais-tu expliquer un peu à l'auditoire quel a été le parcours et comment a commencé cette belle aventure? Alors ça a commencé par hasard dans une galerie d'art, la galerie 203 sur la rue Notre-Dame. On avait un rendez-vous là-bas pour une exposition et je portais un nœud papillon qu'on avait confectionné avec Julie simplement pour moi. Ça a flashé dans l'œil de Corinna Seraf. Elle nous a proposé un défi pour une soirée simplement basée sur le tuxedo, sur le fait de porter le nœud papillon autant pour les hommes que pour les femmes. Fait qu'elle nous a proposé le défi, on l'a accepté. Et nous voilà un an plus tard avec la compagnie L'Effet Papillon Création et de nouvelles aventures. Alors ça, c'est Tux in the City. C'est bien l'événement quand même mondain qui est très couru à Montréal. Tux in the City, c'est ça?
Exactement. Elle nous a proposé de lui présenter une collection de nœuds papillons et que si jamais ça lui plaisait, on aurait pu développer à partir de là une collaboration avec Corinne. Wow, c'est superbe. Je sais que vous avez des points de vente en ce moment. Est-ce que vous êtes sur le web? Comment qu'on peut trouver vos produits, justement? Alors, on a une plateforme sur le web, l'Effet Papillon Création. On a aussi tout récemment un point de vente au Cours Mont-Royal à Montréal. C'est le Salon Pur, un salon de coiffure renommé de par la qualité du lieu, le côté luxe et glamour. Donc, nous sommes vraiment heureux de cette collaboration qui, j'en suis sûr, va nous apporter beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui rend unique les nœuds papillons de l'Effet Papillon Création? Qu'est-ce qui vous diffère des autres designers? Je sais qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de gens qui font des nœuds, mais quelle est la particularité de l'Effet Papillon Création? Alors tout d'abord, nos nœuds papillons sont tous uniques. Ça, c'est vraiment un point d'honneur qu'on a pour se différencier aussi de certains designers de nœuds papillons. Mais il y a aussi le petit bouton en bas à droite. Ils sont tous rares et précieux. Ils viennent des 4 coins du monde. On en a en porcelaine peinte à la main, on en a en bois, on en a en noix de coco. Et tout récemment, nous avons fait fabriquer des nœuds papillons en céramique qui vient de l'atelier de ma cousine du sud de la France, une maître céramiste, artiste, qui nous a fait une collection de nœuds papillons exclusivement pour l'Effet Papillon Création. Les boutons sont uniques et ils sont exclusifs à la marque, donc ça rajoute de la valeur au produit. Le but pour nous, ça serait de collaborer avec des designers montréalais, québécois, autant dans le métal que dans le bois, que dans différentes textures, afin de développer aussi différents artistes qui sont ici avec des nœuds papillons, l'Effet Papillon Création, signés tel ou tel artiste. C'est ça vers là qu'on va aller. Je crois que c'est une très belle initiative, mais j'ai cru voir aussi quelque chose qui différencie beaucoup l'Effet Papillon Création, l'emballage. Parlez-nous un peu de la collaboration que vous avez eue avec justement cette compagnie qui produit vos boîtes qui sont extrêmement super. C'est des bijoux. Alors, expliquez-nous un peu justement l'emballage. Où est-ce que l'idée vous est venue d'avoir un emballage comme celui-ci? Alors tout d'abord, tout comme nos étiquettes dans le col brodées à Montréal sur la rue Chabanel, il était important pour nous que nos boîtes soient d'excellente qualité et qu'elles soient à la hauteur du produit qu'on allait mettre à l'intérieur. Donc on a cherché des spécialistes de l'emballage haut de gamme à Montréal pour pouvoir répondre à nos attentes. Et aujourd'hui, on est fiers de pouvoir dire qu'on travaille avec la compagnie Madovar. C'est des spécialistes de la boîte haut de gamme, luxe à Montréal. Et ils ont su répondre vraiment à toutes nos attentes, tant sur la qualité que sur le service à la clientèle. Ils sont vraiment à recommander pour tous les designers qui ont besoin de travailler avec des professionnels. Alors, je pense qu'on a pu faire quand même pas mal le tour. C'est vraiment un produit extraordinaire. Moi, j'en ai essayé un tout à l'heure. Et l'Effet Papillon Création, moi, je l'ai choisi comme commanditaire et designer spécialement pour mes tenues de soirée de Close Access. Alors, suivez-les de près et allez voir leurs produits. On se voit plus tard.
Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous couvrons l'événement Pointe et Nœud Papillon, une association toute spéciale entre la jeune scène d'affaires et l'École supérieure de ballet du Québec. Alors suivez-nous, on va aller faire un petit tour dans les coulisses et voir comment tout ce beau spectacle se déroule. Allons-y, on va faire un petit tour. Les nouveaux concepts de soirée glamour prennent un nouveau visage grâce à la jeune scène d'affaires et l'École supérieure de ballet du Québec, qui nous présente en 2015 la toute première édition des soirées bénéfices Pointe et Nœud Papillon. Une initiative qui se donne comme mission de promouvoir la relève artistique afin de participer à la relance de Montréal comme métropole culturelle au Québec et au Canada. Ces soirées exclusives ont été créées dans le but de permettre aux invités de soutenir une cause tout en les faisant découvrir l'extraordinaire discipline du ballet. Après avoir assisté au spectacle des élèves de l'école supérieure, les convives seront transportés en limousine dans une ambiance glamour et festive vers un lieu secret où d'autres surprises les attendent pour une expérience de star hollywoodienne. Avec comme menu, tuxedo, tapis rouge, bouchée raffinée, animation et champagne. Voici ici avec la charmante Anne Dryberg qui est professeure et aussi chorégraphe ce soir, qui va nous présenter une de ses pièces qui s'intitule Juxtaposition. Et nous sommes dans la salle Pierre-Mercure et comme vous pouvez le voir, les jeunes travaillent très fort pour nous préparer un spectacle hors du commun ce soir. Alors bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, j'aimerais que tu nous expliques quel a été le parcours qui vous a permis et qui a permis à ces jeunes-là d'arriver à produire ce spectacle ce soir. D'abord, une grande passion de la danse, plusieurs heures de répétition, un dévouement acharné et surtout des chorégraphies hautes en couleurs, dynamiques, drôles aussi, originales, différentes. Tout ça mis ensemble, je pense que ça fait un spectacle extraordinaire. Enfin, si on peut. La première hier était incroyable. Je suis sûr que ça va être extraordinaire encore ce soir parce que d'après ce que je peux voir dans la salle en bas, il y a une très grande fébrilité déjà. Les gens sont impatients de participer, d'assister à ce spectacle. Et comme j'ai pu constater aussi dans les répétitions, j'ai cru voir que certains des élèves ne sont pas de la même âge. Et ça se passe bien entre les jeunes et ça se supporte bien? Bien, en fait, on a des jeunes... notre programme commence en 5e primaire et va jusqu'au collégial. Et c'est formidable parce que quand on est en spectacle, on voit vraiment là, les jeunes qui sont avec les plus grands qui aident les jeunes. Donc, c'est vraiment le moment que tout le monde se rassemble comme une grande famille et c'est fantastique. Vraiment. Merci beaucoup, Anne. Merci. Bonsoir. Voici maintenant dans la fameuse limousine, notre ride de ce soir. Nous nous rendons à l'endroit mystère de cet événement glamour à Pointe et Nœud Papillon. Les deux instigatrices de cet événement, Natasha Angel et Eliane Roy. Alors, mesdames, bonsoir. Alors, explique-moi un peu le concept de Pointe et Nœud Papillon. Je sais que toi, tu as fait de la danse pendant des années. Et tu avais le goût de redonner un peu aussi à la communauté et à la relève de la danse. Parle-nous un peu de l'École supérieure de ballet du Québec. Oui, moi, j'ai effectivement étudié à l'École supérieure de ballet du Québec. J'étais là jusqu'à 16 ans. Et finalement, maintenant, tout à fait différent. Je suis dans le milieu des affaires. Et j'ai une passion pour la danse. Et en même temps, j'ai une passion pour le milieu des affaires. Et je voulais vraiment rallier, faire le lien plus entre affaires
et art. Puis ça se fait de plus en plus à Montréal, on entend de plus en plus parler. Il y a des groupes qui font des liens entre art et affaires. Puis je trouvais important de le faire non seulement pour les arts, mais pour la relève artistique. Donc nous, c'est un peu ça la différence, c'est qu'on ne vient pas seulement supporter les arts, mais en plus, on vient supporter les jeunes de la relève, les étudiants de l'école, les prochains qu'on va former, les prochaines Annick Bissonnette. Et donc, c'était ça un peu l'idée. Et aussi de rendre vraiment la danse plus accessible, donc d'amener les gens plus proches de ça. Et le spectacle, pour moi, le spectacle de l'École supérieure de ballet du Québec, c'était vraiment quelque chose d'idéal pour ça parce que c'est plein de petits numéros de danse, des petites chorégraphies. On n'a pas le temps de s'ennuyer, on voit des choses différentes. On voit vraiment, on fait un petit tour d'horizon rapidement avec des danseurs. On pense que c'est un spectacle d'école, mais finalement, c'est comme des professionnels. Alors, tout le monde est super impressionné. Alors, je voulais que les gens puissent venir voir ce spectacle-là. Est-ce que ça a été dur parfois? Est-ce qu'il y a eu des challenges? Parce que d'après ce que je peux voir, c'est très bien organisé ce soir. Explique-nous un peu ta démarche. En fait, on a fondé le groupe La Jeune Scène d'affaires au mois d'octobre-novembre. En 2014, dans le fond. Puis là, on montait notre premier événement bénéfice. Fait que le premier objectif, dans le fond, c'est de monter notre comité de La Jeune Scène d'affaires. Puis d'abord, qu'est-ce qui est important pour nous, c'était d'avoir autant d'hommes que de femmes dans le comité pour vraiment briser un peu ce lien-là, que c'est juste, le ballet, c'est seulement accessible, seulement pour les gens qui en ont fait, les filles qui en ont fait. Fait qu'on voulait vraiment aller toucher un public qui est plus grand par rapport à ça. Ça fait qu'on a monté notre comité. Après ça, là, aujourd'hui, c'est notre premier événement bénéfice. Puis on a essayé de monter notre objectif, c'est vraiment de faire un événement différent, de faire un événement qui était très glamour, mais vraiment une expérience. Fait qu'il y a la première portion qui est vraiment le spectacle de ballet. Puis après ça, on transportait tous les invités dans le lieu secret où il y a... on peut-tu en parler maintenant? Non, pas encore. Ça reste secret. C'est encore secret. C'est encore secret. Mais c'est ça, notre objectif, c'était vraiment de créer quelque chose qui était à un autre niveau. Donc oui, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus de travail qu'on pensait au départ, mais on est très, très heureux et fiers, franchement, de la soirée qui en découle. On a bien hâte de voir la suite. En tout cas, un gros bravo à la Jeune Scène d'affaires qui ont fait la fondation depuis novembre. Et nous sommes quoi? Nous sommes en juin presque. On est presque en juin. Et là, vous avez déjà réussi à établir tout ça et à monter une grosse soirée extrêmement glamour. Félicitations. Alors, on va continuer à s'amuser. On va aller faire un tour dans l'endroit secret. À tout à l'heure. Et voilà ce qui complète notre émission sous Pointe et Nœud Papillon. Et comme vous avez pu le constater, l'endroit mystère était le fameux musée Grévin. Alors c'est Yves Ulysse pour PlusAccess.tv. Tout le monde, on se fait une pratique avant qu'ils arrivent? Ils vont être bons. Comment tu te sens? Je me sens vraiment fière, là. On voit que tu es venue accompagner. Oui, effectivement, nous allons très bien. Vous connaissez les noms de tous les patients là-bas, de tous les patients, là. Chaque fois que je m'impliquais dans une œuvre de charité ou auprès d'une organisation, c'était toujours relié aux enfants. Je la lancerai pas sur le mur. Là, je vais bien aujourd'hui, j'ai pris mes médicaments.
Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes au Casino de Montréal pour célébrer la théâtralité, la créativité et le glamour, bien sûr. Alors, c'est une association toute spéciale entre le Casino de Montréal, l'Opéra de Montréal et Moisson Montréal. Alors, suivez-nous, on va aller faire un petit tour. Fondé à Montréal en 1980, l'Opéra de Montréal se voit être la plus importante maison lyrique francophone en Amérique du Nord. Supervisé par son directeur général Pierre Dufour, cette institution compte au moins dans sa saison 4 opéras et des activités qui lui permettent d'accueillir au-delà de 50 000 spectateurs annuellement. Parmi ces activités, le groupe a dernièrement mis sur pied le concept de la toute première édition de l'événement bénéfice Mardi Gras. Une soirée grandiose et festive au profit de Moisson Montréal et de l'Opéra de Montréal. La thématique permet aux convives de vivre une expérience dans une ambiance exubérante où l'excès sera favorisé avec des décors et des personnages à plus grande nature. En mettant le paquet sur un événement qui réunit des experts de la gastronomie et du divertissement, l'Opéra de Montréal démontre ainsi sa capacité d'évoluer avec son temps en mélangeant son expertise dans le domaine des arts et le réseautage d'affaires. Alors, nous voici ici avec Auriol Thomas, qui est le metteur en scène de l'Opéra de Montréal et de la soirée ce soir au Casino de Montréal. Alors, bonsoir Auriol. Bonsoir. Alors, explique-nous un petit peu ce concept très éclaté, fantastique. C'est merveilleux, c'est superbe ici, le décor est fabuleux. Explique-nous un peu ta démarche et comment tu as conceptualisé ce décor. Alors, nous nous sommes dit avec l'Opéra de Montréal que nous voulions faire une soirée de Mardi Gras, donc carnaval. On s'est inspiré du carnaval de Rio, on s'est inspiré du carnaval de Venise, également des Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans. Et à tout ça, nous avons voulu apporter une saveur opératique et j'ai décidé de proposer aux invités une soirée meurtre et mystère. Et la question, c'est qui a tué la Castafiore? Et les gens doivent se promener dans les 9 lieux du jeu Clou. Donc, nous avons reproduit ici dans la salle le hall d'entrée, la cuisine, la salle de bal, le salon, tous les lieux que nous retrouvons sur le carton jeu du jeu Clou. Et à la fin de la soirée, nous dévoilerons le meurtrier avec quelle arme et dans quel lieu. Wow! Alors, je crois qu'il y a plein de surprises qui se préparent ce soir. Il y a aussi des prix à gagner ou un prix à gagner, je crois, non? Exactement. Nous offrons des billets pour aller à la Nouvelle-Orléans ainsi que des abonnements pour l'Opéra de Montréal. Wow, c'est extraordinaire, mais on ne va pas dévoiler tous les prix, là. On va laisser ça comme ça. Mais je sais aussi que dernièrement, nous sommes allés faire un tour à l'Opéra et nous sommes allés voir Othello. Peux-tu nous expliquer un peu combien de temps et toute la démarche et que ça prend pour pouvoir bâtir et mettre en scène un événement ou un spectacle comme Othello, par exemple? Alors, normalement, un spectacle comme Othello, quand on me demande de faire une mise en scène d'opéra, c'est à peu près 1 an à 2 ans à l'avance. On me demande de commencer à concevoir l'idée, mais à l'Opéra de Montréal, les répétitions sont très courtes. Elles sont de 2 semaines et demie, voire 3 semaines. Donc, l'équipe de concepteurs travaille en amont 1 an à l'avance, mais l'équipe de la réalisation, la mise en scène, c'est vraiment 2 semaines et demie, 3 semaines. Alors, moi, je trouve ça absolument extraordinaire parce que quand on arrive là, on voit le spectacle, on voit tout le travail qu'il y a là-dessus. Et finalement, tu dis que c'est 2 semaines que les gens ont eu pour répéter. Alors moi, je trouve ça absolument incroyable, extraordinaire, tout le pouvoir, justement, créatif qu'il y a à Montréal. Alors merci beaucoup, Auriol, pour cette magnifique entrevue et je vous souhaite bon succès pour ce premier événement et les événements à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Alors, on va aller regarder tout ça.